appelle les Illuminati aujourd'hui, finalement a fait totalement disparaître la réalité d'une société. Là, on a un ordre secret qui a vraiment existé. L'idée d'un projet de lumière radicale, c'est une société qui n'a pas de symbole. C'est une petite chouette, la chouette de Minerve. Comme il n'y avait pas de symbole, ils les ont inventés. Le secret fascine. On aime s'imaginer ce qui est derrière l'avant-scène, ce qui est caché. Et en même temps, il nourrit beaucoup de fantasmes aussi. Il y aurait une sorte d'ordre secret derrière ce chaos apparent. Sur son cheval, il y a Weishaupt à côté qui, grand courageux, s'empresse de partir quand il voit que Lance s'est fait foudroyer. On se précipite, on le récupère, on voit qu'il est mort. On amène sa dépouille. On voit qu'il y a des documents des Illuminateurs. Alors vous imaginez le prêtre qui ouvre la sacoche de Lance, le plan démoniaque est devant nous, et il y a une confusion dans l'opinion publique entre une société discrète, un ordre initiatique qui est la franc-maçonnerie, avec une société secrète, ce qu'elle n'est pas. Le candidat à l'initiation va être partiellement déchaussé, donc en fait il trébuche parce qu'il a les yeux bandés. Quand il est mené dans ses voyages initiatiques, quand il fait le tour du temple, il est bousculé, par exemple. Ce qui est intéressant dans le cas de la P2, c'est qu'au départ, c'est vraiment une loge maçonnique, mais qui n'a de maçonnique que l'enveloppe. P2, c'est l'endroit où se retrouvent alors aussi bien des représentants de l'industrie, de la banque, des ministres, des journalistes très influents, l'ensemble des chefs des différents services secrets en Italie. Quand les juges et les carabiniers débarquent, ils découvrent tout simplement une fortune en lingots et des listes de membres où en fait tout ce qui compte comme différents types de pouvoirs en Italie en fait partie. Dans le Ku Klux Klan, le nom qu'ils utilisent le plus au 19e siècle, c'est l'Empire invisible. C'est un objet politique, racial, mais c'est aussi un objet de marketing, très clairement. Une cavalcade avec des chevaux carapassonnés, avec le costume du clan, la nuit, au flambeau, ça marque les esprits. La fiction se nourrit donc d'une trame historique, mais s'en affranchit complètement. On peut, je pense, tenter l'expérience de faire l'histoire des sociétés secrètes et en même temps de nos peurs, nos angoisses et de nos fantasmes. Pierre-Yves Beaurepaire, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Paranormal Show, nous sommes ravis de vous recevoir. Pierre-Yves Beaurepaire, vous êtes historien, professeur à l'Université Côte d'Azur, membre de l'Institut universitaire de France, spécialiste de l'Europe des Lumières, des réseaux savants, de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes, des Rose-Croix en passant par les Anonymous. Vous avez consacré plusieurs ouvrages majeurs à ces sujets et votre approche permet de comprendre plus largement la circulation des idées, des hommes et des pratiques intellectuelles à travers des réseaux transnationaux. Nous allons traverser avec vous ces sociétés secrètes, leurs rites et les mythologies qui les entourent et tenter de comprendre comment elles persistent encore aujourd'hui sous d'autres visages. Et une première question pour vous, Pierre-Yves. Pourquoi le mot « secret » déclenche autant notre imaginaire ? Alors c'est débuter d'emblée par une question difficile. C'est parce qu'en fait, le secret, on a un rapport très ambivalent au secret. Le secret fascine. On aime s'imaginer ce qui est derrière l'avant-scène, ce qui est caché. Et en même temps, il nourrit beaucoup de fantasmes aussi. Donc ça, je pense que c'est le point de départ avec une dimension psychologique de rapport au secret. Et dans le même temps, tout secret a vocation à être dévoilé, révélé. Donc à la fois, on cache, on révèle. Et moi, je vois ça comme une sorte de marqueur des peurs d'une société, selon l'époque. Quand on voit cette omniprésence des sociétés secrètes sur lesquelles je travaille, moi, j'ai toujours remarqué que c'était corrélé aux anxiétés du temps. C'est-à-dire que quand une société a peur, voit parce qu'il y a des risques de guerre ou de guerre civile, parce que elle a des éléments qui risquent de la faire imploser. Donc, pour l'époque moderne, par exemple, c'est des questions religieuses. Ouais. À d'autres époques, ça peut être des tensions internationales. Mais il y a l'idée qu'il y a une sorte de chaos ambiant et que croire au secret, ça donne une forme... à la fois, ça effraie, mais ça rassure. Il y aurait une sorte d'ordre secret derrière ce chaos apparent. Donc, je crois que c'est éminemment psychologique, notre rapport au
au secret. Est-ce que les sociétés secrètes sont des anomalies ou finalement elles sont quelque chose de très ordinaire ? Alors, par provocation, moi, j'aurais tendance à dire très ordinaire, parce que ce sont des révélateurs, en fait, pas des anomalies, mais des révélateurs, justement, d'une situation à un moment donné. Alors, en plus, les sociétés secrètes, elles abolissent le rapport un peu caricatural qu'on a, y compris nous en histoire, entre le vrai du faux. Moi, je pense toujours à Hérodote, qui est quand même une des figures fondatrice de l'histoire, quand il écrit, alors histoire, mais qu'on peut traduire aussi par enquête, il dit toujours, entre l'histoire avec un grand H et puis les histoires avec un petit H et un S, pourquoi devrait-on choisir ? On peut choisir les deux. Et il raconte par exemple, à propos de ses voyages, qu'on lui a dit avoir vu des hommes à tête de chien. Alors il dit, si on est sur l'histoire avec un grand H, on va dire n'importe quoi, ça n'existe pas. Mais si je suis dans les histoires, bien évidemment, pourquoi est-ce que je priverais mon lecteur d'une belle histoire ? Et je crois que c'est dans le rapport qu'on a au secret et aux sociétés secrètes, il y a cette dimension-là qui abolit le rapport entre l'histoire qui serait quelque chose de scientifique mais désincarné, et puis, les histoires qu'on raconte sur ceux qui sont secrètement tapis dans l'ombre et décident de l'avenir de l'humanité ou de tel ou tel pays. Donc ça, je pense que ça, c'est fondamental, ce qui fait que c'est vraiment pas une anomalie, c'est un révélateur et finalement, c'est quelque chose d'assez banal parce que à toute époque, dès lors qu'on a des références historiques, la documentation, on a des sociétés secrètes. Ça a toujours existé ? Ah oui, ça a toujours existé. Et alors, pourquoi vous êtes intéressé aux sociétés secrètes ? Alors, moi, au départ, j'ai travaillé sur la franc-maçonnerie parce que, comme vous le disiez, je travaillais sur le siècle des Lumières et puis au XVIIIe siècle, des francs-maçons, on en a dans tous les pays, partout. Ça va. Alors, il y a des grandes figures, Mozart, etc. Mais il y a des rois, il y a des anonymes. En quelques décennies, elle devient un phénomène mondial qui a pas d'éléments, de comparaison possible. Hein. C'est énormément de monde. Et c'est pas justement une société secrète, la franc-maçonnerie. C'est une société discrète. Et il y a une confusion dans l'opinion publique qui arrive très tôt entre une société discrète, un ordre initiatique, qui est la franc-maçonnerie, avec une société secrète, ce qu'elle n'est pas. Et c'est vrai à l'époque, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Et à un moment donné, puisque j'avais de plus en plus de questions sur est-ce que c'est une société secrète, etc., je me suis dit, plutôt que de se dire, oulala, sujet piège pour les historiens, pas légitime, parce que, voilà, je dis, mais non, au contraire, après tout, en histoire, on peut faire l'histoire de tout, puisque notre présent, c'est l'histoire de demain. Et notre passé, ça a des conséquences sur notre vie présente. On peut, je pense, tenter l'expérience de faire l'histoire des sociétés secrètes et en même temps de nos peurs, nos angoisses et de nos fantasmes collectifs qui se traduisent dans notre rapport aux sociétés secrètes existantes et à l'imaginaire qu'elles nourrissent. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. On va revenir évidemment sur la franc-maçonnerie et toute votre expertise sur le sujet. Qu'est-ce que ça change pour les personnes intérieurement de faire partie de ceux qui savent ? Alors ça, c'est une question passionnante et qui est à mon avis fondamentale. J'ai par exemple travaillé sur ce qu'on appelle au XVIIIe siècle les Illuminaten, donc qui vont devenir après les Illuminati, et qui viennent parasiter la franc-maçonnerie, puisqu'on parlait de franc-maçonnerie juste un instant. Et leur fondateur, qui est un type avec un ego surdimensionné, qui s'appelle Weishaupt et qui se fait appeler dans l'ordre Spartacus, et pose justement la question que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire qu'il a produit énormément de textes, et notamment sur la façon dont on peut convaincre un certain nombre de personnes qu'on cible, ou de groupes qu'on cible, d'entrer dans ce qui est clairement un ordre secret. Donc, que mettons en avant ? Et il met clairement en avant
une sorte de question-réponse, il appelle ça un catéchisme, hein, mais une sorte de question-réponse que l'agent recruteur a avec lui pour dire en fonction des questions, des craintes, etc., qu'est-ce que vous mettez en avant. C'est tout de suite le rapport au secret en disant, imaginez, il parle de plaisir. Le plaisir que va créer chez vous l'idée que le commun des mortels voit quelque chose se passer, ignore toute la signification profonde, et que vous savez. Vous savez. Et c'est quand même, ça a 250 ans, c'est à la fois très cynique, mais c'est d'une modernité extraordinaire, hein, de se dire, voilà, le rapport fondamental, c'est le plaisir. Et il dit après, le plaisir aussi de gouverner, c'est-à-dire de peser sur l'ordre des choses, alors que nous, commun des mortels, on est ballottés par les événements. Il y a un petit sentiment de supériorité. Il y a un énorme sentiment de supériorité. Et lui-même se compare à Jésus. Vous imaginez le contexte, quand même, 18e siècle. Il dit, moi, je suis Jésus, vous êtes mes apôtres. Ah oui. Donc, il écrit, hein. Ce rapport-là est vraiment ça. Il parle de plaisir, de dimension de domination sur un groupe, puisque c'est très cloisonné, etc. Et ce côté, on domine les événements alors que les autres les subissent. Moi, je crois que ça, c'est quand même le ressort profond, alors là aussi, réel ou fantasmé, de l'adhésion à une société secrète. Alors, puisque vous évoquez les Illuminati, allons-y. On a envie de découvrir tout ce que vous savez sur cet ordre secret. Qui sont-ils historiquement? Pourquoi se sont-ils créés? Dans quels objectifs? Oui, alors ce qui est intéressant aussi là du point de vue de l'historien, c'est que nous on arrive avec la vision finale, c'est-à-dire où le mythe, ce qu'on appelle les Illuminati aujourd'hui, que en France on appelait pendant la Révolution les Illuminés de Bavière, finalement a fait totalement disparaître la réalité d'une société. Là, c'est pas toujours le cas, mais on a un ordre secret qui a vraiment existé. Il date du 1er mai 1776. On a exactement la date de fondation. On est en Bavière, donc un État catholique de l'Empire germanique. Et ça, c'est important parce que à cette époque-là, les jésuites viennent d'être interdits. Donc, c'était vraiment eux qui formaient les élites en pays catholique, mais dans une lecture qui est déjà une lecture complotiste des événements. Lui, le fondateur, donc Weishaupt, qui est professeur de droit canon, hein, donc théologien, mais en rupture de banc avec les jésuites, et il considère qu'en réalité, non, c'est le contraire. S'ils sont interdits, ils sont encore plus puissants qu'avant. On se dit, si on est interdit, vous êtes moins puissants. Mais on est déjà dans une logique complotiste, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de cacher leurs réelles ambitions, leurs volontés, etc. Et donc, il imagine créer un ordre secret pour venir lutter contre les anti-lumières, la tendance des jésuites. Alors, il imagine telle une pieuvre s'insinuer. Donc, on est vraiment dans une origine complotiste, mais là, il faut pas. Moi, j'aime pas utiliser le spectre politique parce que c'est pas d'époque. Mais s'il y a un complotisme qu'aujourd'hui on appellerait d'extrême droite, là, on est dans les lumières radicales. Donc, on est à l'autre bout du spectre qui se dit en fait, il faut former. C'est un pédagogue, il veut former des jeunes au départ, des jeunes étudiants, se dire quand ils seront arrivés donc à la maturité de leur carrière professionnelle, etc., ils pourront nous aider à démasquer ceux qui veulent combattre les lumières. Donc, c'est vraiment l'idée d'un projet de lumière radicale pour lutter contre tout ce qu'il estime être la volonté de freiner les lumières, de les limiter. Donc, c'est très éducatif, comme c'est même une utopie pédagogique au départ. C'est aussi rapidement une volonté d'infiltrer donc les institutions d'État. C'est vraiment dans l'espace germanique au départ, mais qui est immense à l'échelle de l'Europe, pour influencer sur les recrutements futurs, etc. Donc c'est pas l'idée, ce serait pas un complot à court terme, pas du tout. C'est l'idée de forger secrètement les défenseurs. Voilà, les défenseurs des Lumières par rapport à toutes celles et ceux qui veulent lutter contre. Donc ça suppose que c'est un investissement à 10, 15, 20 ans, donc secret, et ils voient ça comme au départ
départ, il appelle même la première classe de l'ordre secret, s'appelle la pépinière. Donc, c'est former les futurs cadres dirigeants, qu'ils soient au courant, qu'ils soient informés qu'ils appartiennent à cet ordre secret ou pas. Hein. On peut aussi les recruter sans... c'est là aussi que c'est très moderne, sans leur faire savoir dans quoi on les a recrutés. C'est-à-dire que son ordre secret, il peut avoir toutes les apparences. Ça peut être donc une société savante, ça peut être un cercle culturel, ça peut être toutes sortes de choses. Il y a énormément de faux nez. Hein, il y a de fausses apparences de cet ordre secret. C'est très manipulateur. Tout est cloisonné à l'intérieur, entre les classes, et on ne doit pas savoir. Le seul contact, c'est avec celui qui vous a reçu, qui vous a parrainé. Mais il n'y a pas de société équivalente à ce moment-là parce qu'il y a toute une hiérarchie. Et la troisième classe, celle qui est tout en haut, c'est celle des petits et des grands mystères. Ça donne le ton hein, de ceux qui seront capables donc d'apprendre les moyens de gouverner secrètement les hommes. Plein de références aux sociétés secrètes de l'Antiquité, les pythagoriciens, etc. Ouais. Et au sommet, il y a un gouvernement secret de l'ordre qui s'appelle l'aréopage. Il y a toujours les fascinations de l'Antiquité à cette époque-là. Et bien sûr, lui, il est encore au-dessus. Voilà. et donc, c'est cette dimension-là qui est très, très présente. À la fois une utopie pédagogique caractéristique des Lumières, mais aussi l'idée de créer une machine à recruter ceux qui ensuite viendront occuper des places dominantes dans la société, dans les institutions politiques, de justice, etc. Des princes aussi. Hein, il y a plusieurs dizaines de princes qui font partie de l'ordre et de ce fait-là, qui viendront, parce qu'ils sont dans une position de pouvoir, relayer les thèses qui sont les siennes, c'est-à-dire d'un combat à mort entre les Lumières et les anti-Lumières. Et donc là, de son point de vue, comme les anti-lumières se sont structurés, organisés, etc., il faut être aussi organisé. Il faut pas être naïf. Il faut que les lumières, elles s'organisent de manière secrète. C'est pour ça que moi je dis que ce sont des lumières radicales parce que il y a cette radicalité de l'engagement. The Paranormal Show est un média indépendant. Pour nous soutenir, abonnez-vous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, mais aussi sur votre réseau social favori. Les liens sont disponibles en description. Un commentaire, un like, un partage nous aident énormément. Pour accéder à des contenus exclusifs et soutenir la chaîne, rejoignez-nous sur la section YouTube dédiée. La suite se construira avec et grâce à vous. Merci. Est-ce qu'il fantasme réellement le fait que les anti-lumières soient organisées ? Pour vous, vous parlez de complot. Ou est-ce qu'il y a réellement une organisation aussi des anti-lumières ? Enfin, où est le curseur de la réalité là-dessus ? Alors là aussi, ce qui est intéressant, compris toujours sur l'aspect psychologique, parce que, bien évidemment, c'est l'âge des révolutions. Hein. C'est pas un hasard. 76, c'est la révolution américaine. Et on va entrer dans une dynamique. Nous, on focalise trop sur la révolution française. On a une dynamique européenne et puis transatlantique qui va des années 70 jusqu'aux années 1820, 1830. Et alors, il y a les deux, en fait. Il y a à la fois une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mimétisme entre lumière et anti-lumière. Il identifie par exemple un ordre qui s'appelle les Roses Croix d'Or, qu'il faut pas confondre avec les Roses Croix du XVIIe siècle. Et les Roses Croix d'Or, il explique bien au départ qu'il veut créer son ordre, les Illuminaten, donc pour donc ceux qui se laissent vraiment illuminer par les lumières et leur combat, comme une sorte de double. Mais alors pour lui, il y a un double vertueux face aux Rose-Croix d'Or qui serait dans l'irrationnel, dans le mysticisme et dans la manipulation. Et il verra à un moment donné, puisque c'est quelqu'un qui vit très longtemps, bien au-delà de la suppression des Illuminaten, il verra dans le fait que le futur roi de Prusse, Frédéric Guillaume II, celui qui a succédé à celui qu'on appelait à tort le roi philosophe, Frédéric II, celui qui avait cette relation complexe avec Voltaire, quand il va monter sur le trône en 1786, c'est un pur élève des Rose-Croix d'Or.
D'accord. Donc là, c'est l'idée que, vous voyez bien, je vous l'avais dit 10 ans plus Mais tôt, oui, oui. ils étaient là, ils ont pris le pouvoir. C'est la prophétie autoréalisatrice. Exactement, c'est exactement ça. Et donc ça explique aussi le fait qu'un certain nombre de sociétés d'ordre secret perdurent, ou que ceux qui s'en réclament des décennies après vont reconstituer une sorte de lecture généalogique en disant, vous voyez, que ce soit la révolution ou la contre-révolution, ce sont ces ordres-là dans leur affrontement donc qui les ont créés. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Donc, par rapport à votre question, c'est à la fois une réalité. Les Rose-Croix d'Or s'organisent, se structurent, complotent pas forcément, mais ils ont exactement la même dimension d'influence, de recherche aussi de ceux qui vont compter. Ils sont très structurés, c'est-à-dire que il y a des centaines de Rose-Croix d'Or aujourd'hui dont on ne connaît pas le nom. C'est vraiment, ils ont travaillé sur le secret, sur l'idée que si un maillon de la chaîne tombe, il faut pas dévoiler tout le monde, etc. Donc il y a un travail de structuration de l'ordre secret, etc. Donc ça, c'est une réalité. Et puis il y a la part de fantasme. Si pour exister, il faut avoir un double ennemi, et d'un côté comme de l'autre, et ils se sont trouvés. Ouais. Voilà, tout à fait. Ils se nourrissent l'un l'autre, et ils se sont trouvés ou forgés celui qui était donc ce double ennemi. Et quand je parlais des jésuites, ce sont des théories qui ont énormément qui se sont énormément diffusées au XVIIIe siècle, mais même au XIXe siècle, le fait que ils étaient puissants. Alors ils peuvent avoir prêté leur influence à ceux qui sont régicides, qui ont voulu tuer les rois pour déstabiliser les régimes, former aussi toutes les élites. Donc bien évidemment, ça vient accréditer cette atmosphère dans laquelle baignent ceux qui imaginent que leur ordre secret est positif parce que ils ont identifié la menace et qu'il faut lui répondre sur son propre terrain, c'est-à-dire celui du combat secret. Ça ne doit pas être facile en tant qu'historien de faire la part des choses entre les rumeurs, les choses réelles. Justement, comment vous travaillez, vous ? Alors, comment je travaille ? D'abord, en histoire, on essaie de travailler sur des sources, sur des matériaux primaires. Ça ne veut pas dire que ce qui est dit dedans est vrai, mais ce sont des matériaux authentiques, c'est-à-dire dont on peut authentifier l'existence, etc. Donc ça, c'est un point de départ. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que ces ordres secrets sont très bavards. Ils écrivent beaucoup en interne, il y a des fuites, il y a des gens qui se disent aussi un tel il a stagné au niveau de la première classe, pourquoi mon voisin ou quelqu'un qui a été reçu plus tard est déjà à la deuxième ou troisième classe. Donc il y a des rivalités, des jalousies comme partout, et ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Dans le cas des Illuminatons, il y a eu des descentes de police, des listes de membres qui ont été publiées, etc. Donc en fait, souvent on a beaucoup de matériaux. Ça c'est le point de départ. Mais une fois encore, le matériau d'époque ne veut pas dire qu'il est vrai. Oui. Parce qu'il est là aussi pour leurrer, tromper, etc. Il peut avoir une vision fausse de la réalité. Mais voilà, le point de départ, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas considérer qu'il y aurait la source authentique et que tous les bruits, rumeurs à l'époque ou jusqu'à aujourd'hui devraient être écartés en disant ça c'est pas valable. Non, parce que le bruit et la rumeur dit énormément justement de la peur d'une société, de ses angoisses, mais aussi de ses fantasmes. Donc c'est très important à prendre en compte. Et après c'est à croiser. Il faut croiser les sources. Il faut croiser la façon de travailler dessus. Et comme je disais tout à l'heure, ça rebat les cartes entre vrai et faux. Parce que la question, c'est pas vrai et faux. C'est qu'il y a un plan de fiction qui vient en permanence nourrir leur représentation. Lui, il va se dire, par exemple... Là, vous parlez du fondateur des Illuminati. Oui, mais de manière générale, c'est-à-dire que de se dire, ah oui, mais toute société secrète, elle se constitue comme société secrète parce que soit elle a des objectifs bien identifiés, soit elle le fait en réaction avec le cours de l'histoire du moment, c'est-à-dire le monde avec lequel elle interfère. Elle veut se cacher
parce qu'elle se sent menacée, elle veut se cacher parce qu'elle veut avancer masquée jusqu'à pouvoir dévoiler ses batteries. Il y a plein de raisons. Donc même quand on se dit ordre secret ou société secrète, on passe son temps à interagir avec le monde qui nous entoure, le réel, le fantasmé, etc. Et donc moi, ce qui me frappe, c'est que tout ça doit être pris en compte. Tout ça cohabite finalement. Voilà, si je me tiens juste à dire, ok, 1er mai 76, voilà, je m'arrête là. C'est vrai, ça me dit rien du tout. En revanche, que quand... alors là, c'est l'histoire a cédé au mythe, mais quand dans le mythe des Illuminati qui vient donc se greffer sur la réalité, cette société des Illuminati, on va dire, en prenant le billet $1, époque Roosevelt, donc les années 30, mais du XXe siècle, mais auparavant, fin du XVIIIe, le grand saut des États-Unis avec la pyramide inachevée, etc., toute la symbolique. En bas de la pyramide inachevée, du billet $1, donc, ou du grand saut, on a 1776. Bien sûr, nous, on sait que c'est le 4 juillet 76, l'indépendance américaine, mais dans cette lecture-là, on va dire, non, en fait, ça renvoie à la fondation de l'ordre des Illuminati par Weishaupt le 1er mai 76. C'est-à-dire, en gros, on va dire au public, vous avez sous les yeux la preuve qu'ils ont fait main basse sur le monde, et là, pas sur l'Europe, mais sur l'Amérique. Et en même temps, parce que vous l'avez sous les yeux, c'est tellement visible qu'on n'y fait pas attention. Le sens caché des choses. Alors, bien évidemment, moi, je peux dire, c'est erroné, c'est pas la bonne date, etc. Mais en fait, ça me dit rien. Ce qui dit justement du rapport à une époque, c'est que vous avez des gens, y compris... Alors, faut pas du tout imaginer que les gens qui véhiculent ce type de thèse sont des gens idiots, sans éducation. Ça, c'est totalement faux. Vous avez tous les niveaux d'éducation, toutes les catégories sociales, etc. Et toutes les sensibilités politiques aussi. Qui disent, voilà, le sens caché, c'est que vous avez quelque chose sous les yeux, 1776, et il y a un sens caché. Donc, si je ne garde que l'aspect factuel, je passe à côté de 90% de la signification de ça. Donc, en fait, l'idée, c'est d'articuler l'un et l'autre, et de dire, il y a un plan historique, et soit en parallèle, mais parfois ils se croisent. On a un plan qui est celui de l'imaginaire, du fantasme, etc. Qui raconte sa propre histoire. Je reviens à Hérodote. Il y a peut-être l'histoire avec un grand H, mais souvent les histoires avec un petit H et un petit S sont beaucoup plus audibles que l'histoire avec un grand H. Et donc en fait, il faut faire une sorte de grand écart permanent pour tenir les deux extrémités de la chaîne, et pas ou l'un ou l'autre. Les Illuminati, le mouvement va s'arrêter finalement très vite. Et c'est là où va naître, ce que vous disiez, va commencer à naître le mythe. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans la fin de ce mouvement? Pourquoi il s'arrête? Comment? Et à partir de quand? Et pourquoi commence la mythologie autour des Illuminati, justement? Comment ils passent des Illuminatons aux Illuminati aussi, si j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Historiquement, ça a duré une décennie. C'est rien, hein. En 85, ça y est, commence déjà à être démantelé. En Bavière et ailleurs, mais particulièrement en Bavière, parce démantelé que... par qui, pardon? Alors, par les autorités politiques, par le duc de Bavière, on dit à l'époque l'électeur, parce que c'est les princes qui élisent l'empereur. Donc, l'électeur de Bavière trouve que ça a pris trop d'importance, qu'ils sont trop présents dans les cadres dirigeants. Pour une société secrète, moi, j'identifie entre 2 à 3 000 membres. Il faut imaginer que quand c'était au départ une simple utopie pédagogique, c'était une poignée de membres. À partir du moment où ils ont décidé d'accélérer le rythme parce qu'il y avait ce combat contre les anti-lumières et donc de monter en puissance, une société secrète qui place très bien les siens avec 2000 personnes, c'est beaucoup. Ça a bien marché quand même. Voilà, ça a bien marché parce qu'il y en a beaucoup de sociétés secrètes. Pourquoi celle-là? Ça aurait pu être une autre, etc. Il y a des divisions. Donc en fait, l'origine de la chute, c'est souvent ça, la croissance trop rapide. On prend confiance, donc on est moins attentif. On a un certain nombre de gens qui sont blessés, comme je disais tout à l'heure, par la promotion de certains et puis par la disgrâce d'autres.
Donc voilà, ça commence. Le petit bruit arrive jusque aux oreilles des autorités policières et dirigeantes. Se dire voilà, là. Il faut peut-être agir parce que il y a un programme de réforme radicale, voire vraiment révolutionnaire, dans le sens pas faire chuter les autorités, mais transformer radicalement donc l'organisation sociale, politique, ce qui est pas du tout le cas. On parlait de franc-maçonnerie tout à l'heure, d'une franc-maçonnerie qui est tout à fait légitimiste, suit complètement le cadre social et politique, où il y a absolument politiquement aucun risque pour la société d'Ancien Régime. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, au bout d'un moment, on dit non, mais là, on va intervenir parce que ça n'est pas possible. On parlait du secret tout à l'heure. Dans une société dite d'Ancien Régime, le secret, c'est l'exclusivité du prince. Donc le prince, lui, il peut diriger, donc avoir une diplomatie secrète, il peut avoir toute forme de négociation et d'échange qui lui est réservée, il n'a pas de compte à rendre. Donc c'est ça ce qu'on appelle le secret avec un grand S, sous Louis XV par exemple en France, à la même époque. On parle du secret du roi pour tout ce qui est activité donc de direction parallèle aux institutions. Et donc, bien évidemment, ça, c'est pas possible de s'imaginer que des particuliers choisissent de se dire, nous aussi, on va contrôler le secret, on va faire un levier pour transformer le monde. Donc ça explique qu'au bout de 10 ans, pour eux, il était temps d'intervenir. Voilà. Donc et comme ils ont laissé, comme je disais, beaucoup de traces, beaucoup de listes, beaucoup de nombres, donc de membres, c'est le moyen qui a été utilisé. Et c'est très moderne aussi, c'est de se dire. Alors avant, on aurait tout. On serait avancé, on aurait procédé d'une manière masquée, on se serait avancé tout doucement. Là, ils font exactement le contraire et révèlent tout. Ils révèlent tout au public, les listes de membres, etc., pour essayer de dire, regardez, nous, les autorités, on a fait ce qu'il fallait, y compris avec des gens puissants, influents, etc., on les a dévoilés, on les a révélés au public. C'est-à-dire qu'on a pris, voilà, on tue le secret en dévoilant le secret. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, c'est une sorte de vrai procès politique avant l'heure. Oui. Et c'est tout à fait, c'est en rupture complète innovant, avec toutes les traditions. Ouais, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est le point de départ. Et comme là-dessus arrivent les révolutions, et notamment la Révolution française, c'est le chaos complet parce qu'on ne comprend pas comment un ordre qui est censé immuable, celui de la société d'Ancien Régime, donc là en France, mais pas seulement, s'effondre parce que ces tentations révolutionnaires, il y en a partout en Europe. Ouais. Même dans les îles britanniques, vous avez des gens qui sont absolument fascinés par l'expérience révolutionnaire française. Donc en fait, dans ce chaos ambiant, il faut essayer de donner du sens au non-sens. Et là, c'est tellement tentant d'expliquer que ce chaos vient d'un plan secret, donc porté par des sociétés secrètes. Alors là, ça peut être effectivement les Illuminaten. Donc, quand on est à la fin des années 1790, ça commence avant, dans les années 92, au moment de la chute de la monarchie, mais c'est ensuite interprété par des penseurs de la contre-révolution en France, mais en Angleterre aussi. En France, c'est l'abbé Baruel, c'est John Robison dans les îles britanniques, et c'est lui qui crée le terme Illuminati. Et son livre s'appelle Proofs of a Conspiracy Carried by etc. C'est-à-dire preuve d'une conspiration portée par les Illuminati, etc. Et ben ça, en quelques semaines, ça franchit l'Atlantique, ça se déploie dans tout l'espace européen aussi, et ça permet aux gens, à tort ou à raison, d'avoir une sorte de clé d'interprétation du chaos ambiant. C'est une explication exactement. En fait, qui semble simple, entre guillemets. Tout à fait. Et donc, on passe, en fait, de l'histoire avéré d'un ordre secret à donc une sorte de dévoilement qui va nourrir le mythe, bien évidemment, des Illuminati et d'autres, mais de ce qui c'est des causes réelles, mais donc des causes cachées
de la Révolution. Et pour aller, si vous me permettez, pour aller au bout de la logique, moi, c'est comme si c'était une pelote de fil. Hein. Moi, j'ai commencé par les Illuminaten et les Illuminati, devenus Illuminati, mais en fait, dans cette lecture généalogique qu'ils ont des ordres secrets, des sociétés secrètes, sous la Révolution, et c'est ça qui est quand même assez fascinant, ceux qui vont être mis en cause, avant tout, sont les Templiers. Alors là, on se dit, mon histoire, les Templiers, depuis le XIVe siècle... Ils ont fini sur le bûcher, c'est fini. Donc, il faut quand même faire un sacré grand écart pour le XIVe siècle jusqu'en 1789. Et on a un auteur français, l'abbé Lefranc, qui est un des victimes des massacres de septembre en 92, quand on vide les prisons et qu'on tue ceux qui sont dedans en les accusant d'être des menaces pour la Révolution. Et donc, pour eux, c'est un martyr, quelqu'un qu'on a voulu faire taire, etc. Et il publie un livre qui s'appelle « Le voile levé », sur justement les origines de la Révolution. Et pour lui, la franc-maçonnerie qui mélange avec les Illuminés, donc c'est la version française des Illuminati, c'est qu'un épiphénomène, en fait, tout ce qui se passe, c'est la vengeance des Templiers. Donc d'un ordre qui n'avait rien de secret, c'est un ordre chevaleresque et religieux, donc de moines soldats, mais qui aurait, alors bien sûr il y a les fameux trésors, mais qui aurait des secrets à cacher et qui aurait décidé de se venger de la monarchie des Bourbons, du pape, etc. Et ce qui peut nous paraître loufoque, ça a un énorme succès parce qu'en plus, comme il est mort, il peut plus revendiquer de droit d'auteur ni quoi que ce soit. Donc, ceux qui prennent le relais, comme l'abbé Baruel, un ex-jésuite qui a dû quitter son ordre puisque l'ordre des jésuites a été supprimé, comme je disais tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il va récupérer ce qu'il dit en disant, voilà, on a l'exemple d'une conspiration qui se déploie sur des siècles. Et tous les ordres secrets ou les sociétés secrètes qui se sont inventées après ne sont finalement que des avatars ou des extrémités du grand complot, de la grande conspiration. Ici, c'est celle des Templiers, mais au 19e siècle, on va aller beaucoup plus loin, on va dire même que c'est d'origine satanique. Et donc, en fait, depuis les origines de l'humanité jusqu'à l'époque contemporaine, eh bien, il y a des ordres secrets qui développent ce plan satanique, tout simplement pour détruire l'ordre légitime, etc. Et aussi étonnant que ça paraisse, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien parce que les gens étant tellement désorientés, ça donne un certain nombre de clés de lecture. Et si je peux me permettre encore un parallèle pour vous montrer que ça influence jusqu'à la vision contemporaine, il y a une série de jeux vidéo produits par Ubisoft qui ont un succès énorme depuis 2014, donc depuis plus d'une décennie. C'est Assassin's Creed. Et là, ce sont une société secrète, les assassins, qui se bat donc contre un ordre, mais qui aurait cette dimension secrète, qui est justement celui des Templiers. Voilà. Et dans la version sur la Révolution, dans l'opus donc de la série Assassin's Creed sur la Révolution, Unity, eh bien en fait, les Illuminati sont la version fin 18e siècle de la menace templière. Donc, c'est les assassins contre les Templiers. Et quand on regarde le début, donc, il y a une cinématique, comme souvent dans les jeux, avant que les gens puissent jouer, on revient au sacrifice, enfin, ou on peut le dire comme on veut, ou au martyr du dernier grand maître de l'ordre des Templiers, Jacques de Molay, qui est sur le bûcher. Et à ce moment-là, donc, vous aux gémonies, enfin, vous à la malédiction, le roi de France et le pape. Et on se dit, mais quel rapport avec la Révolution ? Et en fait, en faisant ça, ils ont repris exactement les écrits de cette époque-là. Alors là, c'est pas l'abbé Lefranc ou Baruel, c'est Cadet de Gassicourt, mais c'est exactement la même chose. Et moi, j'ai interrogé les conseillers historiques du jeu en question. J'aurais dit, mais là, en faisant ça, vous recyclez quand même auprès de millions de joueurs après, ce type de lecture. Alors, c'est même pas complotiste, ce type de lecture, même conspiration de temps long, etc., de la Révolution, qui ne serait que le produit de la vengeance des Templiers
Et donc, face aux Templiers, il faut un autre ordre secret se mette en place, c'est l'ordre des assassins. Voilà. Et donc, il s'affranchit au passage complètement de l'histoire, de la chronologie, puisque ça remonte au Moyen-Âge et aux croisades. Hein. Donc, c'est tout à fait révélateur. Et la réponse, c'est de dire, alors que c'est des jeux qui ont fait un effort particulier sur la crédibilité des décors, de la mise en scène, etc. C'est très travaillé, hein, en allant chercher justement les matériaux, les documents qui permettent de faire des villes réalistes, etc., des situations. C'est là qu'on se rend compte à quel point il n'y a plus le vrai du faux. La fiction se nourrit donc d'une trame historique, mais s'en affranchit complètement. Et c'est révélateur du fait que le jeu commence là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, des textes dont on pourrait se dire, bon, finalement, ils ont touché qu'un petit nombre de gens, alors on va dire illuminés ou pas, mais il faut se méfier, bien évidemment, qui croient à ce genre d'explication. Non, c'est très largement diffusé parce que c'est beaucoup plus crédible que si je vous dis, ah mais non, les causes de la révolution, c'est pas du tout ça, c'est 3 mauvaises années de récolte successives, le climat qui s'est détérioré, telle ou telle raison. Multifactoriel. Alors, voilà, et puis contradictoire, sans récit unifié par rapport à dire, mais non, c'est un grand complot et qui fait sens, mis en relation avec toute une série d'autres, avant, au même moment et après. Est-ce que c'est pas un besoin fondamentalement humain que d'avoir un récit unifié, simple, entre guillemets ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait humain. Je parlais de la dimension psychologique tout à l'heure. Ils ont parfaitement compris que dans une période de trouble, on a la volonté aussi de se raccrocher à quelque chose qui a l'air raisonnable malgré les apparences. C'est-à-dire que ce chaos, en fait, n'est pas si chaotique que ça si on sait décrypter. Donc on va dire qu'en fait on fait une œuvre de salutaire, hein, en ouvrant les yeux de ceux qui naïvement croient ce que leur dit ou l'histoire officielle ou les sources d'information du moment, en leur révélant le sens caché. Et ça, je pense à toute période de crise. Et l'époque contemporaine en a quand même connu énormément, ou d'effondrement d'empire, de changement de rapport de force. C'est toujours la même mécanique qui fonctionne, et elle fonctionne très bien, parce qu'elle dit, voyez, la réalité, comme tout à l'heure je disais pour 1776, elle est sous vos yeux, il suffit d'ouvrir les yeux. Nous, on est là pour vous aider à les ouvrir. Et donc, en fait, vous changez le rapport à la raison. Hein, ceux qui se disaient les lumières radicales, etc., ils sont là, au contraire, pour vous leurrer. Nous, quel que soit notre agenda politique ou notre positionnement sur le spectre politique, on va vous ouvrir les yeux sur qui tient vraiment, qui tire vraiment les ficelles, qui tient les rênes du pouvoir, et on va vous déceler. Voilà, on va vous ouvrir les yeux. Et ça marche très bien. Je reviens sur le coup sur les Illuminati. Pourquoi la mythologie semble disproportionnée ? Pourquoi le mythe perdure encore aujourd'hui face à l'existence d'un ordre secret qui, finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, Pierre-Yves, a été très court ? Oui. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, forcément, plusieurs raisons. La première, c'est que y a un côté plasticité. Vous pouvez c'est comme un mécano. Vous pouvez, avec les mêmes pièces, raconter des histoires différentes. Je prends un exemple, moi, qui m'a fait frapper quand j'avais travaillé sur le sujet. Je vous ai dit, en quelques semaines, ça franchit l'Atlantique. Aujourd'hui, ça serait quelques secondes ou quelques minutes avec les réseaux sociaux. À l'époque, c'est avec la presse, mais c'est vraiment quelques semaines. On est, par exemple, donc en France, c'est 1797, l'abbé Baruel. Quelques mois plus tard, mais toujours dans la même année, Robinson. En 98, on est déjà, c'est au cœur des affrontements politiques aux États-Unis. Donc, c'est vraiment quelques semaines. Et on est en train de préparer, on est déjà des élections de midterm, hein, c'est comme aujourd'hui, les élections de 1800. Les élections de 1800, ça va être le président sortant, John Adams, contre celui qui représentait les États-Unis, c'est pas neutre, en France pendant la Révolution, qu'on accuse d'être très proche des révolutionnaires français, un des pères fondateurs de la République américaine, Thomas Jefferson. Et en fait, c'est Jefferson qui va gagner les élections, mais
à ce moment-là, les gens qui influencent le caractère, la partie conservatrice de l'opinion publique américaine, c'est notamment 2 frères qui sont dans la Nouvelle-Angleterre, les frères Dwight, sont 2 pasteurs, mais des pasteurs ultra conservateurs. Et l'un d'eux est président de l'université Yale, donc une université très célèbre déjà à ce moment-là. Et ils disent clairement, et bien évidemment, leur candidat, c'est le président sortant, John Adams, ils disent, les Illuminati, ils sont plus simplement en France, en Angleterre, etc. On oublie qu'ils sont d'origine germanique. Ils sont aux États-Unis et ils font de Jefferson leur candidat. Et donc, quand Jefferson gagne et que le président sortant perd, on dit, voilà, ils nous ont volé l'élection. Donc, ça date pas de 2020, ça. Ils nous ont volé l'élection. Et l'un d'eux dit, si vous continuez, aux Américains, l'interpelle, l'un des 2 frères Dwight, le président de Yale, et dit, si vous ne réagissez pas, vous ferez de vos filles les concubines des Illuminati, c'est son expression, et de vos fils les dragons de Marat. Donc le révolutionnaire en France. Et cette dimension-là, elle est extrêmement présente. Ça veut dire que l'idée que les élections peuvent être truquées, que l'histoire politique apparente, elle cache les desseins et les agendas cachés de forces profondes, c'est pas du tout une invention du XXe siècle ou récente. C'est très présent. Et le fait qu'on soit allé rechercher l'élection de 2020 aux États-Unis, ce parallèle avec 1800, c'est quand même extrêmement frappant, je vais dire. Et quand Trump dit, par exemple, lors de son premier mandat, ou même là encore, qu'il va exhumer donc dans le vieux corpus de loi, Sedition and Alien Act, c'est précisément une des lois qu'avait prise John Adams pour lutter contre des idées politiques qu'il estimait dangereuses, hostiles au gouvernement, etc. Et ça avait eu pour conséquence que le propre petit-fils de Benjamin Franklin, immense figure s'il en est de la Révolution américaine, journaliste, avait été mis en prison, était mort en prison. Donc, c'est révélateur que l'histoire politique américaine d'aujourd'hui, elle passe son temps à revisiter ces périodes-là, mais dans un sens qui est clairement complotiste. Et comme là, on commence cette année, non seulement la célébration du 250 ans de 1776, mais aussi une réécriture très claire de l'histoire américaine, là, ça devient, c'est pas un sujet pour historiens, ça devient un sujet et un enjeu d'actualité, très clairement. Et ça vient légitimer le discours en disant, vous voyez, cet agenda caché, alors aujourd'hui ça pourra être l'état profond, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'ancien, c'est structurant dans l'histoire pas seulement des démocraties, de nos États, c'est quelque chose de tout à fait vrai. Et ça peut aussi donner lieu, alors, je parlais de jeux vidéo là, mais on avait créé en 2016 un film d'animation qui s'appelait Trump versus the Illuminati. Trump est dans l'espace, c'est un clone chinois, alors on va savoir pourquoi, mais c'est comme ça, et il se bat contre les nouveaux aliens qui sont les Illuminati. Et alors, on peut se dire, oui, mais c'est pareil, ce sont quelques groupes, ça n'a pas beaucoup d'audience. Non, c'est une vision, ça qui fausse complètement la perspective, parce que comme je disais tout à l'heure, quand c'est le président de Yale qui dit ça, qui écrit ça, mais qui le dit dans un discours devant tous les enseignants de Yale et tous les étudiants, ça a de l'audience à l'époque. Et aujourd'hui, quand sur une dimension différente, qui est pas ouvertement complotiste, on est bien d'accord, mais quand quelque chose comme une franchise comme Marvel, qui pourtant produit autour des Avengers, film après film, etc., fait procède de la manière suivante, Doctor Strange est dans l'espace, et il se fait juger par un tribunal Illuminati. À la fois, on peut dire, il surfe sur la vague, mais il participe à son entretien. Voilà, à son entretien, alors que moi, quand j'ai commencé l'enquête là-dessus, je me disais,
Moi, quand j'avais 15 ans, j'ignorais jusqu'à l'existence même des Illuminati parce que ce type de lecture, hein, il y a des mises en sommeil quand on a un peu usé jusqu'à la corde, la clé de lecture, et puis finalement, elle se ressource et elle revient. Hein, donc, c'est pas linéaire, hein, c'est vraiment avec des phénomènes de résurgence, etc. Aujourd'hui, hein, vous allez en collège, au lycée, quand les enseignants présentent le siècle des Lumières, ces programmes de 4e et de seconde, on leur ressort instantanément. Alors, au mieux, c'est les francs-maçons, sinon, c'est les Illuminati. Ça marche très, très bien. Et moi, je l'ai vu en CM2. Donc, alors que avant, c'était quelque chose qui avait complètement disparu. Voilà. Donc, il y a une capacité aussi de ce type de lecture à faire du neuf avec du vieux et à se recycler qui est assez extraordinaire. C'est bien donc que les Illuminati doivent... En tout cas, il y a un fantasme autour des Illuminati qui perdure dans le temps. Donc, c'est que ça doit bien appuyer sur quelque chose qui nous... En tout cas, vous parliez de plaisir tout à l'heure au secret. Ouais. Quelque chose qui fait du bien, du plaisir. Du bien, je ne sais pas, mais en tout cas, qui excite quelque chose chez l'homme, avec un grand H. Oui, tout à fait. Mais du bien, y compris en se faisant peur. Oui. Voilà. Hein, donc, il y a ces deux aspects-là, et en se disant en même temps, oui, mais moi j'ai compris, donc je suis moins naïf que mon voisin, etc. Donc, je pense que il y a cette ambivalence-là. Et puis, il y a une autre dimension, c'est que le secret, pourtant normalement, il est censé être caché, etc. C'est de la com, c'est de la communication. Weishaupt ou Spartacus, sa force au départ pour son ordre, et puis ceux qui l'ont aidé par la suite, avant qu'il les disgracie, parce que je vous ai dit, il a un ego très hyper développé, c'est toujours de la com, des symboles, des façons d'en parler, de présenter. L'habillage du secret, c'est vraiment quelque chose d'important. Au départ, son ordre ne devait pas du tout s'appeler les Illuminati, ni chercher le nom. École secrète de sagesse. Moi, je suis pas sûr que ça aurait attiré autant de monde. Le branding était moins bon. Voilà, exactement. Il a pensé aussi à un moment donné ordre des abeilles, parce qu'il imaginait une ruche dont il serait... avec lui en reine. Voilà, en reine. Et lorsque... c'est du latin de cuisine, hein, mais lorsque Robinson imagine... donc Illuminati, et Baruel Illumine Bavière, mais Illuminati, ça frappe. Et la force du nom, ça joue beaucoup parmi les sociétés secrètes. Celle qu'on va distinguer aussi, c'est pas forcément celle qui a duré plus longtemps. La preuve, ça dure 10 ans, là, même pas. Il y a vraiment le nom qui claque et tout l'imaginaire qu'il y a derrière. Hein. Et c'est une société, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'image. Le rapport à l'image, c'est une société qui n'a pas de symbole. C'est une petite chouette, la chouette de Minerve, qui vient donc révéler la vérité, la sagesse. Elle a rien d'effrayant. Donc, qu'ont fait les tenants de la thèse complotiste des Illuminati, comme il n'y avait pas de symbole, ils les ont inventés. Et tous les symboles qu'on associe aujourd'hui, y compris même dans les produits dérivés ou autres, parce on peut acheter un t-shirt floqué de la pyramide, de l'œil qui voit tout, etc. Des mugs, la porte, il y a même parfois 1776 confirm dessous pour dire voilà, c'est vraiment attesté, c'est 76. En fait, comme il n'y a rien, c'est génial, on peut tout inventer. Et ça a été créé au fur et à mesure, la symbolique, justement? Alors, elle commence assez tôt, parce qu'on se dit non, ça peut pas être juste la petite chouette comme ça. C'est pas assez vendeur. Voilà, c'est pas assez vendeur, c'est pas assez effrayant. Ou le livre blanc, parce que c'est un livre sans rien, et normalement, la théorie, il avait dessiné lui-même, c'est à travers mes yeux, ceux de Minerve, hein, donc déesse de la sagesse, etc., et de la connaissance, les aveugles voient. Autrement dit, moi, je vais illuminer. Parce qu'il y a un texte fondateur de Weishaupt. Oui, enfin, il y a un ensemble de textes. Il a écrit énormément, mais il n'y a pas de symbole à part ça. D'accord. Et donc, on a fait progressivement, on a inventé toutes sortes de choses et proposé des lectures qui sont des lectures du style sans se cacher. Exemple, l'œil qui voit tout, ça peut être l'œil de la providence.
c'est l'œil d'Horus. Il y a plein de façons de le voir. On l'a aussi sur la déclaration avec le triangle lumineux, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, etc. Mais on va dire, mais non, pas du tout. C'est justement cet œil qui voit tout, c'est celui de la conspiration cachée. S'il est sur le dollar, c'est bien qu'ils sont tellement puissants qu'ils n'ont même plus besoin de se cacher, puisque le commun des mortels ne verra pas le sens réel. Et il a suffi que, par exemple, sous la Troisième République, il y ait eu cette fameuse levée de fonds pour offrir à la jeune République américaine, lors de son centenaire, et puis ça arrive un peu plus tard, la fameuse statue de la liberté, de dire que, bien évidemment, c'était la preuve que les Illuminati étaient tellement puissants, mais si c'était pas les Illuminati, ça aurait été remplacé par d'autres, qu'ils avaient enchaîné la liberté américaine. Et donc, on a même dû la protéger à un moment donné. On a dû expliquer que non, pas du tout. Quand on a su que, bien évidemment, au départ, la statue de la liberté, Bartholdi l'avait pensée comme une divinité païenne, d'origine égyptienne, mélange d'une divinité puis d'une paysanne égyptienne, puisqu'elle était faite pour le canal de Suez. Puis il l'a ressortie, il l'a recyclée de ses cartons pour en faire la statue de la liberté. Pour certains aux États-Unis, c'était la preuve qu'au-delà de la conspiration donc de l'époque, c'était derrière en fait une volonté que le paganisme vienne submerger les États-Unis qui pourtant s'inscrivent dans un plan divin. Enfin voilà. Donc on peut dire c'est totalement délirant. Oui, sauf que ça marche parce que les gens y croient. Donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc là, vous nous annoncez que les Illuminati ont de beaux jours encore devant eux. Oui, parce qu'en plus, on va les. Alors, il y a ceux qui fantasmaient sur les Templiers, mais les Templiers, ça se vend très très bien aujourd'hui. Y compris quand tu dis ça se vend. C'est-à-dire que toute ferme d'origine médiévale est une ferme templière. Il y a des restes de commanderie du temple partout. Voilà, donc ça se vend très très bien. Et puis après tout, on a même des gens qui en ont profité. Je pense à la fin du 19e et tout début du 20e siècle, Léo Taxil en France, qui est quelqu'un qui vend. Alors en plus c'est amusant parce que c'est un libre penseur au départ, donc il est en rupture complète. Avec, par exemple, l'ordre chrétien. Lui, il explique que, alors, il rattache ça à la franc-maçonnerie, il dit que c'est une maçonnerie luciférienne. Donc, lui, c'est le plan satanique que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, ça marche tellement bien que tout libre penseur qu'il est, il a été reçu par le pape lui-même. Il a été reçu par le pape à qui il a expliqué qu'en fait, mais tout ce chaos contemporain, ça n'est le produit que d'un plan démoniaque pour s'emparer du monde. On peut se dire, il l'a même mis en image, et on voit Lucifer, etc. On se dit, c'est un succès monstrueux, journaux, almanachs, etc. Et puis à la fin, il révèle quoi ? Qu'il s'est foutu de la gueule de tout le monde. C'était juste pour vendre du papier, mais il a trompé tout le monde. Et même quand vous révélez les choses comme ça, vous avez des gens qui disent... Le coup est parti, oui, et puis vous avez des gens qui disent non, mais en fait, on l'a forcé à démentir, etc. Donc, si vous êtes déjà entré dans cette logique-là, au lieu de vous dire, non, franchement, on a été idiots, on a été bien naïfs de croire tout ce qu'ils nous racontaient, ça vient vous renforcer encore dans votre croyance. Donc, franchement, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, parce que dès lors qu'on est... on est dérouté par l'histoire immédiate. On n'a pas le temps de réfléchir aux causes profondes parce qu'un événement chasse l'autre. Si vous proposez, comme vous disiez tout à l'heure, ce récit unifié, ça peut peut-être vous faire peur, mais c'est super rassurant parce que vous dites, voilà, dans le chaos des événements qui me ballottent, etc. Il y a un sens caché. Et si moi je peux percer ce secret et comprendre ce qu'il en est, j'aurais quand même des clés de lecture. Donc, franchement, je vois aucune raison pour lesquelles ça s'arrêterait. C'est pas réjouissant, C'est très intéressant, en tout cas. On a le sentiment d'un globi-boulga historique qui vient nourrir finalement des fantasmes, des peurs, du plaisir, du business. Complètement.
En fait, ça vient servir différents objectifs, le besoin d'un récit unifié, le besoin de monter un business et de vendre du papier. Après, j'imagine qu'on peut pas non plus séparer il y a les crédules, les naïfs qui vont croire à tout ça, et puis ceux qui savent, ceux qui prennent le temps de lire l'histoire. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, Baruel en France, qui va avoir une audience jusqu'à aujourd'hui. Il est élu dans les milieux ultra-catholiques. Baruel, redites qui est-ce peut-être pour l'abbé Baruel, donc c'est un jésuite qui ensuite a un rapport personnel avec la Révolution, etc. Parce que il n'a pas pu devenir prophète, donc faire sa profession, parce que l'ordre des jésuites a été supprimé. Il peut la faire qu'en 1814. Donc à la fin de sa vie. Et donc en fait, il y a cette haine recuite de la Révolution qui en gros l'a empêché d'aller au bout de sa démarche chez les jésuites. Et lui s'imagine être un grand auteur. Et un auteur qui, en écrivant les mémoires, pour servir à l'histoire du jacobinisme, puisque c'est ça, comme ça que ça s'appelle, et où il parle des philosophes, des francs-maçons, des sociétés de lecture de l'époque, etc., des Lumières en général. En fait, il se fait l'historien de la Révolution. C'est un penseur de la contre-révolution, mais il dit, pour comprendre la Révolution, il faut comprendre ce plan caché. Et ça a un succès considérable. Et ce qui me semble intéressant dans son cas, c'est que lui, il n'a pas accès aux matériaux justement historiques allemands qu'on révèle à cette époque-là, parce qu'il lit pas l'allemand. Et en fait, il a un certain nombre de correspondants en Allemagne ou ailleurs qu'en Allemagne qui vont lui amener des matériaux. Mais souvent, dans les archives à côté de Paris, dans les archives de la province de France des Jésuites, à Vanves, on a des cahiers qu'il a reçus d'Allemagne qui ont été traduits ou des francs-maçons allemands qui sont au courant de son projet, qui veulent surtout pas qu'on mélange franc-maçonnerie et Illuminaten, essayent de lui expliquer, de lui donner les matériaux en lui disant le deal intellectuel, c'est on vous donne les matériaux qui vous permettent de comprendre ce que sont les Illuminaten, parce que ces francs-maçons allemands détestent le projet de Weishaupt, mais en même temps, vous faites pas l'amalgame. Vous faites pas la confusion avec notre ordre. C'est bien naïf parce que bien évidemment, il va sauter sur l'occasion pour avoir les documents et après continuer ses petites affaires. Mais ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. C'est que moi, j'ai constaté qu'au fur et à mesure des cahiers qu'il reçoit, donc son informateur principal s'appelle Stark, Stark à l'allemande, et le type entre dans une lecture complotiste. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est la chose suivante, c'est qu'au début, c'est très factuel. Et cahier après cahier, parce que Baruel arrête pas de poser des questions, leur demande, en fait, c'est eux qui écrivent le bouquin sans le savoir. Et en fait, c'est facile de tomber dans une lecture complotiste parce que justement, c'est pour ça qu'il faut s'en méfier aussi et prendre la menace au sérieux, y compris comme citoyen. Moi, je pense là, c'est parce qu'en réalité, l'unification de ce discours lui donne une force extraordinaire. Vous allez avoir des événements de type différents. Là, ça fait sens. Alors que sinon, ça part précisément dans tous les sens et c'est difficile à mettre en relation. Alors que là, c'est un scénario qu'on vous propose. Et c'est un scénario qui peut paraître peut-être assez sidérant, mais en fait, plus, là, pour le coup, plus c'est, comme les mensonges, plus c'est gros, plus ça passe, parce que ça donne une dimension, ah bah oui, effectivement. Et donc, moi, j'ai vu Stark au fur et à mesure, se faire prendre à son propre jeu. Ah oui. Voilà. Et c'est très fréquent de voir des gens qui au départ sont pas du tout, sont assez narquois, disent mais c'est les idiots qui croient à ce genre de choses. Mais à force de fréquenter ce rapport au secret, à la dissimulation, au sens caché des choses, on peut très facilement soi-même s'affranchir, pas forcément de la rationalité, parce que c'est pas une question je pense de rationalité, mais de rapport au est-ce que c'est bien crédible, est-ce que c'est documenté, etc., etc. Et donc ça, je crois que c'est un ressort extrêmement puissant. Et on peut très facilement se convaincre. Et de ça, et moi je l'ai vu donc dans ceux qui sont à la fois dans une lecture complotiste, mais du côté des Lumières, ou du côté des anti-lumières, comme Baruel. Ça marche aussi de l'autre côté, des gens qui sont extrêmement intelligents et penseurs de la Révolution, acteurs. Il y a un qui s'appelle Bonneville en France, il y a Thomas Paine, très connu aux États-Unis, parce que
il est d'origine britannique, mais il a accompagné la Révolution américaine. Ils tombent tout à fait, eux aussi, dans une logique complotiste. C'est l'autre extrême politique, mais pour eux, là aussi, le sens caché de l'histoire, c'est celui de complot qui se déploie. Donc, en fait, personne n'est immunisé contre ce type de lecture. Et il n'y a qu'à le voir aujourd'hui. À chaque fois que un chaos survient, alors ça peut être une crise, une pandémie, ça peut être une crise politique, l'effondrement brutal d'un système politique, vous avez des gens qui, jusqu'ici, se seraient jurés de ne pas croire, seraient pas naïfs et n'auraient pas cru à ce genre de choses, qui s'en font très vite les relais. Et là, on peut les voir avec les documents en train de tomber dans la marmite. En fait, finalement, ce qu'on appelle le complot, c'est l'unification d'un récit. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est mettre... ou alors, une lecture de type conspirationniste, c'est celle qui va vous dire, voilà, là, il y a un complot précis ici, là il y a une tentative de subversion, tout cela c'est un petit bout de l'histoire et unifions ce récit et on aura l'ensemble. Voilà. Donc ça donne du sens, c'est comme un puzzle totalement éclaté. On va dire voilà, c'est la grille de lecture qui va pouvoir permettre d'articuler tout ça. Et pour finir sur les Illuminati, Pierre-Yves, on peut dire aussi que l'écriture du mythe a eu un petit coup de pouce du ciel dans la symbolique. Est-ce que vous pouvez nous amener sur cette histoire de foudre ? Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qui m'a intéressé au départ. C'est pour ça que je l'ai mis en introduction du livre, parce que je me suis dit, on dirait justement un élément d'un mauvais scénario ou de roman de type complotiste, parce qu'il y en a déjà à cette époque-là, on est déjà dans la fiction, ou alors aujourd'hui de films, parce que, alors bien sûr, eux, ils ont vu un signe du ciel, ça c'est évident, mais le signe du ciel, on peut l'interpréter comme on veut, bien évidemment. Il y a au moment où l'ordre est condamné, en Bavière, on est à côté de Nuremberg, un moine qui est aussi un naturaliste, donc on dirait un biologiste aujourd'hui, le père Lanz, est chargé par Spartacus, donc par le fondateur, Weishaupt, de voir où on pourrait relancer l'ordre, le réorganiser, le restructurer, etc. Et pas avec une liste de courses, avec faire une enquête, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont quand même pour un ordre secret, particulièrement, ils pourraient l'avoir dans la tête, ils devraient être discrets, en fait, ils se trahissent souvent par une sorte de trop grande confiance en eux. Il part avec ses documents de travail. Il est foudroyé, il est fin d'après-midi, il est touché par la foudre. Sur son cheval ? Sur son cheval. Il y a Weishaupt à côté qui, grand courageux, s'empresse de partir quand il voit que Lanz s'est fait foudroyer. Et ce qui est révélateur, c'est que du coup, on se précipite, on le récupère, on voit qu'il est mort. On amène sa dépouille, donc... à un prieuré tout proche, et quand on prend ce qui reste de ses affaires pour le rendre à sa communauté, puisque il appartient à une communauté religieuse, on voit qu'il y a des documents des Illuminateurs. Alors vous imaginez le prêtre qui ouvre la sacoche de Lanz, donc là c'est le côté le plan démoniaque est devant nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on prévient la communauté, mais on prévient aussi les autorités. On va recopier tout ça. C'est le point de départ d'une seconde vague d'enquête, et puis de se dire, vous voyez, ils sont en train de se réorganiser, se restructurer, etc. Et la conséquence de ça, c'est que certains se sont dit, ça a été révélé, dévoilé par Dieu lui-même. Donc c'est la foudre divine qui vient frapper et dévoiler ça. Bien évidemment, on peut se dire, mais non, c'est tout à fait fortuit, un orage de fin de journée au début de l'été. Ouais, mais il se trouve que, et donc là, c'est un sacré coup de chance, ou alors l'effet de la providence. Et c'est tout à fait, c'est tout à fait puissant. Mais si je peux me permettre, ce qui m'a frappé aussi par rapport à ça, c'est que quand justement l'ordre essaie de se réorganiser après 1785, il est effectivement venu tenter de s'implanter à Paris,
mais aussi à Naples, qui est la 3e ville la plus peuplée d'Europe à cette époque-là. Et ça, moi, j'ai pu le documenter historiquement. Donc, il faut pas non plus tout balayer en disant ça n'existe pas, tout ça c'est de la forme du fantasme, etc. Le fantasme aussi vient se greffer sur une situation historique réelle, et puis ensuite il lui donne une autre ampleur, une autre lecture. Ou quand on a 5 membres, ça devient 200, ça devient des gens super influents, etc., etc. Mais il y a un terreau propice. Et puis, il y a les vecteurs de communication. À l'époque, c'est la presse. À l'époque, c'est la correspondance. Comme aujourd'hui, ça serait les réseaux sociaux. Mais il y a le même registre aussi de la rumeur, du dévoilement, etc., de la révélation de ce qu'on voudrait nous cacher. Donc, les ressorts sont les mêmes. On a juste accéléré le rythme. Et fait tomber un certain nombre de barrières qu'on pourrait... C'est pas, moi je dirais pas rationnel, mais raisonnable. Voilà, en se disant, le chaos étant ce qu'il est, il y a plus de limite. Il y a plus de limite à ce qu'on peut dire, à ce qu'on peut pas dire. Mais ça existait déjà à cette époque-là. Pierre-Yves, nous revenons d'une agréable pause café. On vient d'évoquer l'histoire des Illuminati avec vous. Donc une histoire réelle qui a glissé finalement vers la fiction, vers la mythologie. Il y a une autre société secrète sur laquelle vous avez travaillé qui a fait le chemin, je dirais, inverse, qui est partie d'une fiction pour aller vers le réel. Est-ce que vous pouvez nous parler des Rose-Croix ? Oui, tout à fait. Ce qui m'avait intéressé dans le cas des Rose-Croix, moi, ça me faisait sortir de la période dont j'étais plus familier, le siècle des Lumières, puisque c'est le siècle précédent. C'est même le tout début du siècle précédent, du XVIIe siècle. Donc c'est vraiment un cadre complètement différent. L'Europe est à la veille, mais là aussi c'est très anxiogène. L'Europe est à la veille d'une très grande guerre, la guerre de 30 ans. Qui est vraiment une guerre. Enfin, aujourd'hui, on a complètement oublié ce que ça peut représenter. Et heureusement, dans l'espace allemand où elle débute, puis ensuite elle devient vraiment européenne, tout le monde est concerné. Il y a un tiers de la population qui a disparu. Dans certaines régions, c'est la moitié. Alors, la combinaison circulation des armées, massacre, et puis guerre religieuse, puisque c'est des affrontements entre les protestantismes et les puissances catholiques, plus la peste au milieu. Oui, c'est ça. Ça a une dimension de fin du monde. Oui, ça a décimé les populations. Ouais. C'est ça. Et donc là aussi, du point de vue historique, on dit c'est 1618, 1648, mais enfin c'est anxiogène bien avant 1618. Ça continue bien après aussi. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension là extrêmement présente. Donc, je pense que en histoire, c'est important de penser qu'il y a toujours l'arrière-fond. Et l'arrière-fond culturel, religieux, social et politique, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a eu aussi, alors c'est l'astronomie de l'époque qui fait ça, de voir des perturbations célestes avec des passages de météores, etc., qui font que dans la pensée des hommes et des femmes du début du XVIIe siècle, ça peut passer pour une fin du monde imminente. Et donc, dans ce cadre-là, on a au départ vraiment une fiction. On a un groupe d'étudiants qui certains seront théologiens, d'autres seront des administrateurs. Enfin voilà. En France, pour préciser. Non, au départ, pas du tout en France. Ah, ils sont pas en France au départ. Non, ils sont en Allemagne, à Tübingen. En fait, ils vont faire ce qu'on appelle les manifestes. De la Rose-Croix ou donc de la confrérie de la Rose-Croix ou rosicrucien si on utilise l'adjectif, mais tout ça c'est un peu la même chose, et qui en fait alors il y en a 3, on les a bien identifiés. Il y a la Fama, donc la renommée de la, etc., ou Echo 2, il y a plein de façons de traduire, la Confessio, et puis ensuite il y a une sorte de roman qui relèverait, ils sont très courts les deux premiers, 1614, 1615, le troisième c'est 1616, une sorte de roman qui relèverait aujourd'hui de ce qu'on appelle la fantaisie. Donc c'est vraiment un exercice littéraire qui s'appelle les noces chimiques au sens d'alchimique, de Christian Rosenkreuz, Rose-Croix, Rosenkreuz, le fondateur mythique de l'ordre. Mais c'est vraiment
un travail au départ qui n'en est pas un. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'amusement mis en forme littéraire, hein, donc par un petit groupe. Manifestement, ça a commencé à circuler avant que ça soit publié, en 14, 15, 16, puisqu'il y a des gens qui, quelques années avant, parlent déjà de la circulation manuscrite. À l'époque, on circule beaucoup. On tâte aussi l'opinion, voir si ça va plaire, tout ça. Et finalement, il y a vraiment un effet aussi très moderne de buzz, hein, c'est-à-dire que à la fin du premier, de la Fama, ils disent que si ça si ça rencontre le goût du public, il y aura la suite. Ils écriront la suite. C'est le début des séries. Voilà. Et donc, parce qu'à l'époque, on feuilletonne déjà énormément. Mais là, il y a vraiment le jeu littéraire d'expliquer la fin du monde. On voit qu'on est un milieu protestant parce qu'on critique beaucoup le pape. Et puis, on dit que, en fait, il y a la révélation d'une confrérie cachée, donc une confrérie des invisibles, que serait la confrérie de la Rose-Croix et de son fondateur Rosenkreuz, qui aurait vécu lui-même plus de 100 ans, qui aurait fait des voyages initiatiques donc au Moyen-Orient, en Afrique. Donc il y a vraiment un halo de mystère, mais en disant que il a pu acquérir des pouvoirs aussi bien magiques, de guérison, etc., mais aussi bien des corps que aussi des corps de la société, donc qui entrent en dialogue avec avec le chaos de cette époque-là, et puis aussi cette peur de fin du monde, et que bien évidemment ils sont prêts. Donc il y a cette idée vraiment, pas d'un pouvoir néfaste, là, au contraire, d'un pouvoir secret, mais qui aurait une vocation à soigner. Ça prend tellement bien que par référence à la France que vous évoquiez, 10 ans après la parution de ça en Allemagne, alors au départ c'est un canular d'étudiants en médecine en France, donc là des affiches qui sont placardées donc au Carrefour, à Paris, sur les portes d'église. Voilà, on est en 1623. Et on en a deux successives. Il met quoi sur ces affiches? Alors sur ces affiches qui sont très alors le phénomène du placard, comme on dit à cette époque-là, placardé, etc. C'est fréquent, hein. Ça existait déjà au siècle précédent, François Ier avec des placards sur sa porte, etc. Donc c'est un mode de communication à la fois anonyme, parce qu'il faut quand même faire attention à ce qui pourrait vous arriver, mais assez fréquent. Et là, c'est super bien vu parce que c'est, alors, nous, confréries de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible. Ça commence comme ça. Et donc là, ça attire forcément l'attention du public. Et puis, il y a toujours l'idée qu'on a souvent dans les ordres secrets, je parlais de communication précédemment, mais d'outils de communication que nous n'avons pas, nous communs des mortels. C'est-à-dire le côté immédiateté. Là, chez eux, c'est transmission de pensée. C'est se dire que si vous cherchez à les rencontrer, ils seront invisibles, mais eux choisiront de se manifester auprès de ceux qu'ils estimeront dignes de les rejoindre. Ça marche super bien. Parce que c'est à la fois flatteur pour ceux qui se disent, mais attendez, moi je suis digne d'être contacté, de faire partie des Rose-Croix. Et encore à la fin du siècle des Lumières, donc un siècle et demi après, quelqu'un comme Goethe, que nous on connaît comme poète, mais qui est aussi un homme d'État, il a été ministre à Weimar, etc. Il a été membre des Illuminaten dont on parlait précédemment, avant de se dire, oulala, j'ai fait une grosse connerie, je m'en désolidarise totalement, etc. Eh bien, quelqu'un comme Goethe dit dans un poème, qui a marié la rose et la croix. Voilà. Et ça, là, alors tout à l'heure, il n'y avait pas de symbole. Là, il y a un symbole très fort, cette rose et cette croix. Qu'est-ce que ça nous dit de l'époque? Et ce côté confrérie des invisibles, justement. Moi, au départ, je voulais, c'est devenu choix de l'éditeur. Les auteurs ont jamais le dernier mot. D'appeler ça les sociétés secrètes, donc des Rose-Croix aux Anonymous. Moi, je voulais l'appeler les maîtres du secret.
parce que c'est comme ça qu'il se présente et qu'il se considère. Et l'éditeur me dit non, mais mettre du secret, c'est pas assez parlant, etc. Et j'ai toujours gardé cette frustration parce que je me dis, beaucoup de ces sociétés ne se considèrent pas du tout comme des sociétés secrètes avec l'imaginaire qui est derrière. Ils se considèrent comme ceux qui maîtrisent le secret, y compris là, chez eux, c'est très positif. C'est pour vouloir guérir une société de ses maux, etc. Voilà. Et donc ça marche très bien parce qu'au départ, c'est une fiction littéraire plutôt réussie. Mais à l'époque, on produit énormément de ce type d'écrits. Ça aurait très bien pu passer sous les radars et ça n'aurait pas été vu. Et en fait, non. Il y a des gens qui trouvent que cette idée de voyage initiatique fait par le fondateur, alors ça permet de montrer l'Égypte antique, le Maroc, etc., de rêver. Hein. En fait, toujours pareil, ce type de récit raconte une histoire. Et là, en plus, il y a le côté complètement dépaysant, pouvoir surnaturel. Alors peut-être juste racontez-nous l'histoire, la fiction de départ en quelques mots, pour les gens qui ne la connaîtraient pas. C'est très bref, hein, parce que c'est pas du tout une biographie. Donc c'est pour ça aussi, on donne quelques aspects. Puis je disais tout à l'heure, si ça marche, on vous donnera la suite. Rosenkreuz est censé venir, hein, parce que c'est un personnage de fiction, hein, bien sûr, est censé venir d'une famille noble mais pauvre, donc allemande, placée par ses parents au monastère, et puis finalement il part avec son mentor faire un pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Jusqu'ici, c'est assez classique. Et là, bien évidemment, commence... alors, il y a vraiment un roman de formation. Commence son début dans la vie de jeune adulte, les découvertes qu'il va faire, etc. Et donc, il y a ces voyages qui durent pendant des années et des années. Finalement, il revient par le Maroc. Il obtient donc une partie de l'Afrique du Nord. À l'époque, qui n'appartient pas à l'Empire ottoman. Il rencontre tous les sages. Il y a l'idée des savoirs perdus, aussi bien dans l'Égypte, issus de l'Égypte antique, que ailleurs. Donc, dans la partie sud de la Méditerranée, il revient et il recrute un certain nombre de disciples. Et quand il meurt, il fait en sorte, alors on l'ensevelit avec des travaux, donc on l'enterre avec tout ce qui est le réceptacle de ses connaissances en médecine. Mais pas seulement, hein. C'est l'idée, médecine des corps, médecine des âmes, médecine des corps, médecine du temps. Donc c'est très marqué par Paracels et puis microcosme, macrocosme, et il dit, au bout d'X générations, quand le temps sera venu, on retrouvera donc le lieu où j'ai été enterré et on pourra utiliser c'est pas des trésors marchands, hein, on pourra utiliser mes connaissances pour sauver le monde. Et il explique bien que lui, ce qu'il aime pas du tout, et les Rose-Croix derrière, c'est pas l'alchimie vulgaire, transformer le plomb en or, etc. Non, c'est celle qui c'est une sorte d'or mystique qui vient là aussi soigner les maux de la société. C'est ça leur vrai secret, hein. C'est toujours l'époque où on cherche ce qu'on appelle la panacée, hein, mais la panacée, ce remède universel, ça sera celui de ces savoirs cachés qu'on révélera au monde. Et donc à la fin de ces manifestes rosicruciens, c'est de dévoiler aussi un certain nombre d'éléments annonciateurs d'un changement profond qui va avoir lieu sur la scène européenne à cette époque-là. Bon, c'est les protestants, donc l'effondrement donc de l'Antéchrist, la nouvelle Babylone qui est Rome, une sorte de nouvelle réforme. Après tout, la réforme de Luther, c'était 1517, on est pile un siècle après. Une nouvelle réforme au sens du retour à la pureté évangélique, qui a cette dimension religieuse qui est très forte là-dedans. Et bien évidemment, tous les lecteurs de l'époque vont se demander quel est le sens caché, quel prince se cache derrière celui qui va sauver dans l'Europe du chaos. Hein. Donc il y a une dimension et beaucoup de ces princes se considèrent sans doute comme le futur élu, hein, celui qui va sauver. Donc il y a une dimension millénariste très forte. Et ce qui va se passer, c'est que
en réalité, donc, un certain nombre... il y a ceux qui trouvent ça ridicule. Il y a ceux qui disent, bon, c'est un bon exercice littéraire, ça s'arrête là. C'est une bonne fiction, quoi. Voilà. Et ceux qui se disent, non, mais... en fait, ça existe vraiment. Ou qui vont se convaincre que ça existe vraiment. Et moi, j'en suis un certain nombre, qui vont proposer, y compris à des princes, régnants, de se dire, on va partir, on va se mettre en route, on va chercher vraiment des traces de l'existence de cette confrérie des invisibles, parce que s'ils existent vraiment, eh bien, ils peuvent être la solution à tous nos problèmes. Mais sont-ils au courant, pardon, excusez-moi Pierre-Yves, que ça vient de 3 personnes qui ont écrit cela? Oui. Alors, moi je dirais oui et non. C'est-à-dire, il y en a qui savent très bien, quand c'est encore des manuscrits, ils savent très bien, ou alors ils ont de forts doutes sur l'identité des auteurs. Des auteurs, oui, voilà. Notamment Johann Valentin André, qui est une sorte de chef de file de ce petit groupe, de ce petit cercle de Tübingen, mais Tobias Hess, etc. Et donc, certains vraiment les ont identifiés ou croient les connaître. Les autres disent, mais pas du tout, c'est pas nous, etc. On s'est pas du tout livré à ça. Parce que eux se revendiquent pas comme les auteurs. Ah non, c'est justement le goût de cette fiction-là, mais c'est intéressant effectivement de poser la question. C'est secret. C'est secret, donc puisque la confrérie est celle des invisibles, eux ne sont que les porte-paroles de cela. Donc c'est pour ça qu'il y a le jeu d'écriture avec. À l'époque, on aime beaucoup les romans à clé, les identifications, qui est caché derrière, etc. Même quand des princes les interrogeront, ils diront, ils seront dans non pas dans le déni, mais en disant non, ça n'est absolument pas nous. Et quand à un moment donné, on révèle quand même que André c'est lui, il dit oui, mais alors c'est une œuvre de jeunesse. Maintenant, je suis devenu un théologien respectable, etc. Donc, j'ai écrit ça quand j'étais jeune, et ça n'a aucune. Il fallait pas me prendre au mot. Il fallait pas imaginer que c'était une réalité. C'était de l'ordre de la fiction. C'est aussi une façon de se défendre de tous les problèmes que ça pourrait poser après, parce qu'il y a une dimension quand même très hétérodoxe là-dedans. Donc, il avouera bien plus tard, que c'est lui qui a écrit ça. Oui, mais en disant. Après avoir longtemps dit non, mais 30 ans après, il reconnaîtra, mais de manière très discrète, uniquement dans la correspondance avec le prince, puisque c'est devenu un notable, et il dira oui, mais c'était une œuvre de jeunesse. Ceux qui ont cru que c'était vrai étaient ou pas très intelligents, ou des grands naïfs, et une façon de botter en touche. Et donc ça, je pense que ça joue beaucoup. L'idée aussi que si ça vous plaît, vous aurez la suite, que ça se termine quand même par quelque chose qui est totalement différent. On les met ensemble, les 3 manifestes. Moi, ça me gêne un peu parce que le 3e, c'est vraiment c'est pas ses noces à lui, les noces chimiques de Rosenkreuz. C'est une sorte de mariage à la fois alchimique et mystique auquel il assiste. Donc, ça relève vraiment de l'univers de la fantaisie pour l'époque. Donc en fait, ils explorent toutes les possibilités qu'offre la fiction de l'époque. Et donc on a des gens qui se disent non, mais c'est tellement bien fait, pertinent et tout que ça ne peut pas être une fiction. Moi, je crois que l'autoconviction, oui, comme on évoquait tout à l'heure dans un registre totalement différent avec le complotisme, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que vous dites c'est tellement génial que c'est forcément une façon de nous tester, de voir si on croira à leur projet, etc. Ça ne peut pas être qu'une fiction. Et le côté, alors vous évoquiez le côté autoréalisateur tout à l'heure. Là, il y a le côté du fait que performatif de l'écriture. Moi, j'aime pas le jargon, mais c'est une réalité là. C'est-à-dire l'écrire, c'est le faire. En écrivant ce qu'est la confrérie des invisibles, on la crée. Et il y a un certain nombre, y compris de savants de l'époque, qui partent donc à la recherche des Rose-Croix. Comme toute l'Europe s'en émeut,
D'où le fait en France, 10 ans plus tard, pour rigoler au départ, mais après, tout le monde écrit là-dessus. Hein, on enquête. Bien évidemment, ça vient crédibiliser les choses. Hein. Descartes qui va mourir d'une pneumonie en Suède parce qu'il s'est intéressé au Rose-Croix, il devient, une génération après, l'un des représentants des Rose-Croix, donc dans le nord de l'Europe. Il n'y a pas un savant de l'époque qui... Donc, c'est pas simplement l'opinion en général, c'est tout le monde s'y est intéressé. Et quand un de ceux qui partent sur la trace des Rose-Croix, parce qu'ils sont persuadés qu'ils existent vraiment, s'adresse à l'archiduc des Habsbourg, qui est le gouverneur du Tyrol à cette époque-là. L'autre lui dit, c'est parfait. C'est très cynique. Hein. Il lui dit... je vais vous donner l'argent qui va vous permettre de partir à la recherche des Rose-Croix et puis vous me ferez votre rapport quand vous viendrez. Il part avec son sésame, une somme d'argent, sauf que dans la lettre en question, c'est pour dire que cette personne-là, par sa pensée hétérodoxe ou par cette volonté de découvrir le secret, est particulièrement dangereuse et qu'un petit séjour sur les galères, à ramer en Méditerranée, lui fera du bien. Et quand il arrive à Gênes, il part pour 4 ans sur une galère génoise, alors que lui, il pensait simplement avoir la bénédiction de son prince pour faire ça. Mais il se trouve qu'il a survécu. Il se trouve qu'il a survécu aux 4 ans de galère et qu'il a après fait un récit de ce qui lui est arrivé, hein, y compris dans ce qu'il y avait de plus brutal, etc. Et que les éditeurs des manifestes rosicruciens le mettent derrière. Associent dans le manifeste, très court, et puis le récit. Hein, c'est la fiction qui devient réelle, en fait. Voilà. Hein, et donc, ça relance l'intérêt du public qui se dit attendez, le prince peut vous envoyer aux galères pour être allé chercher la trace de la confrérie des Invisibles. C'est donc bien que... C'est réel. C'est réel, ou en tout cas que les princes craignent leur existence, etc. Ça... c'est la seule meilleure, il n'y a pas besoin, c'est la preuve qui manquait. Et ça va durer jusqu'à la fin du XXe siècle, parce que quand le mouvement Rose-Croix, c'est pas périclite, mais s'essouffle un peu. Finalement, s'essouffle un peu. Il y a plein de façons de les relancer. Quand on évoquait les Illuminatons, leur double ennemi, c'était les Rose-Croix d'or, qui n'ont vraiment rien à voir avec les Rose-Croix parce que c'est pas à la même époque. Ils sont allés prendre le nom. Et tout de suite, Rose-Croix, ça fait quelque chose, ça impressionne, justement, ce mariage de la rose et de la croix. Que font par exemple les francs-maçons du XVIIIe siècle, qui ont énormément de hauts grades, avec plein de références. On évoquait les Templiers tout à l'heure aussi, ont récupéré cet héritage-là. Ils créent un grade qui s'appelle souverain prince de Rose-Croix. Imaginez, pour le commun des mortels, là, tout de suite se faire non seulement armé chevalier, mais devenir souverain prince de Rose-Croix. Ça existe toujours aujourd'hui. Donc il y a tout un imaginaire qui se déploie derrière. Et comme au départ, c'est une fiction qui devient une réalité, puisqu'il y a des gens qui créent. Tout est possible. Chacun peut imaginer derrière ce qu'il veut. Et il y a des ordres qu'on appelle néo-rosicruciens qui se créent au 19e et au 20e siècle, qui existent toujours aujourd'hui. Il suffit d'aller sur Internet, on voit toutes sortes, la Morque, mais beaucoup d'autres, d'ordres néo-rosicruciens. Eux, ils s'appellent pas du tout néo, pour eux, c'est les héritiers. Donc, de la confrérie des Invisibles du début du XVIIe siècle. Et comme là aussi, il n'y a pas de sorte de royalties à payer pour la généalogie, chacun peut créer son propre ordre Rose-Croix et ses propres rites. Il suffit d'un peu d'imagination depuis 3 siècles, et ça fonctionne très bien, à tel point qu'il y a quelques années de ça, le principal de ces ordres néo-rosicruciens a fait les nouveaux manifestes de la Rose-Croix. Donc bien évidemment, vous surfez sur la vague, mais enfin, c'est une vague qui dure depuis plus de 3 siècles. Il y en a qui se sont quand même épuisés bien avant. Vous pouvez... Alors, il y aura la dimension alchimique, parce que ça fascine. J'allais vous poser une question là-dessus. Voilà. Il y a ceux qui seront vraiment dans la dimension philosophie politique et religieuse. On peut tout imaginer. Et puis moi, je crois, fondamentalement, c'est pour ça que
on en avait discuté pour l'illustration de couverture, et ça, c'est pour le coup, c'était une idée de l'éditrice et pas de moi, de montrer. Moi, j'ai imaginé tout ce qui cache, tout ce qui fait cette dimension d'invisibilité. Je pense que tout à l'heure, la force, c'était le mot qui claquait, Illuminati. Là, c'est la confrérie des invisibles. Rendre visible ce qui est invisible, ça a toujours fasciné. Et la confrérie des invisibles, alors eux, c'est la capuche, bien évidemment, mais vous avez aussi cette idée que on ne vous voit pas, mais vous allez vous révéler à ceux qui méritent d'être partie des élus. Ça, on parlait de plaisir tout à l'heure, c'est une formidable source d'intérêt, de fascination, de convoitise, ce qu'on veut. C'est passionnant, Pierre-Yves. Et justement, du coup, que vient faire l'alchimie là-dedans ? Pourquoi l'alchimie ? Et comment elle a été imbriquée là-dedans ? Et peut-être un rappel pour nos spectateurs, spectatrices, qu'est-ce que l'alchimie ? Alors ça, c'est là aussi, c'est à la fois passionnant et c'est très compliqué parce qu'il y a autant d'alchimie que d'alchimistes, et le principe même, et on voit bien comment ça fonctionne, toujours par rapport au secret, etc. Si des alchimistes ont publié donc sur l'alchimie, on va vous dire déjà à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, mais c'est pour mieux tromper. C'est-à-dire, c'est les écrans de fumée. C'est pour mieux dissimuler la réalité de leur connaissance et de leur savoir. Donc, en fait, c'est ça l'idée. Tout ce qui est visible, tout ce qui peut être connu de vous et de moi, sachant que moi, je suis pas alchimiste et que je postule que vous ne l'êtes pas, en réalité, tout ce qu'on peut connaître, y compris d'un point de vue académique, etc., mais de toute façon, ça n'a aucune valeur parce que c'était que des pièges, des choses trappes, des éléments destinés à leurrer ceux qui ne finalement voient derrière que une sorte d'alchimie vulgaire. Et ça, on l'a déjà dans les manifestes rosicruciens. Ceux qui ils vont même faire des listes de livres en disant si vous croyez accéder au vrai savoir avec cela, vous vous trompez complètement parce que nous ne cherchons pas l'enrichissement vulgaire, transformation plan en or, comme je disais tout à l'heure. Nous, on a une volonté pure. Une sorte d'alchimie pure c'est l'époque où l'alchimie et la chimie ne se sont pas encore séparées l'une de l'autre. Et c'est ça qui va jouer énormément. La révolution chimique de Lavoisier, de ses contemporains, Priestley, etc., c'est le 18e. Donc on est encore beaucoup de ceux dont je parlais tout à l'heure qui partent à la recherche des rosicruciens, des confrères de la Rose-Croix, sont eux-mêmes alchimistes, et parfois sont même alors il faut pas du tout imaginer l'alchimiste asocial, caché, pas du tout. C'est l'époque où Rodolphe l'empereur, Rodolphe II, et lui-même a un cabinet alchimique à Prague. Donc en fait l'alchimie, on va pas dire qu'elle a pignon sur rue parce que elle peut sentir au propre comme au figuré le soufre, mais en tout cas, elle est quand même très très présente à l'époque parce que c'est une façon d'explorer les savoirs, les connaissances, de l'enrichir, etc. Mais d'imaginer que il y a le plan que nous on appellerait chimique et la signification supérieure. On parle de haute science à cette époque-là, que ça a une dimension symbolique, c'est révélateur du sens caché des choses, et donc il y a plusieurs degrés de lecture. Et normalement, donc celui qui entre dans cette démarche alchimique, il y a celui qui va s'arrêter aux réactions chimiques, et il y a celui qui va lui donner une autre signification qu'on a chez les Rose-Croix avec la recherche de la panacée, de ce remède universel. C'est ça le ressort. Donc c'est très présent à l'époque. Les savants qui s'intéressent à la Rose-Croix sont souvent eux-mêmes partie prenante de ces recherches-là. Il y a aussi des chaires de chimie à dimension médicale qui se créent à l'époque dans les universités germaniques, mais pas seulement, mais notamment là à Marbourg, etc., en relation avec les très proches géographiquement de ce milieu intellectuel de Tübingen et autres. Donc il y a toute cette dimension qui fait que l'alchimie, c'est aussi celle qui va permettre de rétablir
rétablir l'harmonie non seulement dans le cosmos, mais aussi dans l'ordre politique, social. Donc vraiment la dimension microcosme, macrocosme, c'est très présent dans l'imaginaire. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'on mettrait, qu'on disqualifierait comme un leurre, une connaissance, voyez, sans valeur et qui serait là pour tromper les naïfs. Ça viendra beaucoup plus tard. Elle est vraiment centrale à cette époque-là, et donc ça fait sens avec tout ça. Et ça explique que Rosenkreuz, si son pouvoir il est d'avoir à la fois retrouvé les bases d'une chimie, eux ils disent pas alchimie, d'une chimie à la fois pure, mais qui aurait le pouvoir de sauver l'humanité. On serait bien idiot de passer à côté. Donc, je pense que ça fonctionne comme ça et que ça marche très bien. Et comme en plus, ils se dérobent en permanence, ces Rose-Croix, ils sont prêts à vous aider. Mais si vous cherchez d'un peu trop près, ils se cachent. Eh bien, c'est exactement comme l'alchimie qui va vous dire, ou l'alchimiste qui va vous dire, le véritable sens philosophique de ma démarche. Si vous n'êtes pas un initié, si vous n'êtes pas un élu, et si vous ne méritez pas de l'être, il vous échappera toujours. Quand on vous entend, Pierre-Yves, quand on vous écoute plutôt, on a le sentiment que finalement c'est toujours un peu le même récit qui traverse ces sociétés secrètes, peut-être aussi les croyances globalement. Oui, tout à fait. La seule différence, c'est que, par exemple, dans un ordre secret comme celui de la confrérie des Invisibles, la confrérie de la Rose-Croix, il n'y a pas du tout de complot. Il n'y a pas du tout de complot, il n'y a pas du tout une volonté de renverser, parce que même le pape, on dit c'est un âne, etc. La bourrique pontificale va tomber dans le ravin, etc. Donc, il n'y a pas du tout de complot, mais il y a l'idée, tout simplement, d'avancer secrètement, parce que si on révèle trop tôt, les gens vont vouloir s'emparer de nos connaissances, c'est pas de nos pouvoirs, mais nos connaissances, de notre savoir, etc. Et on fera un usage soit malveillant, soit le saliront. Je pense que la notion de pureté par rapport, vont le dévoyer. Donc c'est secret pour protéger. C'est pour garder intact ce trésor. Et le jour où on ne pourra plus attendre parce que le monde risque de basculer, précisément dans le chaos de la guerre de 30 ans, etc., un signe viendra, alors certains l'interprètent un signe dans le ciel, etc., ce que j'évoquais tout à l'heure, ou la montée d'un prince sur le trône qui sera une sorte de porte-parole, de porte-étendard cette entreprise finalement de restauration de l'harmonie, de la concorde. C'est des thèmes qui sont très très présents là-dedans. Donc il y a vraiment plusieurs plans, mais le plan chimique ou le plan médical, il s'applique autant aux sociétés qu'aux corps eux-mêmes. Et dans la logique de l'époque, c'est très parlant ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Comment ça va s'arrêter, cette histoire de confrérie de la Rose-Croix ? Moi, je dirais ça s'arrête jamais parce que là, il n'y a pas l'idée de. C'est la grande différence avec les Illuminati, une société secrète qui a un agenda politique. Là, comme c'est au départ une fiction et que ça a été sans arrêt repris, aujourd'hui, il y a des bandes dessinées sur la Rose-Croix, il y a eu des séries, des films, il y a des ordres rosicruciens qui se sont créés, qui ont aussi pignon sur rue, réellement. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête parce que, en fait, il y a une forme de plasticité. Les sociétés ont toujours des mots, MAUX. Les individus peuvent imaginer que derrière un certain nombre... alors, il y a une vision très moderne du corps qui parle du corps qui souffre et qui dit de la souffrance de l'âme. Donc, il y a énormément de... ça peut inspirer tout ce qui est développement personnel aujourd'hui. Ça les aurait sûrement surpris, mais c'est comme ça. Donc, il y a une actualité du discours du type rosicrucien, visibilité, invisibilité, qui est extrêmement
fort. Et surtout, puisque c'était de jeunes intellectuels et aussi des savants qui se sont intéressés. Alors là, il y a une profusion donc de références, de symboles. Donc ceux qui ont voulu partir à l'imitation d'eux. Le symbole, par exemple, de la confrérie de la Rose-Croix, à cette époque-là, l'un des symboles, c'est le phénix, pour dire que comme donc Rosenkreuz, eh bien la confrérie renaît sans cesse de ses cendres. De ses cendres, et bien évidemment, ensuite, le phénix, il est extrêmement... moi, je prends l'exemple dans le livre parce que c'est frappant, jusque dans le cycle Harry Potter, où J.K. Rowling a emprunté partout, et où, par exemple, Dumbledore crée et recrée l'ordre du phénix. Il y a plein d'éléments qui sont... inspiré de l'ordre de la Rose-Croix. Ça vient pas accréditer l'ordre de la Rose-Croix ou pas, mais ça participe du fait que là, on avait une sorte de stock de références que, bien évidemment, on peut interpréter de tas de manières. Et parfois, on sait même pas que c'est présent donc dans les textes fondateurs ou ceux des générations d'après. Mais à l'époque, on a écrit des centaines et des centaines de textes sur la Rose-Croix parce que ça fascinait absolument tout le monde. Et parfois, donc, il y a absolument aucun lien, mais parfois, il y a un lien direct, assumé, et puis on a un certain nombre de savants, d'érudits de l'époque, ou simplement de curieux, qui se sont dit, ben moi, je trouve que c'est tellement bien que allons explorer ces perspectives-là, allons créer ce collège invisible et ça peut glisser vers la dimension scientifique, recherche chimique, etc., la physique, astronomie. Ça peut être simplement vraiment dans le domaine des idées. Enfin, il y a une ouverture extraordinaire. Donc vraiment, ce qui distingue, là, c'est le secret au sens le plus noble qui soit. Il n'y a pas du tout cette idée d'agenda politique caché, de tramer un complot. Non, on est vraiment dans l'ordre secret. C'est pour ça que je disais les maîtres du secret. Pour moi, ils incarnent vraiment ce que sont les maîtres du secret et en quoi ils fascinent. Pierre, vous évoquiez du coup l'alchimie. Est-ce que vous considérez, vous, qui êtes spécialiste de ces sujets-là, l'alchimie comme une société secrète ? Alors moi, je dirais pas que l'alchimie est une société secrète, mais la pratique ou l'intérêt pour l'alchimie, depuis le début de l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui, peut créer des liens entre celles et ceux qui la pratiquent ou s'y intéressent, parce que il y a une communauté d'intérêt d'une part, il y a des communautés d'échange, il y a aussi une dimension généalogique. Je vais m'inspirer ou je vais relire les écrits de telle ou telle figure marquante de l'alchimie. Il y a cette dimension-là. Moi, je dirais pas, c'est pas une société secrète ou même un ordre secret, mais c'est une sorte de porte d'accès à un univers où il y a à la fois une dimension matérielle, opérative, puisqu'il y a la pratique dans l'alchimie, mais qui permet de transcender tout cela pour créer, pour accéder par palier à d'autres plans d'interprétation de la réalité du monde. Et ça marche très fort à cette époque-là, et le succès est intact aujourd'hui. Je verrais plutôt ça comme la porte d'entrée dans une communauté c'est une communauté tout de même. Moi je le verrais plutôt une communauté d'initiés ou de ceux qui ont vocation à entrer dans cette logique initiatique ou des hautes sciences, comme on disait au XVIIIe siècle. Donc c'est-à-dire au-delà de la science telle qu'on peut la développer, sachant que c'est pas un ordre secret dans le sens où si vous révélez un certain nombre de choses, c'est précisément que vous n'y avez pas accès. Donc, je pense que la protection ici du secret, c'est que il est indicible. Il ne peut se partager que entre initiés, entre mentors et initiés, et que dès lors qu'on veut le révéler, mais de manière
pour intérêt marchand, pour montrer une sorte de gloire. Voilà, moi je suis au courant, moi je le connais. C'est qu'en réalité, on n'a rien compris. Donc la défense, là, c'est pas le secret au sens le cloisonnement. C'est l'idée que si vous le révélez, c'est qu'en réalité, ce à quoi vous êtes parvenu, ça n'est pas le secret. C'est pas bon. Voilà. Mais il y a un texte, ceci étant, il y a aussi un texte, le Kybalion, est-ce qu'il est fondateur de l'alchimie? Est-ce qu'il a été créé après? Est-ce qu'il est structurant pour la création de cette communauté, comme vous le dites? Moi, je pense pas. Je pense qu'il dit, il y a des textes à différentes périodes. Il y a des sortes des buts témoins de ce que représente le projet alchimique, mais que c'est absolument pas un projet unifié. C'est absolument pas quelque chose de structuré comme justement un ordre secret avec des dirigeants, etc., ou une société secrète. C'est pour ça que moi je le vois comme une sorte de communauté, à la fois au contour flou, mais où on peut sans arrêt entrer, sortir, être légitimé ou délégitimé, s'ignorer, puisqu'on n'a pas forcément vocation à communiquer les uns avec les autres. Les gens se présentent pas en disant bonjour, je suis alchimiste. Voilà, c'est ça. Et ceux qui vont le dire vont être tout de suite regardés bizarrement. Et quand il va y avoir à la fin du XVIIIe siècle cette volonté de séparer la vraie science de la science égarée, moi je la verrais plutôt comme ça, plutôt que fausse, ça égaré, donc chimie, alchimie, astrologie, astronomie, etc. Alors que juste en plein siècle des Lumières, tout ça fonctionne encore très bien l'un avec l'autre. Il y a une autre dimension. Je vois ça comme une sorte de communauté floue avec un au contour flou, avec un lexique partagé. Avec une sorte d'état de recomposition permanent. Chacun peut se dire, voilà, moi aujourd'hui, je me lance dans une quête de type alchimique qui peut s'articuler avec d'autres. Au XVIIIe siècle, une maçonnerie alchimique, par exemple, avec des degrés alchimiques. Vous êtes à la fois opératif, et je crois vraiment à cette dimension-là, c'est-à-dire que opératif, ça veut dire que vous pratiquez vraiment, et quitte au XVIIe siècle, au siècle précédent, beaucoup de ces alchimistes meurent donc des projections liées à leurs expériences, etc., et puis des problèmes physiques et de santé que ça peut créer. Donc, le côté opératif, mais lui dire, mais attendez, je fais pas tout ça pour ça. Il y a autre chose derrière. Ça me permet d'accéder, au sens caché des choses. Voilà. Et à ce que ces travaux-là pourraient apporter pour le bien-être de l'humanité. Et je pense que ça, c'est le ressort principal. Oui, parce qu'on n'a même pas redéfini ce que c'est que l'alchimie, peut-être pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'on pense alchimie, peut-être changer le plomb en or. Ouais. C'est quoi exactement l'alchimie ? Alors, c'est ce que je disais. Je pense qu'il y a des alchimies, mais fondamentalement, l'essentiel pour celles et ceux auxquels je pense au XVIIe siècle, c'est vraiment la recherche de ce remède universel, de la panacée. Oui. Ça, c'est fondamental. Et après, c'est derrière la mutation, mais pas seulement des métaux, etc. L'entrée en correspondance, l'entrée en connaissance des principes qui tout simplement permettent de comprendre le fonctionnement de l'univers et de l'ensemble du vivant. Donc c'est vraiment là aussi une porte d'accès vers les connaissances du plus grand, du plus petit, de ce qui se passe sur Terre ou dans les corps, mais aussi dans le ciel. Voilà, c'est une sorte d'encyclopédie, mais où le travail opératif n'est que le point de départ d'une véritable quête. Moi, je pense que c'est ça qui est fondamental chez eux. Merci pour cette définition, Pierre-Yves. Et juste une dernière question sur l'alchimie. On sait combien aujourd'hui de personnes se disent ou se revendiquent, mais j'imagine que vous allez me dire, puisque c'est secret, on ne sait pas, alchimiste. Alors, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Voilà. Ce que je dirais, c'est qu'il y a sans cesse...
que ça transcende les générations, ça transcende les générations, que certains ont l'alchimie honteuse, c'est-à-dire que pratiquent, mais ils se disent c'est tellement dévalorisé justement par rapport à une chimie scientifique que si je m'y intéresse, alors au mieux je passerai pour crédule, au pire je passerai justement, et la confusion vocabulaire joue pour un illuminé. On imagine vraiment le chimiste avec complètement asocial, etc. Et il y a ceux qui se disent non, au contraire, il y a un goût de l'alchimie, il y a un goût de percer le sens caché des choses, et je me revendique comme tel. Mais le risque étant là d'être décrédibilisé, pas simplement en disant je vais transformer le plomb en or, en disant montrez-moi que vous savez le faire, mais en disant que vous allez vouloir vendre là aussi du papier, des idées, etc., l'appartenance à un groupe, et qu'en réalité tout ça cache la manipulation. Donc, de ce fait-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par l'alchimie et sa signification, qui préfèrent être ou simplement dans un rapport d'ivresque, donc la redécouvrir, etc., ou d'être dans les deux, l'opératif et le spéculatif, mais disons, vivons bien, vivons cachés, c'est-à-dire ne nous affichons pas comme alchimistes, pas pour les mêmes raisons qu'à l'époque moderne où vous risquiez d'être attaqué pour des questions d'hétérodoxie religieuse, parce que ça joue beaucoup moins, mais pour des questions de respectabilité, d'image que vous allez renvoyer à vos voisins, à vos proches, à votre famille, etc. Et on imagine très bien qu'on puisse faire aujourd'hui de l'alchimie dans son garage, mais pas vouloir trop le montrer. Voilà, ou dans sa bibliothèque, mais en disant c'est simplement, on a un terme fourre-tout, une bibliothèque d'ésotérisme, donc de connaissances cachées, etc. Mais vous voyez, ce goût un peu honteux quand même. Moi, je pense que l'alchimie honteuse, c'est quand même quelque chose de très largement partagé. Répandu. Ouais. Vous faisiez lien, Pierre-Yves, entre alchimie et franc-maçonnerie. Vous avez évoqué une loge. Des grades alchimiques au 18e. Des grades alchimiques, plutôt, ouais. voilà. Du coup, j'ai envie que vous nous plongiez dans ce que c'est que la franc-maçonnerie. Donc, c'est quoi la franc-maçonnerie ? Quand est-ce que ça voit le jour, déjà, pour commencer ? Alors, en fait, la franc-maçonnerie qu'on appelle moderne, c'est toujours gênant parce que ça veut dire qu'il y en a une ancienne, mais la franc-maçonnerie telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle se structure, celle qu'on va appeler spéculative justement par rapport à l'opératif, le maçon tailleur de pierre, et puis le spéculatif, celui qui propose une lecture symbolique des outils de celui qui travaille la pierre, alors les outils de l'architecte, mais aussi donc le fil à plomb, l'équerre, le compas, etc., le ciseau à pierre, tout ça. Une date, si vous voulez, assez commode. À Londres, c'est 4 loges créent la Grande Loge de Londres en 1717. Donc là, on a un bon ordre de grandeur. En France, la première loge documentée, c'est 1725, donc c'est pile 3 siècles. Mais les Écossais, toujours dans la rivalité entre l'Écosse et l'Angleterre, ont mis en avant que dès le milieu du XVIe siècle, il y a des opératifs en Écosse qui commencent à donner une autre signification à leur pratique de la pierre, de maçon, d'architecte, etc. Donc pour dire voilà, on est beaucoup plus ancien que la Grande Loge de Londres. Mais la maçonnerie telle que nous on la connaît, elle se structure donc entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Elle arrive sur le continent et alors en quelques décennies, c'est un succès monstrueux partout. Et même lorsque la franc-maçonnerie est condamnée, par exemple pour le pape, mais pour des raisons qui sont à la fois politiques et puis aussi l'idée de relativisme confessionnel, c'est ça qui fait peur chez les francs-maçons. Ils vont reconnaître comme frère aussi bien un catholique qu'un protestant, et donc ça n'est pas acceptable. En fait, dès que c'est pas les persécutions, mais dès que les interdits, parce que la nouveauté fait peur, etc., sont levés, la franc-maçonnerie
se déploie très vite. Et moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est qu'au XVIIIe siècle, malgré les condamnations pontificales, par exemple, en France, dans le pays catholique, on a des loges dans les abbayes bénédictines dont le père abbé est vénérable et président de la loge, aussi bien en Lorraine qu'en Normandie. Donc, tout ce qu'on va dire après les formations bouffeurs du curé, parce qu'on pense à la fin de la Troisième République, à la fin du XIXe, c'est pas du tout vrai au XVIIIe siècle. Donc, ils se considèrent à la fois comme des sujets loyaux, ils se considèrent comme de bons chrétiens, mais c'est une sociabilité caméléon, c'est-à-dire qu'elle répond à toutes sortes de choses. Vous êtes voyageur, ça va vous permettre, mais c'est pas qu'utilitariste, ça va vous permettre de rencontrer dans des lieux voyagés, soit pour votre agrément, soit pour votre travail, soit parce que vous êtes étudiant, militaire qui circule, négociant, etc. Des gens qui vont vous accueillir comme des frères. Donc cette dimension-là, c'est une sorte aussi d'assurance contre les aléas du voyage. Ça fonctionne très bien. Vous êtes un militaire, vous vous ennuyez en garnison, les régiments se dotent de loges ambulantes qui vont les suivre, etc., permettre de rencontrer un certain nombre de civils aussi, des lieux d'avoir une vie sociale. Il y a plein d'exemples comme ça, ce qui fait que la maçonnerie prospère, et aussi bien en Europe que dans les colonies du XVIIIe siècle, dans les colonies de plantation. La plus forte densité maçonnique à la fin du XVIIIe siècle, par exemple, c'est dans les Antilles. Donc il n'y a pas cette idée centre-périphérie, ça part dans tous les sens. Dans les gros bourgs, les petites villes, on a des loges maçonniques, on en a vraiment partout au XVIIIe siècle. Il y a la question aussi, on peut pas penser la sociabilité sans l'ouverture aux femmes. Quelle place on va accorder aux femmes? Enfin, c'est vraiment une sorte de laboratoire de la vie sociale. C'est aussi une forme d'adhésion volontaire. On choisit d'être franc-maçon, alors qu'à l'époque, on était membre de la confrérie parce que d'une confrérie de métier ou d'une confrérie religieuse de quartier ou de paroisse, parce que vos parents y étaient, parce que c'était automatique. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a un choix, il y a une démarche personnelle. Donc, ça touche des gens de niveau social et d'environnement extrêmement différents. Donc, ça participe vraiment d'une dynamique sociale et culturelle de cette époque-là. Et donc, on peut tout faire en franc-maçonnerie. Je me passionne pour l'architecture, je peux devenir franc-maçon, même si c'est pas du tout mon métier. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la culture graphique, le dessin, c'est extrêmement développé. Derrière l'architecture, je peux faire des mathématiques. Oui, je peux dire, mais non, mais je suis pas à l'école, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, tout simplement, c'est de passer des bons moments. Il y a les agapes. Je peux rencontrer aussi des femmes qui ne sont, sans pour autant qu'il y ait forcément un jeu de séduction, mais ça existe aussi, qui sont pas simplement mon épouse, ma fille, ma mère, etc. Les loges organisent du théâtre amateur, des bals, des concerts amateurs, etc. Il y a toutes formes d'activités qui sont proposées. Je participe de l'époque au sens avoir une dimension bienfaisante. C'est plus la charité chrétienne traditionnelle, c'est la bienfaisance des Lumières. Bientôt, ça sera la philanthropie, manifester mon amour pour l'humanité. Je vais m'engager en loge parce que ça me permettra tout simplement de participer à des levées de fonds pour aider des victimes de catastrophes naturelles, de tremblements de terre, d'inondations, mais qui sont pas forcément de mon pays. Et donc, il y a cette dimension de cosmopolitisme au sens de citoyen de l'univers. On peut tout faire en loge, y compris pour ceux qui sont passionnés par les hautes sciences, explorer justement ces hautes sciences. Alors, elles peuvent être alchimiques ou autres, ou communication avec des esprits supérieurs. Tout est possible, depuis le côté le plus rationnel ou rationaliste. Un philosophe français qui est fermier général, donc un grand financier à côté de ça, qui s'appelle Helvétius, un des grands philosophes du XVIIIe siècle. Lui, il a imaginé une loge des sciences qui serait consacrée entièrement aux sciences. Et puis, il meurt avant de concrétiser son projet. Il meurt en 1771. Et on va ensuite créer la loge des 9 sœurs, les 9 muses de l'Antiquité, qui sont dédiées justement aux sciences, Clio pour l'histoire, etc. Et donc, on peut tout faire en maçonnerie d'un point de vue relativement libre, parce que certes, on est parrainé, mais il y a tellement de loges qu'on trouvera toujours une loge qui sera d'accord pour vous accepter. Et donc, c'est une sorte de laboratoire
sociale, mais aussi de la curiosité du temps. Je pense qu'elle est née beaucoup de la curiosité, la franc-maçonnerie. À l'époque, on dit on est antiquaire, mais c'est pas au sens de l'antiquaire qui vend des antiquités. Hein. C'est collectionneur d'antiquités, celui qui essaye de connaître, c'est une sorte d'archéologue avant l'époque, de connaître les racines cachées du monde, ou enfouies du monde dans lequel on vit. Eh ben, on va faire ça en loge. Si vous faites des loges se dotent d'un cabinet de physique ou de chimie pour faire de la physique ou de la chimie. Alors c'est vrai qu'après c'est tentant pour faire le lien avec ce qu'on disait avant de se dire ok, mais je fais pas que de la chimie. Derrière, je m'ouvre à tout un horizon donc d'interprétation qui m'échapperait si je ne faisais que de la chimie. J'entre donc dans le domaine des hautes sciences et puis du sens caché du monde dans lequel nous vivons. C'est un formidable levier. Aussi bien pour vivre de manière épanouie en société, pour se déplacer, mais aussi pour accéder à des domaines auxquels sinon je n'aurais jamais eu accès. Et à l'époque, on dit bien, et c'est resté dans la franc-maçonnerie contemporaine, réunir ce qui est épars. C'est-à-dire déjouer le mythe de Babel. Les ouvriers qui voulaient monter jusqu'au ciel, etc., Dieu les punit en les rendant incapables de communiquer à cause de la diversité des langues, là, par-delà les frontières, par-delà les barrières, pouvoir communiquer les uns avec les autres. Alors, bien évidemment, dans la réalité, c'est pas tout. Il y a des barrières qui existent, hein, bien évidemment, surtout à l'époque, mais c'est une formidable appel d'air et en fait, vous pouvez faire en gros tout ce que vous voulez là-dedans. Et ça joue beaucoup. Dans le fait que ça ait bien marché. Ah oui, et un succès monstrueux. Hein. Et ça a été créé par qui au départ ? Alors là aussi c'est très c'est très différent parce que chaque création est singulière. Alors, il y a ces loges de Londres qui se réunissent dans des tavernes, hein, donc c'est vraiment l'idée de la sociabilité. Elles se réunissent donc en grande loge, mais on est dans un ancien régime, donc il faut des parrains, des protecteurs, ça va être des aristocrates. L'inspiration, ça sera la Royal Society, l'Académie des sciences de Londres, donc les disciples de Newton, notamment un savant qui s'appelle Jean-Théophile Desaguliers, qui est d'origine rochelaise. C'est un huguenot français. Hein. Les huguenots sont partis partout dans l'Europe des Lumières, mais en France, ce sont souvent des réfugiés politiques quand les Stuarts ont été dégagés par la glorieuse révolution d'Angleterre. Ailleurs, ça sera des voyageurs, des militaires, des étudiants. Hein, on a par exemple des études. Jusqu'où ça va dans la sophistication, hein. Il y a une loge qui s'appelle l'Irlandaise du Soleil Levant. C'est l'Erasmus avant l'heure. Hein. C'est les étudiants irlandais qui font leurs études de médecine en France. Hein, et qui choisissent cette loge-là. Mais ils veulent surtout pas rester entre eux parce qu'il faut l'utiliser aussi pour s'intégrer à la société d'accueil. Donc, ils vont se faire reconnaître par une obédience française. Le Grand Orient, à Marseille, c'est une loge de négociants. Ailleurs, ce sont des gens qui sont des planteurs dans les colonies. Alors bien sûr, il y a une dimension de respectabilité, donc il faut pas du tout imaginer que tout le monde est reçu. Oui, j'allais dire, on a l'impression que tout le monde peut créer son petit club med. Oui, mais alors on va vous dire, vous êtes une loge sauvage, bâtarde, on utilise comme expression, ou alors on vous dit, si vous avez trouvé quelqu'un qui vous a accepté, on va un peu trop facilement, on va dire, il fait commerce de maçonnerie, autrement dit, il dénature ce qu'ils appellent eux l'art royal. Hein, et ça donne bien aussi les dimensions, voilà, à ce vers quoi on tend, ce à quoi on prétend. Mais en réalité, alors bien évidemment, après quand les grandes loges ou les grands orients se structurent, ils font un peu la chasse à ceux qui ne voudraient pas parmi les leurs. Mais il y a quand même tellement de créations que c'est beaucoup de gens peuvent y accéder. La preuve, c'est que si on compare la population de la France en 89 à celle d'aujourd'hui et le ratio de francs-maçons, on est à la même chose. Il y a 28,5 millions de Français à l'époque, on en a 68 aujourd'hui. Il y a entre 140 et 150 000 francs-maçons. En effectif cumulé au XVIIIe siècle à l'époque, il y a entre 40 et 50 000 francs-maçons. Donc pour une société qui n'est plus persécutée du tout à partir de 1740, mais qui n'a aucune reconnaissance publique, alors qu'aujourd'hui, ces lois de 1901, régulièrement les présidents de la République vont voir telle obédience, telle autre, etc. Alors précisément tout le monde, pour pas dire ils sont récupérés par tel ou tel, ça
c'est énorme comme type d'effectif. On n'a aucune comparaison possible à cette époque-là avec d'autres formes d'associations volontaires. C'est ça l'originalité. Donc ça veut bien dire que justement, ça n'est pas une société secrète. C'est un ordre discret où il y a une dimension initiatique, mais ça n'a absolument rien de secret. À l'époque, dans les almanachs et les guides de voyage, on dit où est la loge et où on peut taper à la porte du temple pour se faire recevoir. Donc on est très très loin de la société secrète. Vous venez de dire que ce n'est pas une société secrète, vous appelez ça un laboratoire social, une association volontaire. Il y a quand même une dimension de secret dans cette organisation. Oui, tout à fait. Et c'est ça le paradoxe et en même temps un peu le piège dans lequel, dès le XVIIIe siècle, les francs-maçons sont tombés, parce que on a des dizaines et des dizaines d'écrits d'époque. Alors aujourd'hui, on appellerait ça des marronniers dans la presse, le pouvoir secret des francs-maçons, qui est franc-maçon, etc. Mais en fait, ça date pas d'aujourd'hui. Au XVIIIe siècle déjà, et ça accompagne le succès de la franc-maçonnerie, on a des écrits qui le secret des francs-maçons dévoilé, le secret des francs-maçons révélés, etc. Donc, où il y a cette dynamique du secret, parce que le secret en maçonnerie, c'est le secret de l'initiation. C'est-à-dire que l'initiation est incompréhensible par celui qui n'est pas initié. Donc, mais c'est pas propre à la maçonnerie, c'est vrai dans toute dimension pour comprendre ce que représente le mystère de l'Eucharistie. Il faut avoir fait sa communion, sa profession de foi, etc. Voilà. Donc il y a cette dimension-là. Sinon, on n'en aura qu'une connaissance extérieure de l'enveloppe. Et un peu fantasmagorique du coup. Alors oui. Au départ, il y a vraiment cette idée que, bien évidemment, il y a ce secret qui est protégé par un serment. Et c'est là que le fantasme va arriver. Un secret protégé par un serment, c'est-à-dire que on ne doit pas révéler les noms de ceux qui nous ont initiés ou finalement le contenu des travaux dans la loge. Et ça existe dès le XVIIIe siècle. Et tout de suite, c'est cette dimension-là qui est prise dans les deux condamnations pontificales. Elles sont bien identifiées, 1738, 1751, début de l'excommunication. Aujourd'hui, on le dit plus aussi nettement, mais c'est pas vrai chez les protestants. Mais dans le monde catholique, ça s'applique toujours. Ce qui fait que ça gêne beaucoup des francs-maçons qui sont par exemple catholiques, voire certains qui sont prêtres, à un moment donné, on les somme de choisir, parce qu'il y a l'idée que si on prête un serment, de secret, et on le prête par exemple c'est pas nécessaire, ça peut être sur des constitutions, sur des textes donc qui sont liés à l'ordre maçonnique, mais ça peut être aussi dans beaucoup de traditions maçonniques sur un livre sacré. La Bible, par exemple. Mais il n'y a pas de Bible, il n'y a pas un texte fondateur, par contre. Si, il y a les constitutions de la Grande Loge de Londres, dont on parlait tout à l'heure. Elle est créée en 1717. En 1723, il y a les constitutions dites d'Anderson, inspirées par les aiguillés dont je parlais, qui est souvent le texte fondateur, même en France, qui est revendiqué aujourd'hui. Mais il y a un certain nombre d'ordres qui sont attachés à la dimension traditionnelle ou chrétienne de la maçonnerie, mais ça pourrait être un musulman ailleurs, etc. Donc la dimension de rapport au sacré, au grand architecte de l'univers comme non seulement un principe supérieur, mais une voie d'accès au divin. Vous prêtez serment, par exemple, vous choisissez de prêter serment sur la Bible. Et donc là, pour l'Église catholique au XVIIIe siècle, qui êtes-vous pour pouvoir organiser cette prestation de serment? C'est que vous avez quelque chose à cacher, voilà. Et donc là, effectivement, c'est le point de départ du fantasme que j'évoquais tout à l'heure. Et à chaque fois que les francs-maçons du XVIIIe siècle se sont défendus par des apologies en disant mais il n'y a pas de secret, on n'a rien à cacher. C'est juste un lien initiatique qu'on ne peut pas comprendre si on n'y est pas. En fait, c'est pas satisfaisant comme réponse, parce que les gens se disent, c'est qu'en fait, vous voulez cacher pas des savoirs secrets, mais des liens secrets, etc. Et donc tout le fantasme autour de la société secrète va venir se loger là-dedans, se nourrir de ça. C'est-à-dire, vous comptez vous défendre en faisant ça, mais en fait, vous vous enfoncez encore plus dans la dissimulation, etc. Et quand on parlait précédemment des Illuminatons, puis devenus Illuminati, en fait, quelqu'un comme l'abbé Baruel va dire la franc-maçonnerie, c'est l'idiot utile de ces sociétés secrètes. C'est-à-dire, elles leur ont prêté le nombre
les effectifs, puisque ça marche si bien. Hein, et elles sont venues chercher dedans des lieux pour se dissimuler. On parle des arrière-loges, pas la loge maçonnique elle-même, mais la partie cachée. Elles vont aussi utiliser leurs infrastructures de communication, de correspondance et d'échange pour leurs dessins. Et le commun des maçons le saura même pas. Et le problème, c'est qu'historiquement, ça a pu être vrai, ça. C'est-à-dire que dans le cas des Illuminaten, dont je parlais tout à l'heure, Weishaupt, lui, est franc-maçon, mais trouve que son ordre, c'est 100 fois mieux que la franc-maçonnerie, donc ça l'intéresse pas beaucoup. Mais ceux qui l'aident ensuite à le développer, et à faire qu'il atteint et dépasse 2000 membres, eux, ils viennent piocher leurs effectifs dans la franc-maçonnerie en disant ces gens sont déjà unis par un rapport au secret de l'initiation. Ouais. C'est une société à accent grave, secret avec un S pour moi, la maçonnerie. C'est secret de l'initiation partagée. Donc il y a une sorte de filtre, de premier filtre, une sorte de vivier dans lequel on va choisir ceux qui sont prêts à aller au-delà et à passer à l'étape d'après que serait la société secrète. Bon, la plupart sont pas du tout prêts parce qu'ils considèrent pas du tout que leur ordre est une société secrète. Mais de ce fait-là, ça vient ensuite accréditer tous ceux qui vont vous dire, voilà, c'est le point de départ du problème parce que vous commencez en étant dans ce laboratoire-là, politiquement neutre, sans engagement politique, ni quoi que ce soit, et à un moment donné, vous pouvez basculer dans la société secrète. Donc, d'idiots utiles pour certains, de complices pour d'autres. Et là, après, c'est l'accusation d'être une société secrète ou d'être vecteur de société secrète. Et jusqu'à aujourd'hui, dans certains milieux ou dans certains types d'interprétations, ils n'arriveront jamais à s'en débarrasser. Voilà. Alors qu'en réalité, ça n'a aucun rapport. Mais on prête qu'aux riches. Le succès des francs-maçons, de ce point de vue-là, c'est aussi retourné contre eux. Mais alors, à quoi sert le secret ? Puisque vous dites que c'est un laboratoire social finalement presque à ciel ouvert, pourquoi est-ce qu'il y a un rite ? À quoi servent les rites ? À quoi servent le secret ? C'est quoi l'objectif d'avoir créé toute cette initiation-là ? Alors, c'est le c'est le paradoxe. Hein. Alors surtout parce que la franc-maçonnerie a 300 ans d'existence sous sa forme actuelle, donc bien évidemment, elle a énormément évolué parce que l'environnement a changé. Ce qui était bienfaisant sous philanthropie au XVIIIe siècle, c'est devenu de plus en plus dans une pas toutes les maçonneries, mais dans une certaine maçonnerie au XIXe siècle, un engagement dans la cité, dans des luttes politiques, etc. Il y a une maçonnerie qui a jusqu'à aujourd'hui notamment celle qui est d'origine anglo-saxonne, qui est majoritaire à l'échelle du monde, elle refuse absolument toute dimension, comme on dit, sociétale. Elle considère que elle, ce qui l'intéresse, c'est la tradition. À part les charities anglaises, elle n'a pas du tout vocation à entrer dans la société. Donc il y a vraiment une fracture qui s'est faite avec le laboratoire qui devient désormais un laboratoire ouvert de transformation de la société, etc. Minoritaire, très actif mais minoritaire. Le Grand Orient de France, pour faire clair, en France, le Grand Orient de Belgique, etc. Et une maçonnerie très majoritaire à l'échelle du monde, surtout anglo-saxonne, qui vieillit beaucoup plus vite de ce fait-là, mais qui a une dimension beaucoup plus traditionnelle, c'est-à-dire le symbolisme, la tradition, mais aucune intervention dans la sphère publique à part la manifestation donc de cette charité publique, des charities. Donc ça, il y a une fracture comme ça. Mais ce qui est révélateur, c'est que elles ont en commun, toutes les deux, aussi différentes soient-elles, l'initiation. On est dans un ordre initiatique. Et ça, il y a quelque chose d'indicible. Cet indicible, c'est le secret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu secret. Ce qui est secret, c'est que cette initiation, les profanes, au sens propre du terme, les profanes ne peuvent pas y avoir accès. Profanum, ça veut dire celui qui reste à l'extérieur du temple. Donc en fait, le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est très frustrant parce que les gens disent, mais non, ce secret, il y a bien quelque chose là-dedans. Ah non, il y a rien. C'est-à-dire que c'est une sorte, comme il y a les mystères de l'Eucharistie, c'est une sorte de mystère. Hein. C'est-à-dire que ça vous fait entrer dans un autre état, qui est celui de la mort profane, pour l'éveil à l'initié.
Et ça commence par l'apprenti qui, au départ, dans le temple, il fait des voyages initiatiques. Il a les yeux bandés, il trébuche, etc., etc. Et progressivement, au cours de ces voyages initiatiques, vous évoquiez les rites tout à l'heure. Là, on dirait plutôt le rituel et puis l'ensemble que représente le rite. Dans le rituel des cérémonies d'initiation, il y a très tôt à l'époque, puis ça existe toujours, cette dimension du fait que c'est un apprentissage progressif. La pierre brute, elle devient polie. Elle devient travaillée, toutes les aspérités vont disparaître. Il y a une école à la fois de vertu, mais aussi de maîtrise des affects. On n'interrompt personne en loge. Et ça, dans un espace public, c'est pas l'habitude. Il y a ce qu'on appelle aussi, hier comme aujourd'hui, la triangulation. Il y a 2 colonnes qui se font face, c'est l'image du temple de Saint-Lobon. Vous ne vous interpellez pas de l'un à l'autre. Vous demandez à passer par celui qui est en tête de votre colonne, le surveillant, premier, deuxième surveillant, qui va vous donner la parole. Et puis, vous tournez vers le vénérable qui préside. Et puis, vous dites ce que vous avez à dire. On ne reprend pas aussi les avis de tel ou tel. Donc, il y a toute une maîtrise à l'époque qui commence à se développer, mais jusqu'à aujourd'hui compris. C'est une sorte de quête à la fois personnelle et dans le maillon de ce qu'on appelle la chaîne d'union. Voilà. Et le secret, c'est ça. Le secret, c'est celui de cette démarche progressive qui se fait par l'entrée sur une voie initiatique. Alors, bien évidemment, c'est très satisfaisant pour des milliers et des milliers de gens à l'échelle du monde, et c'est très frustrant pour ceux pour qui le secret, c'est forcément un contenu secret, et pas le secret de la démarche initiatique. Et donc, il y a un formidable malentendu qui dure depuis 3 siècles et qui est toujours pas levé aujourd'hui. Disons que c'est vrai que pour les profanes, les gens à l'extérieur, c'est difficile à comprendre ce que vous venez de décrire. Et en plus, comme il y a de la ritualisation derrière, du rituel, vous venez d'en décrire un petit peu. Ouais. Ça donne le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre effectivement derrière. Mais par exemple, quelqu'un qui voudrait devenir franc-maçon, il fait quoi? Il dit bonjour et s'adresse à qui pour devenir franc-maçon? Alors, c'est justement une très bonne question, parce que là, on voit toute la différence avec le secret ou la société secrète. Aujourd'hui, beaucoup de loges, alors je prends l'exemple de la France, mais pas seulement, mais toutes n'acceptent pas ça, ont leur site internet. Et donc, beaucoup de candidatures se font par le biais des sites internet des loges. Aussi, il y a par exemple le Grand Orient de France à Paris, à donc l'hôtel du Grand Orient, c'est-à-dire le siège du Grand Orient, à 16 rue Cadet. Il y a un musée qui est un musée national, qui est pas propre au Grand Orient de France, où les gens viennent. Il y a des manifestations comme les Journées européennes du patrimoine, où on peut visiter les loges, etc. Il y a ce qu'on appelle les tenues blanches ouvertes, qui sont des tenues destinées aussi à faire connaître la maçonnerie aux profanes, mais c'est pas forcément du prosélytisme, c'est aussi autour, alors ça peut être conférences autour de la physique quantique, l'IA aujourd'hui, enfin voilà, des dimensions sociétales, ou des enjeux sociétaux si on est dans ce type d'obédience, ou alors purement tradition, si on est au contraire, non, on se tient à distance des questions sociales et du monde tel qu'il est. Donc en fait, il y a autant de maçonnerie que de maçons. Il y a des maçonneries mixtes, il y a des maçonneries qui veulent absolument rester un club masculin, donc d'initiés masculins, des maçonneries féminines qui ne veulent pas avoir d'hommes chez elles, et puis d'autres qui ont décidé de sauter le pas en devenant un ordre, des ordres mixtes. Et donc c'est vraiment cette dimension-là qui me paraît essentielle. Donc c'est difficile à comprendre, parce que il y a le point fixe, me semble-t-il, c'est cette dimension initiatique qui a toujours existé, avec un parrainage. Donc il y a ceux qui choisissent d'aller vers la franc-maçonnerie, et puis imaginons je suis franc-maçon, j'ai l'impression que la franc-maçonnerie pourrait vous apporter quelque chose.
vous pourriez apporter aussi votre contribution à la chaîne d'union. Vous avez des belles valeurs, etc., etc. Et je peux soit vous le dire, proposer très directement, soit vous essayer de voir si vous seriez intéressé par faire cette démarche-là. Donc ça se fait dans les deux sens. Soit on va vers la maçonnerie, soit la maçonnerie va vers vous. Ensuite, il y a des enquêtes pour savoir si, par exemple, au Grand Orient de France, vous pouvez pas avoir de casier judiciaire. Voilà, ce genre de choses. Ils ont dû en virer quelques-uns, du coup, non? Oui, il y a pendant longtemps, il y a eu, c'est le reflet de la société. Il y a eu effectivement, à un moment donné, de dire voilà, il y a un certain nombre de brebis galeuses qui n'ont rien à faire au sein de telle ou telle obédience. Donc, il y a cette dimension-là, et ça permet aussi, à mon avis, de renouveler les effectifs, parce que si il y a deux façons de voir les choses. Si ça n'est qu'une société initiatique qui est sans lien avec la réalité sociétale, elle vieillit. Elle vieillit tout simplement. Il y a un problème de recrutement qu'on trouve beaucoup dans les obédiences anglo-saxonnes, parce qu'il y a d'autres façons d'avoir une utilité sociale. Oui, de s'engager. Voilà, de s'engager. Si elle n'est que sociétale, eh bien, est-ce qu'il y a besoin d'avoir cette dimension initiatique? Voilà. Donc, il y a des obédiences qui cherchent un mix entre les deux, à la fois sociétale et puis une dimension symbolique. Et puis d'autres qui se disent, ah non, nous, on fait le choix de la tradition et rien d'autre. Et si la tradition symbolique est rien d'autre, d'explorer les hauts grades, etc., puisqu'il y a toute une philosophie symbolique de grades multiples qui existent et de rites qui les coordonnent. Et puis, si on se renouvelle pas, c'est dommage, mais il n'y a aucune raison de devenir un club de réflexion parmi d'autres. Et donc, on s'arc-boute sur la tradition. Il y a vraiment autant de postures que de situations. Et à une époque, c'est un peu moins vrai maintenant, mais il y avait des obédiences qui, comme elles étaient en rivalité les unes contre les autres, étaient dans la recherche du nombre. Il fallait être toujours plus nombreux. Alors bien sûr, du coup, il y a eu des dérives, mais il y a aussi le fait que dans ce cas-là, vous avez un certain nombre de si certains sont devenus maçons, pas pour de mauvaises raisons, parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons, mais justement parce qu'ils se sont dit il y a vous voyez, il y a un secret, il y a un cachet, ça va m'apporter toutes sortes de choses, et puis qu'ils se rendent compte que c'est pas le cas. Il reste pas longtemps, Donc, parce que comme c'est un ordre, dans tout ordre, il y a une dimension de rigueur, il y a la dimension de cérémonie dont vous parliez, d'initiation, de cheminement progressif. L'apprenti, par exemple, pendant tout son apprentissage, il ne dit rien, il écoute. Il apprend. Vous avez des gens qui, par exemple, n'ont pas forcément envie de rester 1 an et demi ou 2 ans, de venir 2 fois par mois et puis d'écouter les autres. Et au contraire, il y en a d'autres qui se disent, mais c'est génial. Je peux, écouter, et puis je peux penser à tout ce que je veux, parce que personne ne me jugera, puisque je prendrai pas la parole. Voilà. Donc, en fait, ça reflète, me semble-t-il, toutes les attentes possibles, ou les démarches. Certaines sont couronnées de succès, d'autres, c'est pas une question de casting, mais c'est un mauvais choix. C'était pas ce qu'il fallait. Et puis, donc il y a beaucoup de départs. Il y a des gens qui reviennent après, etc. Je trouve que c'est le reflet aussi des attentes complexes et contradictoires d'une société. C'est vrai au 18e, c'est encore vrai aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un sentiment de supériorité qui pourrait habiter les personnes qui sont francs-maçons, parce qu'il y a cette dimension de secret, on m'a parrainé, je suis là pour faire avancer la société, de mes réflexions, de mes apports, donc si j'y suis, c'est que je suis supérieur aux autres. Alors je crois qu'à la différence d'une société secrète, où il y a la dimension d'avoir un secret, pas toujours, mais d'avoir un secret, et puis de participer d'un plan ou d'un projet qui est secret, ça fonctionne pas du tout pour la maçonnerie. Ça fonctionne pas du tout pour la maçonnerie, parce que ce secret, finalement, de l'initiation, c'est qu'en gros, je suis fragile.
d'où la marche trébuchante, les yeux voilés, etc. C'est que je ne peux progresser que en apprenant auprès de mes frères ou de mes sœurs. Dans cette logique-là, c'est pas la meilleure façon de donner quand même une forme de supériorité à ceux qui entrent dans cette dynamique-là. Mais et là, je suis d'accord avec vous. Comme c'est un héritage aussi du XVIIIe siècle. Il y avait des gens qui n'étaient pas nobles, par exemple. En devenant franc-maçon, pas les premiers grades, apprenti, compagnon, maître. Il y en a qui s'arrêtent là, trouvent ça très bien. Mais quand on commençait à se développer les hauts grades, par exemple les références templières, vous étiez armé chevalier, ça peut vous monter à la tête. Parce que non. Il y a des vrais sons et lumières dans la maçonnerie du XVIIIe siècle, soit internes au temple, avec de la musique, donc toute une mise en scène, etc., soit à l'extérieur du temple. Parce que la maçonnerie se veut la royale, elle veut en imposer à l'époque. Attendez, vous voulez dire qu'il y a un spectacle son et lumière au moment de l'initiation Oui, pour certains au grade, oui. Et par exemple, au XVIIIe siècle en Suède, le propre frère du roi et futur roi lui-même, le frère de Gustave III, un des rois emblématiques du siècle des Lumières, son frère, le duc de Sudermanie, qui va devenir roi lui-même après, il organise la reprise de Jérusalem, donc c'est un son et lumière extérieur dans la baie de Stockholm, par les chevaliers francs-maçons. Parce qu'il y a il crée une maçonnerie d'État, le rite suédois, c'est un vrai son et lumière avec feu d'artifice, etc. Donc, ça peut être simplement des décors extraordinairement travaillés, avec une richesse symbolique, etc. Mais il y a des gens à qui, hier comme aujourd'hui, ça monte à la tête. Vous êtes armé chevalier maçon, vous venez par exemple chevalier de l'Orient et de l'Occident, souverain prince de Rose-Croix, comme je disais tout à l'heure. Si vous vous prenez au jeu, vous dites pas justement c'est une forme d'humilité, je découvre au fur et à mesure une dimension symbolique. Si vous prenez ça au sens premier du terme, vous êtes dans un jeu de rôle. Oui, mais un jeu de rôle où vous pouvez vous prendre au jeu. C'est le Puy du Fou là, ce que vous nous racontez. Oui, mais alors sans le côté commercial, quand même, on est d'accord. Et normalement, sans le côté idéologique. Parce que dans le Puy du Fou, le succès du Puy du Fou, il y a un projet idéologique quand même derrière. Il y a un projet d'interprétation, de réinterprétation de l'histoire. Mais ce qui est frappant là, c'est que et ils en ont conscience à l'époque, parce que je parlais des Templiers, comme il y a déjà une vogue templière au XVIIIe siècle, puis qui va continuer après. Vous avez des gens qui disent non, mais c'est simplement une métaphore, mais d'autres me disent mais pas du tout. Nous sommes vraiment les héritiers des Templiers, comme tout à l'heure les Rose-Croix et les néo-Rose-Croix. Et donc c'est extraordinairement flatteur pour ceux qui entrent. C'est tout le problème. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une mise en scène? Ou est-ce que vous entrez tellement dans le rôle qu'ensuite, vous n'avez plus de distance? Donc ça existe très tôt. Ça existe toujours, mais c'est très vrai au XVIIIe siècle parce qu'il y a des barrières sociales extrêmement fortes. Et quand vous avez quelqu'un qui, par exemple, appartient à la petite ou moyenne bourgeoisie et puis que il a un rang extrêmement élevé, et puis cette qualité de prince, etc. Il y a plein d'autres grades, chevalier de l'épée, et on dit qu'on a atteint le nec plus ultra du système des grades maçonniques. Il y en a des dizaines et des dizaines. Vous finissez par vous prendre au jeu, et c'est extraordinairement flatteur pour l'ego. Alors même que normalement, c'est l'idée de se dépouiller de ses a priori, de ses préjugés, de ce qu'on appelle en maçonnerie les métaux. Donc tout ce qui est dissonant dans l'espace profane. Donc en fait, il y a une contradiction monumentale. Complète. Mais c'est le révélateur aussi d'à quel point le chemin de l'initiation, de ce point de vue-là, est complexe et tortueux. Dans la figure emblématique de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, et puis par la suite, c'est Hiram, l'architecte du temple de Salomon. Et ce qui est révélateur, c'est qu'Hiram est tué par les mauvais compagnons. Dans la symbolique maçonnique, les mauvais compagnons qui voulaient lui voler le mot de maître, c'est-à-dire le mot qui permettait d'être reconnu comme maître et pas simplement comme compagnon dans la hiérarchie apprenti, compagnon, maître. Donc ça veut dire qu'à un moment donné aussi,
la vertu, c'est une vertu qui peut être sans arrêt bafouée, mise à mal par les convoitises bassement humaines, etc. Des maçons devenus anti-maçons, comme on en a connu sous le régime de Vichy, par exemple, etc. Mais moi, ce qui me frappe toujours, c'est que la maçonnerie, partout où un régime totalitaire ou autoritaire s'est développé, a été bannie, persécutée, etc. Mais dès que la liberté revient, la maçonnerie aussi. Et donc, c'est révélateur que dans des univers culturels très différents les uns des autres, elle répond quand même à une attente, c'est-à-dire à cette dimension de cheminement personnel, mais dans le cadre d'un groupe, de l'initiation partagée, et après, on peut lui donner beaucoup de signification. C'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment une société à secret, mais des secrets qu'on découvre au fur et à mesure et qu'on n'épuise jamais, et pas du tout une société secrète, puisqu'elle n'a absolument rien de secret. Alors, puisque ce n'est pas secret, Pierre-Yves Beaurepaire, est-ce que vous pouvez nous amener dans un rite d'initiation et peut-être aussi nous amener dans... Est-ce qu'il y a un état de conscience modifié qui intervient à ce moment-là pour la personne qui est initiée ? Alors... le rite d'initiation, il change bien évidemment selon les époques, etc. La géographie, mais il a vraiment... et puis aussi... d'un rite à l'autre, mais par exemple, le rite le plus pratiqué au monde aujourd'hui, le rite écossais ancien accepté, il vient directement d'une pratique du XVIIIe siècle qui a traversé l'Atlantique en 50 ans et est revenu entre le milieu du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Donc, on peut le lire différemment parce que les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui choisissent d'être maçons ou maçonnes sont pas les mêmes. Du coup, leur environnement est pas le même que celui du XVIIIe siècle, bien évidemment, mais il y a vraiment cette idée, moi je dirais, de dépouillement. L'initiation, c'est vraiment le fait de se dépouiller progressivement, non seulement sur le plan vestimentaire, mais aussi de toutes ces certitudes profanes. Voilà, ces certitudes de sa position sociale, du regard des autres et sur les autres, des valeurs auxquelles on pouvait croire tout simplement pour renaître à une autre vie, celle de l'initié, d'où l'apprentissage. C'est une petite mort, en fait. Oui, complètement. Symbolique. Quand vous dites sans vêtements, il n'y a plus de vêtements au moment de l'initiation ? Non, mais par exemple, alors la plupart du temps, déjà, là aussi au XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, le candidat à l'initiation va être partiellement déchaussé. Donc, en fait, il trébuche. Parce qu'il a les yeux bandés, quand il est mené dans ces voyages initiatiques, quand il fait le tour du temple, il est bousculé, par exemple. Donc il prend conscience, plus ou moins, ça se fait progressivement, mais du fait que s'il ne voit pas, il est ballotté par les événements, il perd de la stabilité, etc. Et ceux qui le désorientent sont ceux qui progressivement vont l'orienter ensuite et de faire un voyage de plus en plus apaisé. Donc, il y a cette dimension symbolique-là. Il y a le fait aussi que dans ce qu'on appelle le cabinet de réflexion, donc qui précède l'entrée dans le temple, il va faire son testament philosophique. Donc ça fait partie, vous parlez de petite mort, là, de cette petite mort, de cette même mort profane, puisqu'en fait, le testament philosophique, ça va être, en gros, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il est, à ce à quoi il croyait, mais aussi certaines des faiblesses qu'il peut avoir. Certaines aussi des certitudes qui peuvent être les siennes, alors qu'en réalité, donc c'est pas une confession, mais ça se rapproche au sens religieux du terme, mais ça s'en rapproche. Voilà. Et ce testament, il est récupéré par la loge ? Oui, mais alors ce qui est très révélateur, c'est qu'une fois que la cérémonie d'initiation se fait, il est symboliquement brûlé. D'accord, parce que sinon on pourrait dire c'est super, je suis au courant que telle personne, je sais pas moi, aime l'argent. Exactement. Et alors, vous voyez, on pourrait dire on tient quelque chose sur la personne à vie là. Vous ne croyez pas si bien dire parce que par exemple chez les Illuminaten,
C'est exactement le contraire qui se... Et garde le papier. Voilà. Et c'est ça qui... la grande différence avec un ordre secret, comme celui des Illuminatones, c'est que non seulement il y a une sorte de confession, ils sont quand même souvent anciens élèves des jésuites, révoltés contre les jésuites. Du coup, ils sont quand même très inspirés par ce qui s'y pratiquait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font non seulement une confession initiale, mais une confession régulière. Et très régulièrement, Weishaupt demande aux membres de mettre par écrit, il y a une dimension quasi sectaire là, de se livrer complètement, de dire qui ils ont rencontré, ce qu'ils ont lu, quelles sont leurs pensées. C'est extraordinairement détaillé, chose qu'il n'y a jamais dans la maçonnerie. Donc il n'y a pas de pièce à conviction d'enregistrer sur les gens. Non, il y a l'idée vraiment symboliquement. Il y a l'idée symboliquement, en fait, de faire passer d'un état, finalement, d'une forme un certain nombre de certitudes de la vie profane, de se dire, voilà, finalement, on se dépouille de tout ça, on abandonne ses métaux, ses prétentions sur le seuil du temple, et à l'intérieur, après une phase mais comme c'est un rite de passage, en fait, d'un état à un autre, de forme de déstabilisation dans l'espace et dans le temps, parce que les maçons disent à quelle heure commencent nos travaux, donc à midi, et puis ensuite, à la fin des travaux, quelle heure est-il, vénérable maître? Il est minuit. Entre midi et minuit, un autre espace-temps s'est ouvert, celui où on respecte, vous disiez tout à l'heure, la parole de l'autre, etc., les échanges, et ça fait progressivement entrer dans un autre état, mais c'est tout à fait révélateur quand la tenue, donc l'assemblée maçonnique se terminait. Donc, les membres repartent dans le monde profane. Ça a été même mis en image par un grand graveur du XVIIIe siècle qui s'appelle William Hogarth, parce que un certain nombre des frères de sa loge, lui-même initié, sa propre loge, militent pour la tempérance, ne pas boire, etc., alors que eux-mêmes ont bu beaucoup et ont oublié d'enlever leur symbole maçonnique. Donc ils se tramalent dans la rue de Londres, comme ça. C'est une gravure qui s'appelle La Nuit, et c'est comme ça. Et il veut montrer aussi le fait que l'un est magistrat, l'autre est en charge de la police. Il veut montrer que certains, finalement, les valeurs maçonniques, ils les ont un peu... ils n'ont pas accordé autant de valeur que ça devrait. Donc moi, je vois ça comme une sorte d'éternel apprentissage de ce point de vue-là, qui peut être aussi bien philosophique que simplement au contact de l'autre. Il y a certains qui vont trouver que apprenti, compagnon, maître, c'est largement suffisant. D'autres qui veulent explorer toute une nébuleuse de haut grade et de signification. Il y en a, la maçonnerie égyptienne, par exemple, toute la référence de l'Égypte quand on pas redécouvre, mais quand on découvre tout particulièrement tout l'héritage égyptien, mais qui est aussi matiné d'influence grecque à la fin du XVIIIe siècle. Mais certains vont choisir, alors ça sera vraiment une maçonnerie christique, très clairement. Alors d'autres, au contraire, elle sera tout à fait rationnelle ou rationaliste. Il y a vraiment tout le spectre de positionnement philosophique et symbolique, mais le point commun, c'est cette démarche initiatique et c'est cet apprentissage progressif qui la distingue aussi quand même d'une certaine origine 18e où, d'accord, apprenti, puis compagnon, puis maître, mais imaginez que vous êtes frère du roi ou fils du roi, on va vous donner, et aux États-Unis, c'est encore resté dans certains grades, on peut vous donner 15 en un week-end. Bon, alors l'apprentissage, voyez, par degré, tout ça, il en prend un sacré coup là quand même. Et voilà, c'est le reflet, moi je pense, de l'humanité. Du monde, finalement. Ouais, complètement. Des aspirations contradictoires qui sont les nôtres. Pourquoi cette architecture si complexe et si hiérarchisée ? Alors, hiérarchisé, oui et non, parce que il y a le profane et l'initié. Il y a le fait aussi l'éternel apprenti, et le vrai maçon
déjà à l'époque se considèrent comme tels. Et puis très hiérarchisé parce que il y a cette idée que l'initiation, c'est une démarche complexe, etc. Il faut qu'elle soit scandée par des étapes, par des découvertes, et donc c'est pas une ligne droite, c'est à la fois sinueux, mais c'est aussi des embranchements qu'on peut choisir de prendre ou de pas prendre. Il n'y a pas d'obligation à entrer dans tel ou tel rite. Il y a des rites qui se pratiquent différemment. Donc il y a par exemple des frères ou des sœurs qui choisissent d'être en parallèle dans 2 ou 3 types de loges ou de chapitres, on dit pour les hauts grades, différents, parce que c'est d'autres pratiques symboliques ou philosophiques, ou alors d'autres se dire non, mais moi ça me va très bien, je reste sur un ou pas. Il y a vraiment une infinité de possibilités qui se combinent ou pas. Donc je pense que c'est pour marquer, pour scander la progression, mais que fondamentalement la philosophie initiale, celle de l'éternel apprenti, où on dit aussi très souvent cherche et tu trouveras, et vraiment dans cette voilà, c'est vraiment la ligne de force principale. Et d'ailleurs, vous parliez de valeurs maçonniques. En quelques mots, c'est quoi les valeurs maçonniques? Alors, oui, on pourrait dire qu'il y en a plein, oui, voilà. Mais une des valeurs maçonniques par excellence à l'époque, et c'est resté, puisque ça désigne même la franc-maçonnerie en général, c'est la fraternité. Mais c'est une fraternité choisie. Et ça, je pense que dans la dimension société initiatique, c'est fondamental. La plupart du temps, son frère ou sa sœur, ils disent fraternité parce qu'ils sont pas encore sur sororité, bien évidemment, à l'époque, mais la fraternité, dans le sens qui, avec un grand F, devient le terme qui désigne la franc-maçonnerie, comme la royale à côté. La fraternité habituelle, c'est celle d'une confraternité de métier, on est entre confrères, d'une fraternité parce qu'on appartient à la même confrérie, religieuse, puisqu'on est quand même issu du Moyen-Âge et puis occidental et puis du début des temps modernes, ou alors simplement donc la providence ou le hasard fait qu'on est tombé dans telle ou telle famille et qu'on a ou pas des frères et des sœurs. Et là, pour la première fois, on choisit ses frères ou ses sœurs, parce que il y a ceux qui il y a ceux qui parrainent, il y a ceux qui ont voté favorablement, parce qu'on vote déjà à cette époque-là pour devenir franc-maçon, pour être accueilli. Et puis en même temps, il y a ceux qu'on n'a pas vraiment choisis, puisqu'ils appartiennent à la loge avant, déjà, mais on va les découvrir et on doit instantanément, par changement d'état, parler de changement d'état de conscience, etc., préparé dans le cabinet de réflexion, on va... Et ça pose des questions à plein de profanes aussi à cette époque-là. On va instantanément les considérer comme ses frères et ses sœurs. Et donc, en fait, on dit parfois, on vient en maçonnerie entre frères et sœurs, ou entre frères ou entre sœurs, mais on n'est pas obligé instantanément de considérer tel ou tel comme ami. C'est pas la même chose, mais donc on a des frères, on devient parfois aussi frères et amis. Au XVIIIe siècle, il y a beaucoup de loges qui s'appellent déjà amis choisis. C'est des amis qu'on s'est choisis. C'est une fraternité qu'on s'est choisie, et pour une certaine part, et puis l'autre non, parce que en entrant dans cette chaîne d'union d'initiés, on accepte de reconnaître comme frère ou sœur un certain nombre de personnes qu'on ne connaissait pas et que sinon on n'aurait jamais rencontré. Et dans les constitutions, on parlait de textes fondamentaux tout à l'heure, dans les constitutions d'Anderson de 1723, on a non seulement réunir ce qui est part, mais permettre à des hommes qui sans cela seraient restés à perpétuelle distance de se rencontrer comme frères. Et ça, dans le contexte de l'époque, ça a quand même une force extraordinaire de transformation ou pas. Mais en même temps, la maçonnerie, moi je pense qu'il ne faut pas du tout avoir, du point de vue de l'historien, une vision idéalisée des choses. Elle est le reflet des contradictions de cette époque-là. Moi j'ai identifié dans des archives des navires négriers qui s'appellent le franc-maçon.
Hein? Et donc, il n'y a pas que Victor Schœlcher, grand franc-maçon, l'abolition ou les membres de la Société des Amis des Noirs qui, eux, veulent d'abord abolir la traite pour ensuite abolir l'esclavage. Il y a des maçons qui se sont tout à fait bien sentis dans l'ordre colonial, qui font même aussi des procès maçonniques à ceux d'entre eux qui se sont unis à des femmes libres de couleur, qui sont pas esclaves, qui sont des libres, mais des libres de couleur. Donc tout ce qui serait réécriture serait complètement faussé, de la même façon que, alors que la maçonnerie se revendique une dimension opérative avant de passer au plan spéculatif, à la fin du XVIIIe siècle, par exemple, en France, mais il y a d'autres exemples, il y a d'autres cas aussi, considèrent que tous ceux qui, dans les métiers, dans les corporations, n'ont pas atteint le grade de maître, n'ont pas vocation à devenir des frères pleins et entiers, à être une forme de citoyens de plein droit de la République universelle des francs-maçons, comme on dit à cette époque-là. Ils sont frères servants. Donc, ils sont apprentis compagnons, mais ils n'accéderont jamais à la maîtrise. Ça veut dire que quand on dit que les métaux restent à la porte du temple, en fait, ils perfusent beaucoup à l'intérieur. Et que fait-on ? On choisit comme grand maître à l'époque des pairs de France, des membres de la famille royale, ici ou là, etc. Donc, c'est le reflet aussi des faiblesses humaines. Et donc c'est ça qui est intéressant, mais de ce point de vue-là, ça n'a rien à voir avec le secret. Le filtre, c'est le secret de l'initiation. Après, se déploient plein de choses et ils ont une capacité d'imagination assez extraordinaire sur à la fois symbolique, mais aussi sur le type d'activité que l'on peut proposer aux membres, sur la façon d'être ensemble. Et c'est pour moi, c'est un formidable. C'est pas qu'un laboratoire, c'est aussi un formidable observatoire. De 3 siècles d'histoire, et pas simplement dans l'Europe occidentale, dans tout le monde qui est largement européen à cette époque-là, et ses extensions coloniales. On sait aujourd'hui, Pierre-Yves, combien il y a de francs-maçons dans le monde ? Alors, oui, on sait. Non, oui et non. On a des estimations qui sont parfois très exagérées, parce qu'on intègre beaucoup de maçons qui ont été initiés à une époque, mais qui sont ou trop âgés, parce qu'il y a quand même un vieillissement de la pyramide des âges de la maçonnerie qui est manifeste, ou alors qui ont été maçons à une époque, mais l'absentéisme est aussi vieux que la franc-maçonnerie. Voilà. Mais on peut avoir des données qui sont donc des échelles qui sont variables, mais qui donnent quand même une bonne indication. Ce que je disais pour la France, autour de 150 000 francs-maçons aujourd'hui en France, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment eu, comme dans tout le monde associatif, le choc du Covid, parce que tenir sa loge à distance sur Internet, le lien initiatique, là, il en prend quand même un coup. Il n'y a pas cette présence physique dans le temple. Il y a un phénomène de reprise. Ce qui frappe aussi ceux qui s'intéressent à la maçonnerie contemporaine, moi, l'avantage, c'est que les miens comme historiens, sont morts depuis longtemps, donc si je dis des bêtises, ils peuvent pas trop venir contester, m'en vouloir. Mais ceux qui s'intéressent à la maçonnerie contemporaine se rendent bien compte que, comme dans l'ensemble du monde associatif, il y a aussi, on teste, on voit, et puis on reste ou pas. Donc il y a quand même un phénomène, c'est assez amusant, parce que c'est un peu comme pour la durée moyenne de certains mariages. Il y a un tournant autour de 7-8 ans. On a des gens qui se posent alors il y en a qui partent tout de suite au bout de 6 mois, en se disant, moi, c'était pas ce qu'il me fallait. D'autres qui restent 7-8 ans et qui ensuite se posent des questions et se disent le temps que je consacre à la maçonnerie, je pourrais le consacrer à autre chose aussi. Et donc il n'y a pas cette idée d'un engagement pour la vie. Et une des caractéristiques qui distingue aussi de sociétés secrètes, c'est que on peut facilement y entrer par les canaux que j'évoquais tout à l'heure. Mais on peut encore plus facilement en partir. Voilà, il suffit de plus venir
et personne va venir vous chercher, etc. Alors que dans une société secrète, une fois qu'on a la marque de la société, bien évidemment, c'est plus difficile. Même encore au XVIIIe siècle, quand les Illuminaten sont interdits et qu'on produit les listes, moi j'ai vu des correspondances de jeunes membres des Illuminaten affolés parce qu'il pourrait leur arriver et qui disent, l'un d'entre eux écrit à un plus âgé qu'il a reçu dans l'ordre, il dit « Désormais, c'est comme une étiquette puante qui m'a été collée sur le dos. » L'air de dire, 30 ans après, on va pouvoir me dire encore, vous avez été membre des Illuminaten ou un de vos parents l'a été, etc. Et donc ça n'a plus rien à voir avec. Mais le fantasme du secret, si je peux me permettre, autour de la franc-maçonnerie comme société secrète, c'est quelque chose qui perdure vraiment. C'est-à-dire que derrière les effectifs théorique, quelques millions donc de frères et de sœurs à l'échelle du monde, et voyez le flou, quelques millions, eh bien, il y a l'idée que non, mais c'est pas ça qui compte, c'est simplement quelques loges, on disait arrière-loges à cette époque-là, quelques loges secrètes aujourd'hui qui dirigeraient la réalité de la maçonnerie. Par exemple, des journalistes qui, il y a une petite vingtaine d'années de ça, ont publié un livre retentissant autour de Jacques Chirac. Alors, pas que Jacques Chirac, mais notamment en disant, plusieurs traductions, plusieurs éditions, les frères inconnus, etc. Mais il y a toujours cette dimension d'invisibilité, mais voilà, en disant que Jacques Chirac aurait été initié dans une loge secrète suisse, parce que dans ce cas-là, il faut que le scénario soit un peu croustillant, qui s'appelait Alpina, et que il appartenait à, en gros, un groupe de dirigeants maçonniques secrets. Et je me souviens, pour une enquête historique, un membre d'Alpina me contacte parce que c'est une loge réelle. Oui, une loge réelle, c'est même une grande loge. La grande loge de Suisse s'appelle Alpina, donc c'est pas qu'une loge, c'est un ensemble. Et me dit voilà, alors on a ces documents-là, certains sont anciens, on aimerait savoir comment on peut les conserver, les exploiter, etc. Et puis au fil de la conversation, il vient me dire, parce que moi je savais d'où était l'origine de cette maçonnerie templière du 18e, etc. Il me dit, lui il était absolument choqué qu'on puisse imaginer un instant, c'était vraiment la grande loge traditionnelle, orthodoxe, il n'y a pas plus pignon sur rue, on dirait establishment en Angleterre, quand la grande loge d'Angleterre, c'était le duc de Kent, le grand maître, parce qu'il fallait un membre de la famille royale et tout. Là, c'est l'équivalent pour la Suisse. Et ils disent, mais comme si c'était vraiment, on osait l'accuser de ça. Et ils disaient, mais je dis oui, c'est le marronnier de journalistes qui se sont dit, surtout qu'en plus, c'était Renaud Lecadre et puis Ghislaine Ottenheimer. Elle était spécialiste elle a travaillé après comme journaliste économique. Donc, c'était vraiment de faire vous voyez, un coup de publicité autour de ça, et aucun rapport, mais ça marchait bien, voilà, et bien évidemment Chirac, elle l'imaginait dans ce cadre-là. Alors, duplicité, volonté de profiter de ça pour faire un coup de presse, ça a toujours existé, mais comme Taxil, je l'évoquais tout à l'heure en disant il y a une maçonnerie luciférienne et je vais vous dire qui en fait partie, mais puisqu'il a même été reçu par le pape à cette occasion, donc tout libre penseur qu'il était. Donc ça, c'est une réalité. Et bien évidemment, une fois que on a fait un livre comme ça avec les frères invisibles et puis on vous donne des noms, c'est beaucoup plus croustillant que si on vous dit ah non mais pas du tout, etc. C'est pas ça. Donc en fait, il y a aussi cette dimension du secret fantasme dont ils n'ont jamais réussi à se débarrasser. Mais c'est vrai que on entend souvent dire que même pour atteindre, vous parliez de gens qui venaient pour les mauvaises raisons dans la franc-maçonnerie, et à l'inverse, du coup, on peut croire que pour atteindre certains postes, que ce soit politique ou dans d'autres champs, évidemment, pans de la société, voilà, c'est un réseau secret caché qui permet finalement d'aider, de s'aider entre frères, justement. Alors moi, là, j'aurais deux
deux façons de répondre. La dimension politique, ça a pu exister, sous la Troisième République. Il y a effectivement un très fort. Moi, j'aime pas. Il y a un historien qui est un excellent historien de la franc-maçonnerie qui a fait des études pionnières sur le sujet, qui s'appelle Pierre Chevalier. Et quand il a travaillé sur la Troisième République, il disait l'Église de la République. Moi, la métaphore me gêne parce que c'est un peu simplificateur, etc. Mais ce qui est très clair, c'est que ou alors on prend Église au sens d'ecclésia, communauté, etc. Il y a vraiment des liens très forts sous la Troisième République parce que c'était l'époque où républicaniser la France n'était pas évident, etc. Et que là, il y a une maçonnerie, mais c'est typiquement français, qui a choisi d'être vraiment engagé active dans le combat pour la République, etc. Et donc, il y avait beaucoup de députés, de sénateurs, etc. Alors, c'est resté dans le sens où il y a un certain nombre de combats qui ont été portés par la maçonnerie et qui s'en revendiquent encore, mais pas encore toutes les maçonneries, par les maçonneries dites sociétales, là, comme le Grand Orient de France, la question de la laïcité. La question aussi de l'éducation pour tous, de la fin de vie aujourd'hui, où il y a des questions mises à la réflexion des loges. Toutes les loges participent à la réflexion autour d'un certain nombre de questions, et ensuite les résultats sont transmis non seulement au gouvernement, mais à l'ensemble des partis politiques qui veulent bien les écouter. Donc des réflexions autour de ça, ou qui invitent lors de tenues blanches des philosophes, des médecins, etc. à débattre de ces sujets-là. Mais l'influence politique directe, elle a plus rien à voir avec la Troisième ou la Quatrième République, parce que la société a changé, parce qu'il y a d'autres cadres de réflexion que la maçonnerie, et c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Donc ça a changé. Maintenant que des gens, là aussi, et puis l'historien n'est pas là pour distribuer les bons et les mauvais points, mais que pour des raisons justement ou de ce qu'ils peuvent anticiper des liens que le fait d'être franc-maçon pourrait donc la dimension réseautage que vous évoquiez, ou networking comme on veut, ça c'est une réalité. Moi j'ai pu rencontrer, alors c'est vrai par exemple en Outre-mer, en France, mais c'est vrai aussi à l'étranger parmi les expatriés, il peut y avoir une dimension de se dire que telle ou telle obédience, parce qu'elle est régulière au sens orthodoxe et elle a ses correspondants dans le monde entier, donc beaucoup plus tourné vers les grandes loges anglo-saxonnes que par exemple le Grand Orient, qui lui est une tradition différente, qui se dit adogmatique, qui refuse justement un certain nombre de choses, vont dire voilà, ça peut m'aider dans ma carrière, dans mes premiers contacts, etc., dans les échanges. Et c'est déjà vrai au XVIIIe siècle et ça existe encore aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Et si on dit que c'est pas le cas, c'est faux. Cela étant, il y a beaucoup d'autres façons de se rencontrer. Il y a les anciens de telle ou telle école, les anciens de telle ou telle chose, etc. Et ça marche pas mieux. Oui. Que telle ou telle chose. C'est pour ça d'ailleurs, réseau, souvent d'ailleurs, c'est pour ça ceux qui font ça les combinent. Et puis il y a aussi autant de maçonnerie que de maçons, et il y a des sensibilités qui sont très différentes. Il y a des obédiences qui sont en conflit. Je pense que c'est un peu moins vrai que il y a 10 ou 20 ans, parce qu'il y a un phénomène d'apaisement. Et en tout cas, c'est pas absolument pas monolithique, c'est pas un bloc. Donc il y a vraiment tous les types de démarches. Et on va, comme je disais tout à l'heure, du développement personnel jusqu'au côté totalement altruiste. Je participe à, par exemple en Belgique, le SAMU social c'est une création des francs-maçons. Donc on est très très loin de ceux qui considèrent, l'élevé de fonds de type mondain, comme dans l'establishment britannique, mais surtout pas d'engagement dans la société, la transformation de la société. Il y a vraiment tout le spectre d'attitudes. Pierre-Yves Beaurepaire, nous revenons d'une pause. Vous nous avez très bien conduit à travers le monde de la franc-maçonnerie. Le secret peut aussi conduire à de la terreur ou de l'infiltration. Je pense notamment au Ku Klux Klan que vous avez étudié. Pourquoi reprendre les codes initiatiques dans un tel groupe ? Je pense effectivement que c'est une question intéressante parce que ça permet de comprendre le passage de la société à secret, qui est la franc-maçonnerie, à vraiment ce qui est
une société secrète, même quand elle veut se donner la dimension d'ordre au sens avec donc une hiérarchie, mais qui n'est pas simplement fonctionnelle, qui est symbolique. On est chevalier dans le Ku Klux Klan. On s'appelle même le nom qu'ils utilisent le plus au 19e siècle, c'est l'Empire invisible. On est toujours sur la dimension d'invisibilité. Ça, je pense que c'est très important. Et en fait, dans le contexte en plus typique des États-Unis, où il y a une forte présence de la sociabilité maçonnique au 19e siècle, beaucoup sont passés à la fois par les loges maçonniques, d'une part, de loges maçonniques qui à l'époque se disent caucasiennes, blanches, et qui sont tout à fait, notamment dans le sud, en phase avec la dimension ségrégationniste, puisque c'est dans le sud profond, le Deep South, que naît le Ku Klux Klan, plus aussi l'existence dans les universités américaines, mais au-delà plus largement dans les collèges, dans les établissements d'enseignement, d'une tradition associative avec des clubs d'étudiants, mais qui ont cette dimension société initiatique, parrainage, entrée, symbole de l'appartenance au groupe, etc. Ils font souvent des références à l'Antiquité, une Antiquité totalement fantasmée, grecque ou romaine, et là on l'a très clairement dans le Ku Klux Klan, c'est un mélange de tout ça, de références maçonniques qui sert un peu de filtre. De clubs de jeunesse à dimension inspirés, mais alors vraiment très superficiellement par l'imaginaire qu'ils ont de la Grèce antique, très largement fantasmé parce que c'est le 19e siècle. Et puis on ajoute à ça un contexte extrêmement anxiogène à cette époque-là, parce que quand il crée Ku Klux Klan, on est après la guerre de la Civil War, après la guerre de sécession, après la défaite du Sud, mais surtout à une époque d'occupation militaire par les troupes et les administrations venues du Nord. Donc on est vraiment dans cette dimension de résistance face à ce qui est l'ennemi. D'une part, il faut à la fois fédérer le groupe, et donc on le fédère autour à la fois de la détestation, bien sûr, des Noirs, des gens venus du Nord, de ceux qui sont jugés être complices de ce pouvoir d'occupation qui viendrait du Nord. Et puis, on ajoute à ça tout ce qui... alors, il y a toujours une forme d'autodérision dans ces groupes-là au départ quand ils se réunissent, mais très rapidement on se prend au sérieux et on se dote de références ou de symboles qui parlent. Le fait qu'on mette toujours K devant les mots dans Ku Klux Klan, qu'on fasse qu'on crée des rituels, des catéchismes, de questions, tout ce qui vient fédérer le groupe, et puis aussi qu'on se dote d'autodérision, parce qu'au début ça les fait rire un peu de s'appeler Faucon de la nuit, etc. Mais après l'enjeu de devenir le sorcier impérial, de devenir donc tous les titres ronflants qui marquent les degrés de promotion au sein du clan, et puis aussi de ses cellules, tout le décorum qui va avec, aussi bien vestimentaire que dans les cérémonies, le fait près d'Atlanta, de proposer comme riposte au Mont Rushmore, un immense des sculptures sur un immense bas-relief naturel, sur un rocher, où on va présenter une sorte de contre-vision du Mont Rushmore avec le président du Sud, autoproclamé, des grandes figures de la sécession du Sud, enflammé symboliquement la croix au sommet, enfin tout ce qui va être mis en scène comme ça participe d'une création d'une communauté alternative qui refuse précisément la loi du Nord et de son organisation sociale et politique. Donc c'est une agrégation de toutes sortes de choses, mais ça tourne bien tellement que les effectifs explosent, et que souvent c'est ça qui vient fragmenter tout ordre ou société secrète, parce que ça veut dire des divisions, des rivalités. Il y a aussi beaucoup d'argent à se faire.
Et avec les capitations, les cotisations des membres. Donc, dans la plupart des sécessions internes au clan viennent et des fuites d'informations qui vont jusqu'aux autorités viennent de dissidents, de gens qui trouvent qu'ils devraient être calife à la place du calife, ou aussi avec clairement de la malversation. Parce que quand on a des dizaines de milliers de membres, voire des centaines de milliers de membres, hein, et ça va même beaucoup plus que ça au sommet du clan, avec des degrés d'activité très inégaux, hein, mais il y a beaucoup d'argent à se faire. Il y a des gens qui sont venus au clan en étant responsables de véritables campagnes de communication dans l'industrie, et aussi, y compris même, alors c'est assez étonnant, auprès d'organismes qui faisaient de la philanthropie, le fait d'être passé, d'avoir été des formes de professionnels, soit de la communication, soit de la vente, bien évidemment, ils vont appliquer ce type de procédés au sein du clan, de méthodes de recrutement. On est quand même très très loin de l'aspect initiatique. Ça fonctionne très bien en termes de chiffres, mais ça rend l'édifice extraordinairement fragile. Finalement, l'aspect mise en scène, ritualisation a été un facteur de recrutement, visiblement, pour eux. Ah oui, complètement. On a même de véritables formulaires imprimés qui indiquent quasiment prospection donc de futurs adhérents. Qu'est-ce qui vous a fait connaître le clan? Pourquoi voudriez-vous y entrer? Il y a vraiment le phénomène de masse que j'évoquais tout à l'heure qu'on retrouve pas dans un ordre secret traditionnel, hein, où il y a un phénomène à la fois Bon, alors bien sûr, il y a les premières générations du clan, il y a ceux qui se disent leurs héritiers directs, etc. Mais il y a vraiment un phénomène de masse. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans le clan, c'est que c'est vraiment en dents de scie, hein, selon les crises internes, etc. Donc, comme il y a une formidable appel d'air pour de l'argent avec les cotisations, etc. Faut de la mise en scène. Faut de la mise en scène pour gagner beaucoup d'adhérents. Et donc, il y a des mises en scène macabres, tout simplement. C'est bien évidemment les maisons d'anciens esclaves avec les familles dedans incendiées, les scènes de lynchage, etc. Mais il y a surtout, moi, c'était pas mon domaine. Ce qui m'a intéressé ici, c'est comment justement une société secrète n'hésite pas à investir l'espace public pour se mettre en scène. Oui. Donc c'est vraiment ce que vous disiez à propos de la mise en scène. Ça commence très tôt, hein, le fait de faire une cavalcade. Alors après, il y a des défilés à pied massifs, y compris à Washington, etc. Mais une cavalcade avec des chevaux carapassonnés, avec le costume du clan, la nuit, au flambeau, ça marque les esprits. Ça, voilà. Donc là, il y a vraiment un investissement de l'espace public. Comme je disais à Atlanta, avec cette énorme mise en scène, y compris dans la nature, hein, avec le rocher taillé, etc. Ouais. Mais l'escalade, donc le côté effort avec une cérémonie en haut, la croix incendiée, etc. qu'on voit très loin dans la nuit. Là, il y a vraiment une mise en scène permanente. Et un film comme Naissance d'une nation, qui est un film qui a eu énormément de succès à ce moment-là, il a une lecture pro-clan, en disant, voilà, c'était une famille de clans qui sauvent des innocentes, qui sinon auraient été massacrées, violées, etc. Donc le clan est protecteur. Voilà. Donc il y a une mise en scène de ça, alors qu'en réalité, bien évidemment, c'est tout le contraire. Bien évidemment, ça aussi, force et faiblesse, ça attire des gens qui viennent là par intérêt personnel. Alors bien sûr, ils peuvent avoir un agenda politique ou racialiste, mais ça reste relativement limité. Hein. Ça tient à pas grand chose. Lutter aussi contre les catholiques parce qu'ils voudraient une puissance blanche protestante, etc. Mais bon, ça ne va pas très loin. Donc forcément, il y en a qui se disent oui, mais des centaines de milliers d'adhérents, ça peut être aussi l'occasion de se faire beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de scissions qui viennent du fait qu'il y a des détournements de fonds, etc. Donc là, le lien fraternel entre les chevaliers du clan a ses limites. Des associations aussi
parallèle ou parasite du clan existe. Donc, on a vraiment... c'est aussi... c'est un objet politique, racial, mais c'est aussi un objet de marketing, très clairement, et il faut en imposer par la peur, mais aussi par la séduction, par l'effet de nombre, par la mise en scène, et cette image de... alors, on parlait tout à l'heure de l'invisibilité, mais alors positive avec les Rose-Croix, là, on l'a de manière très négative, masquée, et avec toute une réflexion qui est la leur sur les couleurs à utiliser pour les costumes du clan. Il y a vraiment... Moi, je pense que la dimension... marketing, mais agressive, joue en interne et en externe, joue beaucoup pour le succès du clan et son côté éphémère. Oui, c'est-à-dire que c'est ce qui signe aussi la fin. Complètement, et la fragilité. Mais finalement, c'est pas une société secrète alors, le clan. Alors, il est secret par ses... Alors, il peut être secret par le fait que certains puissants qui sont reçus au sein du clan aient pas envie que ça se sache. Voilà, il y a toute une problématique autour, par exemple, de tel ou tel président qui aurait été membre du clan, soit reçu même dans sinon dans le bureau ovale, en tout cas, donc dans la Maison Blanche elle-même. Donc, il y a cette dimension-là. Alors, il y a la rumeur aussi qui fait partie aussi. C'est le buzz actuel. Donc, ça grossit aussi l'importance du clan, même quand c'est pas le cas. Mais il y a un certain nombre d'éléments de fonctionnement sont clairement secrets, cloisonnement, etc., etc. Mais alors d'autres, pas du tout. Puisqu'il faut montrer sa puissance. Et ça a pu mener à de l'impunité, justement, ce secret-là ? Vous me l'enlevez de la bouche, c'est le mot que j'allais dire, c'est ça. Il y a un enjeu d'impunité derrière, notamment avec les autorités policières, mais aussi le fait que progressivement, la tutelle du Nord, qui est très forte sur le Sud après la fin de l'indépendance, comme il y a d'autres sujets se posent dans la République américaine, les États donc confédérés réussissent à réintégrer l'Union et beaucoup de lois qui étaient abolitionnistes et de lois qui avaient été adoptées dans la foulée de la mort de Lincoln et puis de la fin de la guerre civile sont ensuite complètement vidées de leur substance après. Donc le Sud se sent beaucoup plus puissant et ressent cette dimension d'impunité qu'on a encore en plein XXe siècle. Faut pas se leurrer, ce qui fait que lorsque le clan, on a l'impression que le clan meurt, il se réorganise, se structure. Alors aujourd'hui, il n'a pas du tout la même influence que précédemment, mais il y a une façon de le revisiter à travers le suprématisme blanc, un certain nombre de milices, etc., qui sont qui se sentent les héritières du clan. Vous considérez-vous, en tant qu'historien, qu'il n'est pas complètement mort, finalement ? Non, il n'est pas totalement mort parce que son idéologie demeure et l'idée aussi qu'un certain nombre de liens entre ceux qui participent de ces positions extrêmes doivent être maintenus, fortifiés pour échapper donc à ce qui est vécu comme une sorte de dégénérescence sociale collective. Donc il faut être le petit reste et happy few face à tous ceux qui ont abandonné la partie. Donc c'est fragile, mais l'héritage... il y a un héritage qui demeure et on a même vu dans certaines déclarations du président Trump lors du premier mandat, en marge du premier mandat, puisqu'il y avait toute la question sur ses ascendants et leurs liens complexes avec le clan. Il y a toujours, dans ce domaine-là, comme avec un autre, une forme d'ambiguïté. Il y a un petit flirt. Voilà. Et par exemple, là, quand il vient de décider que à Philadelphie, qui est quand même la capitale de l'indépendance, du 4 juillet 76, il a fait retirer, là, juste maintenant, donc des panneaux d'exposition
qui représentait, qui rappelait le souvenir de l'esclavage, y compris par rapport à George Washington lui-même et Thomas Jefferson. Il vient de les faire enlever. Ça participe de la réécriture de l'histoire qui enlève bien évidemment de l'après 76, d'après 1776, qui escamote complètement le côté esclavage, une tâche de l'esclavage, comme il volonté de faire retirer le Martin Luther des jours fériés en juin. Ça participe vraiment de cet ensemble-là. Ça ne peut que satisfaire ces groupes extrémistes, même s'ils trouvent que ça ne sera jamais assez. En parlant de réseau de pouvoir clandestin, je pense à une autre société secrète que vous avez étudiée, la loge 2 en Italie, la loge P2 même plutôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et en quoi ce n'est pas un mythe finalement ? Alors, ce qui est intéressant dans le cas de la P2, oui, c'est Propaganda 2, Propagande 2, parce qu'il y a eu une à la fin du 19e siècle. Propaganda 2, c'est une loge qui se restructure, qui est héritière de celle-ci, qui se structure dans la réorganisation de la maçonnerie après les années fascistes, après les années de Mussolini, mais qui dont le grand maître emblématique, c'est Licio Gelli, qui était lui-même, on l'a appelé et puis se faisait appeler le grand marionnettiste. Donc c'est toujours l'idée de celui qui tire les ficelles derrière dans les coulisses. Ce qui est intéressant dans le cas de la P2, c'est qu'au départ c'est vraiment une loge maçonnique, mais qui n'a que de maçonnique que l'enveloppe, parce que ça n'a bien évidemment, non seulement c'est de la maçonnerie dévoyée, mais ça n'a plus rien du tout de maçonnique. C'est-à-dire que ce qu'il en fait, on est à l'époque en Italie dans les années 70 et 80 de la stratégie de l'attention. Il y a les brigades rouges d'une part, donc l'extrême gauche violente et terroriste, et surtout ce que certains milieux n'aiment pas, c'est le rapprochement, ce qu'on appelle en Italie le compromis historique entre la démocratie chrétienne, donc le centre droit, et puis le Parti communiste italien, qui est vraiment un parti communiste très spécifique, qui n'a rien à voir non seulement avec le Parti communiste de l'Union soviétique, mais même avec le Parti communiste français, mais qui change complètement la donne, alors qu'on est quand même dans le contexte de la guerre froide et que on voit ça non seulement aux États-Unis, mais même en Italie dans certains milieux, vraiment de manière très négative, parce que bien évidemment, on voudrait ancrer l'Italie dans une vision où tout ce type de compromis n'existe pas, bloc contre bloc. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la tension. Dans les années de plomb, soit on crée des attentats, soit on les laisse faire pour tout simplement polariser la société et faire qu'elle accepte une dérive autoritaire. Bon, c'est assez étonnant parce que ça a un côté très moderne alors que ça a déjà quelques décennies. Et P2, c'est l'endroit où se retrouvent alors aussi bien des représentants de l'industrie, de la banque, des ministres, des journalistes très influents, l'ensemble des chefs des différents services secrets en Italie. Enfin, vraiment, c'est un pouvoir occulte qui se trouve là, qui se donne l'apparence donc même plus d'une loge maçonnique, parce qu'on l'appelle la P2 en oubliant le fait que l'origine est maçonnique, mais l'apparence d'un groupe qui se fédère d'un point de vue pas forcément initiatique, mais avec des rites d'intronisation dans le groupe, qui sont vraiment minimalistes, puisque ça se fait la plupart du temps dans un hôtel et pas du tout dans un temple de loge, armé avec une épée, donc ça n'a rien de spécifiquement maçonnique, et c'est pas ça du tout qui crée le lien avec ça. C'est le pouvoir et un agenda secret, mais qui progressivement aussi fuite, parce qu'il faut faire savoir qu'on est puissant, un agenda qui est celui d'une conversion autoritaire de la démocratie italienne, jugée trop faible par rapport
à ces extrêmes. Alors, il y a différents attentats, l'attentat de Bologne, etc. Ouais. Et lorsque, en fait, finalement, quand les juges et les carabiniers débarquent dans l'entreprise de Djelil, il a fait de l'import-export, il s'occupait de l'industrie textile, il découvre tout simplement des listes avec d'abord une fortune en lingots, etc. Et en dollars, mais des listes de membres où en fait tout ce qui compte comme différents types de pouvoirs en Italie en fait partie. Donc c'est un pouvoir para-étatique finalement. Voilà, complètement. Mais alors en marge de toute assemblée, fonctionnement, etc. Et avec cet agenda de provoquer finalement une sorte de manipulation globale de la société italienne, quitte à ce qui est en laissant faire ou en provoquant des attentats, comme je disais, pour tout simplement. Alors aujourd'hui, on dirait, c'est même plus illibéral, là, hein. C'est plus qu'illibéral, c'est vraiment autoritaire et plus qu'autoritaire comme régime. Et ça, donc, on est entre l'autoritaire et le dictatorial. Et la conséquence de ça, c'est que quand c'est révélé, ça montre à la fois la faiblesse des institutions italiennes. Hein, à l'époque, les gouvernements tombent sans arrêt beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été faites qui n'avaient pas eu lieu à ce moment-là, mais aussi la faiblesse donc de la maçonnerie italienne. Comment est-ce qu'elle a pu laisser faire alors que normalement les loges sont visitées, inspectées, doivent rendre des comptes, etc. Donc ce groupe de plusieurs centaines de membres, donc bien plus important que les effectifs normaux d'une loge maçonnique à cette époque-là, qui n'ont aucune activité donc de type symbolique ou maçonnique, mais c'est juste un paravent pour masquer un pouvoir caché mais extrêmement fort. Et là, la maçonnerie, elle a été sommée, il y a une commission d'enquête, etc. Elle a été sommée de faire il y a eu des scandales financiers aussi. Il y a un banquier qu'on a trouvé pendu donc sous un pont à Londres. Alors bien évidemment, ça a fait officiellement suicider, mais ça a fait beaucoup parler de lui. Djelil est allé en prison, mais finalement, il continuait à distiller des secrets, d'essayer d'expliquer qu'il allait révéler beaucoup de choses. Donc il a menacé plein de gens et jusqu'à sa mort sans aucun problème. Il fait pas partie de ceux qu'on a retrouvés suicidés en prison. Et donc, ça a rendu toute forme de pouvoir et de transparence politique en Italie suspecte, en disant oui, on nous donne quelques os à ronger parce qu'en réalité, ça continue à exister parallèlement. Donc, ça fait énormément de mal, non seulement à la maçonnerie italienne en particulier, maçonnerie en général, mais de manière générale aux institutions démocratiques aussi, en disant que elles n'arrivaient pas à se protéger contre alors c'est pas seulement en réseau, voilà, une intrusion mais bien au-delà de la tête, hein, dans tout l'appareil d'État, ou alors dans le domaine de l'économie, des finances, dans tout ce qui comptait, le journalisme, parce qu'il y a des capitaines de médias qui sont dedans, hein, et d'industries médiatiques qui sont dedans, qui bien évidemment utilisent ensuite les liens pour promouvoir telle ou telle idée, telle chose. Donc il y a toute l'idée que la transparence démocratique, c'est un vain mot. Disons que ça peut donner à manger à ce qu'on appelle les complotistes. Je mets des guillemets, on ne me voit pas, mais je mets des guillemets à ce mot-là. Complètement, parce qu'en plus, là, c'est avéré, et qu'il y a une présidente de commission d'enquête qui dit à l'issue, alors qu'il y a des centaines et des centaines de pages de rapports d'enquête, en fait, nous n'avons pu qu'à peine griffer l'hydre. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup... Surface, voilà. Et c'est vraiment donc des révélations de surface. Et comme les complotistes ont une capacité remarquable, et ça fait la force, de créer des narratifs où ils s'affranchissent des contextes chronologiques. Ils font le lien avec le fait que un grand homme d'État, premier ministre britannique à la fin du 19e siècle, Benjamin Disraeli, qui en même temps est un romancier, c'est pas un hasard, écrivait dans ses romans, mais dans un certain nombre de discours aussi, que ceux qui
occupaient le devant de la scène politique n'étaient pas ceux qui étaient les vrais acteurs. Et bien évidemment, ils peuvent pas s'empêcher de faire le lien entre ce que dit l'Israéli d'un côté, quitte à lui reprocher parfois ses origines juives, alors qu'en réalité, depuis l'âge de 13 ans, il était converti à l'église anglicane, pardon. Et de l'autre côté, de dire, voyez, Djeli, le grand marionnettiste, finalement, il prouve à un siècle de distance que ce que disait l'Israéli, c'est vrai. C'est-à-dire que ceux qui occupent l'avant-scène ne sont pas ceux qui tirent les ficelles. C'est extrêmement flatteur pour les gens qui appartiennent à l'AP2 et c'est quand même une source de faiblesse pour nos sociétés démocratiques ou organisations démocratiques qui est, qu'on ne peut pas nier. Ça m'emmène sur une question sur notre ère très actuelle, Pierre-Yves. Comment vous arrivez à démêler justement un peu la part, dans ce qu'on appellerait une vision complotiste, la part du réel, la part du fantasme collectif? Et alors, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à nous amener dedans. Alors, je pense que la méthode de l'historien, qui n'est pas ni politiste, ni sociologue, c'est donc déjà de partir des documents, des sources, de savoir aussi que il faut pas les isoler. Elles ne font sens que restituées dans un contexte ici et maintenant, parce qu'on les lit pas de la même façon, y compris par exemple le clan tout à l'heure, à la fin du 19e siècle, dans les années 30, à l'époque de Truman, etc. Membre du clan quand au début, pas au début, etc. Et puis a posteriori. Et surtout, pas donner de jugement de valeur, parce on peut le faire comme citoyen, mais si on mélange les genres, on se trompe on tape à côté de la cible. Donc je pense que d'une part c'est ça, mais de ne pas, moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire si on ne regarde que le factuel, on comprend pas du tout le ressort puissant du narratif qui est proposé. C'est-à-dire moi je pense qu'il faut pas forcément le croiser, mais il faut prendre en compte les éléments factuels. La P2 a été construite etc. Voilà d'où elle vient. Le clan pareil, et puis le discours qui est raconté derrière, sachant que en fait ça a l'air d'être deux parallèles, mais ce sont des plans qui souvent se croisent. C'est-à-dire qu'en réalité, ces sociétés secrètes, quand elles sont vraiment des sociétés secrètes, elles ont besoin de références historiques, parce que soit elles idéalisent le passé. Elles ont une vision donc idéalisée du passé, déformée, etc. Elles réécrivent en permanence l'histoire dans leur sens, soit pour terrifier, soit au contraire pour dire que c'était beaucoup mieux avant, on va restaurer l'ordre ancien. Parfois, c'est même les deux en même temps. Donc, elles relisent l'histoire, elles la réinterprètent, et en même temps, l'histoire aussi, elle se nourrit de fiction qui, à un moment donné, comme on l'a dit à propos de la Rose-Croix, finalement sont tellement puissantes que vous avez des gens qui disent mais pourquoi l'avons-nous pas créé plus tôt? Donc en fait, c'est pas vrai-faux. C'est deux plans qui peuvent se croiser et s'enrichir mutuellement. C'est-à-dire que l'histoire nourrit sans la fiction et la fiction donnant naissance à des organisations qui se structurent et qui existent réellement. Donc moi, je pense que j'essaie de bien identifier l'une et l'autre, mais de voir aussi les interactions qui sont parfois voulues ou parfois subies aussi. Dans le cas des francs-maçons, c'est une interaction subie avec la société secrète parce que c'est pas une société secrète, mais cette étiquette lui colle à la peau depuis l'origine et parce qu'il y a une ambiguïté fondamentale ou un paradoxe sur ce qu'est le secret et ça joue. Donc moi, c'est comme ça que j'essaye de procéder et je pense que ça permet de comprendre les avatars les plus contemporains des sociétés secrètes. Je pense aux Anonymous, par exemple. Quand je réfléchis à ça, c'est pour ça que j'ai fait à la mode quasiment comme on ferait plus en littérature qu'en histoire. Dans le livre, j'avais un prologue et un épilogue parce que le prologue, c'était la façon dont par ce canular d'étudiants, les Rose-Croix d'Allemagne sont arrivés en France 10 ans plus tard. Mais l'épilogue, c'est les Anonymous parce que ce qui m'a intéressé dans les Anonymous, c'est que c'est une société secrète sans
mais de manière assez informelle, puisque il s'agit de groupes, chacun peut se revendiquer après tout des Anonymous. Il y a pas le côté adoubement initiatique, mais il y a des symboles. Le masque est un symbole d'invisibilité, exactement comme la capuche donc dans la Rose-Croix, cette façon de se considérer comme une confrérie des invisibles. Là, ils ont pris un masque, mais c'est un masque qui a une dimension historique. Parce que en fait, c'est le masque de Guy Fawkes, des figures marquantes des complots catholiques au tout début du XVIIe siècle, à l'époque de Jacques Ier, jusqu'après le règne d'Élisabeth. Et il y en a eu beaucoup, mais celui-là a marqué non seulement par le châtiment atroce de ceux qu'on a pris vivants, mais c'était systématique à l'époque, c'est banal. On les coupe en morceaux, on en met un peu partout, etc., pour terrifier les gens. L'instrumentalisation politique par le roi. Jacques Ier a récupéré ça pour asseoir son pouvoir. C'était des catholiques qui avaient voulu mettre donc des barils de poudre sous le Parlement, et quand le roi entrait dans le Parlement avec sa cour et le Parlement, tout aurait sauté, paf, terminé en 1605. Et donc ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, ça a été Guy Fawkes et les autres ont été voués aux gémonies, c'est-à-dire c'était le symbole de l'horreur, de la trahison, de la tentative de régicide, etc. On était obligé dans les paroisses de célébrer le juste châtiment de Guy Fawkes. Et après, c'est devenu une fête populaire. Les enfants allant chercher a penny for a guy, c'est-à-dire des pièces pour Guy Fawkes. Et puis à la fin, ce qu'on oubliait quand même, c'est que la chanson, c'est une chanson populaire anglaise, mais il y a quand même des paroles assez atroces. Et puis à la fin, on fait flamber quand même le mannequin de Guy Fawkes. Et donc, ce qui m'a plu, moi, dans la façon dont c'est utilisé par les Anonymous, c'est que bien sûr, on peut dire, justement, en historien, c'est l'histoire immédiate, c'est le roman graphique V for Vendetta, et puis le film très connu qui en a été tiré à succès. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est comment une vision très noire de la conspiration, celle de Guy Fawkes, est complètement retournée, là, dans un narratif qui en fait une libération. Qu'on a déjà dans le roman graphique, où il y a le côté, c'est très scénarisé, comme une pièce de théâtre, avec des références à Shakespeare, etc., mais aussi avec l'histoire anglaise immédiate, une sorte de dérive des illibérales des années Thatcher, puisque c'est dans ce contexte-là, avec ceux qui devraient protéger sont des assassins, sont des meurtriers, sont des pédophiles, sont des gens qui enferment en camp, et puis il y a quelqu'un qui se lève d'un coup, et on est dans une dimension très libertaire, mais pas au sens actuel, de volonté de s'affranchir de toutes ces contraintes-là pour punir, démasquer, protéger. Et donc il y a dans les jeux de masques, il y a le bon masque et le mauvais masque. Le masque qui protège les Anonymous parce qu'ils vont révéler donc c'est pour ça que les Anonymous s'en sont emparés après, vont révéler les turpitudes des puissants à tout le monde, révéler en fait ce qu'on nous cache, et à l'inverse, le mauvais masque de ceux qui se cachent derrière les insignes du pouvoir, et puis puisqu'il y a tous les slogans qui sont détournés, etc. dans le roman graphique ou le film, si vos spectateurs ne connaissent pas, je les incite à lire le roman graphique et à voir le film, parce que c'est très parlant dans le monde que nous vivons depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il a rien la puissance d'évocation, de façon, des sociétés démocratiques qui peuvent basculer d'un coup, n'a rien perdu de son actualité, y compris dans les violences institutionnelles, policières ou autres. Et donc, ce qui est très très frappant, c'est que la clé de compréhension de tout ça, c'est le temps long de l'histoire, et le fait que, comme je disais, le masque peut cacher. Mais pour protéger, le masque, le secret peut être positif parce que il est protecteur de ceux qui se préparent à dévoiler, à lutter pour la liberté, ou au contraire, ça peut être le masque des apparences qui empêche les sociétés démocratiques de prendre conscience des dangers qui les menacent. Donc il y a un jeu de masques que je trouve particulièrement intéressant. Et si on voit que le côté historique, factuel, on comprend pas comment l'histoire c'est un objet de perpétuel, recyclage, réinvention. Et donc faut surtout pas dire le vrai du faux. Il faut comprendre pourquoi à un moment donné on réécrit comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre et démonter les mécanismes de ces processus-là. Et peut-être comprendre le futur du coup. Oui, tout à fait. Et le futur immédiat aussi.
Oui, mais on va y venir. Et juste pour finir sur les Anonymous, le fait que ça arrive à l'ère numérique, est-ce que pour vous, ça en fait tout de même une société secrète, le choix du nom aussi Qu'est-ce que vous voyez comme différence par rapport aux sociétés secrètes que vous avez étudiées auparavant ? Alors, moi, je pense que déjà, chacune de ces sociétés ou de ces groupes est différente, même quand elle se construit une généalogie. Là, ils se construisent une généalogie par rapport à Guy Fawkes, même si tout son côté de complot qui a vraiment existé religieux, l'aspect religieux n'a aucune importance pour eux. C'est la révélation, le dévoilement, etc. Mais moi, le point commun que je vois, c'est toujours l'invisibilité. Eux, c'est le masque, d'autres, c'est etc. Voilà. Donc ça, Anonymous, se dissimuler, à une ère où on dit, mais plus rien n'est secret. Si. Ça peut l'être. Le secret comme vecteur et moyen de combat pour dévoiler. Donc ça, je pense que c'est paradoxal. Je pense que c'est très présent. Ça, c'est le point commun que je vois. L'autre point commun, c'est que toutes ces sociétés-là, elles ont à un moment donné, c'est pas surfer sur le mot parce que c'est plus fort que ça. Elles font référence à des enjeux en termes de communication. La Rose-Croix, dont on parlait tout à l'heure, XVIIe siècle, c'est l'idée de on peut communiquer à distance. Vous pouvez pas nous trouver, mais si on a envie de vous agréger dans le groupe, on saura communiquer avec vous et entrer en contact avec vous. Et ils expliquent bien, quelle que soit la barrière des langues, etc., des instruments de communication. Quand on présente les Illuminatons au XVIIIe siècle, on est à l'époque effectivement du fluide électrique, aussi bien des expériences de Benjamin Franklin que de Mesmer, de l'autre. En fait, certains de ceux, comme le marquis de Luchet qui les décrivent, disent qu'ils communiquent avec la rapidité de l'électricité. Après, c'est au moment de la Révolution, les premiers télégraphes. Chiappe, etc. Et donc, on dit que, alors bien évidemment, c'est totalement erroné, mais qu'en fait, ils utilisent les réseaux télégraphiques qui sont en train de se mettre en place pour communiquer entre eux beaucoup plus rapidement que le commun des mortels pourrait faire. Je dis c'est totalement faux, mais ça inspire l'imaginaire parce qu'on le retrouve même dans le conte de Monte Cristo où il détourne, en fait, il pirate vraiment le télégraphe pour donner de mauvaises nouvelles, etc., qui sont des nouvelles fausses. Donc il y a toujours cette dimension là, et on le retrouve donc très clairement chez les Anonymous, mais auparavant, ici là à l'ère numérique, donc dévoiler les secrets de ceux qui croient les avoir suffisamment cachés, et en même temps enterrés, et en même temps utiliser les outils modernes de communication pour tout en dévoilant, soi-même se protéger derrière une forme d'anonymat, de la même façon que les premiers Rose-Croix, eux, le vecteur qu'ils utilisaient, c'était l'imprimé. C'est l'époque du développement de l'imprimerie post-Gutenberg, mais c'était des imprimés anonymes. Donc, on ne se dévoilait pas. Donc, je pense que la capacité ou la volonté des uns et des autres de communiquer avec les instruments non seulement du temps, mais aussi des instruments pionniers à un moment donné, mais dans une dimension souvent de libération, ça fait le point commun entre tous ces groupes. Et ça explique aussi que finalement, ils se sentent des sortes d'affinités, même si c'est pas authentique, avec des groupes ayant existé auparavant, voire très longtemps. Guy Fawkes et les Anonymous, on a presque 4 siècles d'écart. Donc, pour se sentir... Oui, une forme d'affinité élective avec ces groupes antérieurs. Et on comprend bien le recyclage dans ce que vous dites, Pierre-Yves. Vous pensez à des sociétés secrètes qui existent aujourd'hui ? Alors,
celles qui existent, c'est aussi celles qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas encore, qui sont pas été encore dévoilées, révélées. Il y a aucune, je veux dire, bon, l'historien fait pas de prospective, mais il y a aucune raison, qu'il n'y en ait pas, puisque par définition, c'est quand même le ressort fédérateur de tout ça, c'est le lien que crée le secret partagé. Alors, soit il y a des ordres secrets ou des sociétés à secret, ça existe toujours, mais des sociétés secrètes, oui, vous, moi, un certain nombre de nos spectateurs, on peut très bien estimer que... on fait partie de la société du Paranormal Show, par exactement. exemple. Il suffit d'avoir quelques éléments symboliques ou pas de différenciation du commun des mortels. Si on est plus tourné vers cela, on va insister, on va essayer d'être un peu plus créatif et imaginatif. Sinon, ça sera simplement le moyen, le plus petit dénominateur commun entre nous, et ça permettra d'accéder à un certain nombre de choses. Ce qu'il rend très bien, moi je trouve, c'est chez Hergé, c'est les cigares du pharaon, où on voit très bien que là, la société secrète, c'est vraiment le paravent minimaliste, mais vraiment ras des pâquerettes pour tout simplement faire des affaires mafieuses. Et puis il y a un membre alors imaginons, ils sont dans un temple, ils ont la cagoule, tout y est. Mais qu'est-ce qui se passe? On appelle au téléphone, il y a un traître. Alors là, bien évidemment, dans une société, dans un ordre à secret classique, ça vient rompre le charme au sens fort du terme de l'espace-temps, etc. Et puis il y en a un qui oublie, chacun passe de l'autre côté, etc. Donc c'est la vision caricaturale, mais volontaire, caricaturée de la société secrète. Mais n'importe qui peut créer une société secrète, parce que toutes ces sociétés secrètes qui sont exclusives, etc., elles ont une dimension sectaire qu'on trouve déjà chez les Illuminatons avec le gourou, celui qui peut disgracier un certain nombre de lieutenants, les scissions, etc. Donc cette dimension sectaire, toute secte, dès lors qu'elle veut forger sa cohésion autour du secret, de la mise à l'écart, de la mise à distance d'eux, potentiellement, elle peut fonctionner comme une société secrète. Alors, qu'est-ce qui différencie une secte d'une société secrète? Toute secte n'est pas secrète. Il y a des sectes qui considèrent que elles ne sont absolument pas secrètes. Au contraire, elles ont pignon sur rue. Et par exemple, de part et d'autre de l'Atlantique, ce que nous on appelle parfois secte, de l'autre côté, c'est Église. Même si c'est fondamentalement un fonctionnement de type sectaire. Donc toute secte ne se cache pas. Au contraire, parfois, elle est vraiment très très visible. Alors que par définition, une société secrète, elle va vouloir être invisible. Moi, je pense que la grande différence, c'est ça. Et que cette invisibilité, connue ou pas de ceux qui en font partie, si c'est cloisonné ou pas, c'est ça qui fait la grande différence. Et la secte n'a pas forcément un agenda politique caché. Il est parfois même très visible, très ouvert, alors qu'une société secrète contemporaine comme celle que j'étudie à partir du clan jusqu'à aujourd'hui, là il y a clairement un agenda politique caché. Et une tentative de déstabilisation. La secte elle-même, elle se replie sur soi, alors que la société secrète à agenda politique caché, elle veut déstabiliser le régime, la société. Je pense que c'est ça la différence. Ouais. Est-ce que ça crée pas du coup une crispation finalement de deux bords, comme s'il y avait des groupes homogène de pensée, alors que la réalité est beaucoup plus complexe que ça, que les gens, il y a du vrai aussi dans ce qu'on appelle des complots. Il y a de vrais complots, il y a de vraies conjurations, il y a des vraies manipulations. Et c'est ça. Fait. Et du coup, en fait, on n'arrive plus à avoir une lecture de la réalité complexe, et mesurée. Oui, complètement, parce que ce sont des interprétations
du monde, au-delà de l'événement donné, qui ne dialoguent plus l'une et l'autre, puisque l'objectif c'est absolument pas de convertir l'autre à sa propre vision ou de le convaincre, c'est que de toute façon celui qui ne partage pas cette vision là est d'un côté c'est un idiot, sauf que c'est des idiots qui se comptent par centaines de millions, donc ça un peu sous-estimer l'adversaire. C'est aussi très présent d'un point de vue intergénérationnel. Et de l'autre, ce sont des ennemis. Donc par définition, trouver l'espace de dialogue entre, sans s'envoyer des anathèmes ou en s'ignorant ou en se renvoyant de dos à dos, c'est extrêmement compliqué. Donc oui, il y a la dimension chien de faïence que vous évoquiez qui s'observe, mais qui sont prêts, enfin, en tout cas, l'un des deux est prêt à bondir sur l'autre. Et l'argument de dire ces gens-là finalement ne comprennent rien à la complexité du monde, c'est dramatique parce que plus on développe ce discours-là, plus on les renforce dans leurs croyances, que ça relève de la croyance, et plus on les polarise aussi parce il y a une sorte de sentiment de supériorité de celui ou de celle qui déploie ce type d'argument, et eux se sentent à la fois humiliés, donc il y a une recherche ensuite de revanche qui soit symbolique, mais alors y compris quand on parlait de ceux qui n'hésitent pas à tirer, qui est parfois beaucoup, violente et absolument pas symbolique. Donc, c'est inquiétant. J'allais conclure là-dessus, Pierre-Yves Beaurepaire, mais ce n'est pas très rassurant. J'ai 3 dernières questions avant de vous quitter. La première, j'aimerais que vous puissiez nous donner 3 ouvrages qui, pour les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, et vous avez le droit de mettre les vôtres, évidemment, dedans, si vous le souhaitez. Donc 3 ouvrages que vous recommanderiez pour mieux comprendre ces sujets. Alors, moi, je pense tout d'abord à un roman, un des derniers romans d'Umberto Eco, Cimetière de Prague, parce qu'en fait, là, il fait ce qu'il a fait dans d'autres romans, alors que lui-même n'est pas historien, il est sémioticien. Dans le Cimetière de Prague, on est vraiment dans l'Europe de l'après 1815, de toutes les conspirations qui vont depuis l'après phase des révolutions jusqu'au protocole des sages de Sion, de toutes les conspirations réelles ou supposées et la façon dont elles sont instrumentalisées par certains pouvoirs, alors cachés ou pas du tout, et il mélange, il distingue en même temps très précisément, mais il mêle histoire et fiction. Et ça, je trouve que c'est un ouvrage très intéressant, parce que moi, j'ai par exemple travaillé sur celui qui disait à propos à Baruel, qui lui écrit une lettre, qui lui dit maître, votre livre est sensationnel, etc. Mais vous oubliez la conspiration par excellence, celle des Juifs, et ça donne le fameux complot judéo-maçonnique. Et lui, il invente, il s'appelle Simonini, et lui, il invente, mais il dit qu'il invente, il trompe pas son lecteur. Il invente le petit-fils de Simonini, qui lui dit, tu vois, avec une seule lettre, j'ai changé la face du monde. Bon. Et c'est là où on voit la puissance d'évocation du secret en tant qu'il est manipulé. Donc je trouve que c'est un roman génial de ce point, terrifiant, et parce que ça pousse, il y a des meurtres aussi, et en même temps génial. Un deuxième, c'est moi parce que c'est facile en traduction française d'accès, ça représente peu de pages, le premier des manifestes Rose-Croix, Fama Fraternitatis, l'écho, la renommée de la fraternité, parce qu'on voit comment se développe le secret sur un plan littéraire, et comment c'est tellement bien tourné qu'en fait ça va mettre en émoi l'Europe entière, alors que il y a quelques dizaines de pages, même pas. Donc j'aurais tendance, donc c'est une autre époque, mais je pense que c'est bien de commencer par Umberto Eco pour en revenir à la source finalement, et puis je serais bien pour le troisième, je serais bien
en peine de dire, parce qu'il y en a quand même beaucoup, peut-être propaganda, pour voir comment finalement la propagande est présentée comme un outil de communication, de conversion des gens. Donc vraiment comme un ouvrage qu'on étudie donc du point de vue de la communication, y compris marketing, mais qui peut être en fait dévoyé à des fins politiques, parce que c'est exactement la même façon. De la même façon qu'on a pu présenter le fait que pousser les femmes, à l'époque c'était ça, hein, pousser les femmes américaines à fumer, en disant que c'était une façon de montrer leur émancipation par rapport aux hommes, mais de la même façon qu'on peut convaincre toutes sortes de contemporains de n'importe quoi, dès lors que le narratif que l'on propose est séduisant et convaincant. Propaganda d'Edward Bernays, c'est exactement, ça, le neveu américain de Freud. Voilà. Et c'est extrêmement. Alors lui, pas du tout. Il explique qu'il y a un monde. Enfin, il y a un gouvernement secret du monde. Mais alors c'est pas du tout lui pour le dénoncer. Au contraire, il trouve que c'est très bien. Il faut comprendre les mécanismes. Hein, et c'est pour lui, c'est la façon de manipuler l'opinion. Pierre-Yves, un message que vous aimeriez faire passer aux personnes qui se sentent peut-être dépassés, concernés par la question du secret, par la question du complot, et qui ne savent pas quoi faire de cela. Alors c'est une très bonne question, parce que c'est celle qu'on doit tous se poser. Hein, moi, ce que j'ai essayé de faire sentir lors de l'échange, c'est aussi que quand on travaille sur le secret, et puis aussi sur la façon dont on manipule pour le secret, on peut soi-même entrer dans une lecture biaisée des choses, voir du secret partout, des complots partout, etc. Personne n'est à l'abri d'une lecture conspirationniste du monde, d'autant qu'il y a des vraies conspirations et des complots. L'objectif, c'est pas du tout de dire que ça n'existe pas, bien au contraire, mais je pense que l'idée, c'est d'essayer c'est pas de lutter, mais de se méfier, quelle que soit ses sensibilités philosophiques, politiques, religieuses, etc., une sorte de pensée révélée, c'est-à-dire comme si, en fait, le dévoilement du secret ou la révélation d'eux était quelque chose qui apportait une sorte de réponse unique à tous les problèmes, etc. C'est-à-dire que de dire que la pensée complexe, elle n'est pas forcément compliquée, c'est de compter sur l'intelligence humaine, dans le sens où plutôt un beau narratif peut être totalement faux. C'est pas toujours fake ou pas fake, hein, peut être totalement faux. Quelque chose qui peut être approximatif, donner des pistes, c'est-à-dire d'essayer d'éviter ce qui est tout fait, qu'on propose en bloc, et en disant voilà, t'adhères ou t'adhères pas. C'est-à-dire essayer de lutter, oui, contre cette dimension de révélation qui devrait s'imposer naturellement, et faire que on serait fait de sidération, on n'aurait pas de réponse à apporter, on serait juste là, ou t'acceptes ou tu refuses. Si tu refuses, t'es contre moi. Si t'acceptes, bien tu entres dans mon groupe. Voilà, cette idée de se défier, hein, mais au sens de se méfier des révélations toutes faites, qui parfois ne sont pas du tout neutres, mais sont vraiment instrumentalisées pour nous nuire. Je me méfie du dogme, finalement. Oui. Et enfin, Pierre-Yves, une question que je ne vous ai pas posée, mais que vous auriez aimé que je vous pose.
Au risque de paraître flagorneur, moi j'ai trouvé que vous m'aviez posé beaucoup de questions, des questions qui faisaient dialoguer le passé avec le présent, et je pense que c'est ça l'idée aussi. Le rôle social de l'historien, c'est d'éclairer le présent, même si je pense que les leçons de l'histoire on n'en tient jamais compte. Peut-être ça, peut-être avoir posé une question sur à quoi bon, puisque finalement on aura beaucoup de mal à faire revenir dans la voie de la raison ceux qui sont partis pour croire que quel qu'il soit le secret mène le monde. Et si vous m'aviez posé la question, j'aurais tendance à dire, parce qu'il faut rester malgré tout optimiste, penser que on n'est pas dans une phase où le dialogue s'impose naturellement, mais que on a connu à différents moments de l'histoire là aussi des moments plus favorables, où alors c'est l'esprit des Lumières, mais qu'il faut pas idéaliser non plus, l'esprit critique, etc. Il y a des sursauts. Et que le sursaut est toujours possible et qu'il suffit de lui en donner les moyens et les outils. Et donc rien n'est pire que l'argument d'autorité en disant ce que vous dites est faux, etc. Voilà, et la science qui s'imposerait à tous. Non, je pense que c'est une la crise actuelle, donc la crise philosophique qui est autour de tout ce qui est pensée académique, etc., ce qu'on peut montrer, c'est aussi une façon de nous forcer, nous, à nous remettre en cause, et en disant, c'est peut-être que les narratifs qu'on nous propose en face sont beaucoup plus séduisants que les nôtres, qu'on a un peu parlé en vase clos, et que moi j'y vois quelque chose de positif, c'est remettons-nous en cause, et peut-être que on arrivera à instiller une forme de doute, de grain de sable dans la machine, qui fait que ces pensées bien organisées, parce que dans ces narratifs où rien ne dépasse, tout s'enchaîne naturellement, il y a peut-être ça va peut-être se gripper à un moment donné, a des difficultés à convaincre tout le monde, et peut-être qu'on pourra à ce moment-là ramener, pas forcément à la raison, mais au dialogue, ceux dont on a pensé qu'ils étaient perdus à un moment donné pour la science ou pour une pensée relativement pas raisonnable. Voilà. Pierre-Yves Beaurepaire, un immense merci, c'était très intéressant. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. C'était The Paranormal Show, votre rendez-vous avec les mystères de notre temps. Abonnez-vous, soutenez-nous, nous avons besoin de vous.